Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Merci de couper tous vos micros. Oui, normalement, là, c'est bon. Normalement, il n'y a plus d'écho. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il n'y a plus d'écho? Laure, bonjour déjà et bienvenue à Women in AI, toutes aussi. Donc avant le démarrage, on démarre normalement, on commence à 8h45. Je vais arrêter mon partage et je vais vous demander d'essayer de partager de votre côté juste pour tester. D'accord. Vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Normalement, vous devez voir ma fenêtre. C'est parfait, on voit tout. Par contre, donc là, je regarde. Je vais essayer le plein écran. Est-ce que c'est bon encore? Parfait. Ok. J'arrête mon partage. Super, merci beaucoup.
Est-ce qu'on démarre, Siam? Allô? Oui. Bonjour. I'm Siri. Goodness. Vous m'entendez toutes les deux? Oui, on vous entend parfaitement. On commence, Siam? Oui, je pense qu'on commence. D'accord. Bon. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue à toutes à Women in AI. Donc, c'est dans le but de marquer la journée des droits des femmes que notre institut MIAI at Grenoble-Alpes, l'institut multidisciplinaire en intelligence artificielle, a souhaité organiser cette journée qui se veut être scientifique et dédiée à la parité et à l'égalité dans les technologies numériques de manière générale et tout particulièrement en intelligence artificielle. Pendant la journée, nous aurons le plaisir de partager ensemble certaines des avancées scientifiques dans le domaine, mais ce sera aussi l'occasion de présenter de différents témoignages de différents parcours de femmes chercheuses, doctorantes, entrepreneurs dans le monde de l'intelligence artificielle. Nous souhaitons aussi noter que la journée Women in AI est un événement qui est organisé dans le cadre du mois de l'égalité, piloté par la mission égalité femmes-hommes de l'Université Grenoble-Alpes. Donc, la première session est dédiée à femmes et diversité. Cette session vous sera animée par Siem Amer-Yahya, qui est directrice de recherche au CNRS, mais également titulaire d'une chaire à MIAI. Donc, je te passe la parole, Siem. Merci Menel, merci pour cette introduction et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très contentes d'être là aujourd'hui pour une journée très importante en France, en Europe et partout ailleurs. Nous allons commencer la journée par une session femmes et diversité, mais d'abord, laissez-moi vous parler de MIAI. En fait, c'est dans le cadre du programme national pour l'intelligence artificielle annoncé par le président de la République que l'État a décidé de soutenir 4 pôles nationaux de recherche, de formation et d'innovation 3IA, Grenoble, Nice, Paris et Toulouse. MIAI Grenoble-Alpes et l'Institut grenoblois, interdisciplinaire en intelligence artificielle, et qui a pour mission de développer les nouvelles générations de modèles et systèmes d'IA, depuis les architectures matérielles et embarquées jusqu'au logiciel, avec un focus particulier sur la santé, l'environnement, l'énergie, l'industrie 4.0. MIAI étudie aussi comment l'IA est perçue par notre société, quels sont les problèmes juridiques et éthiques posés par l'utilisation croissante d'outils issus de l'IA. Alors, j'ai le grand plaisir d'animer cette première session. Nous allons entendre 2 témoignages, parcours. Alors, le premier, ce sera par Elisa Fromont, qui est professeure à l'Université de Rennes depuis 2017. Elle est membre IEF depuis 2019. Elisa a fait un postdoctorat à l'Université de Leuven en Belgique entre 2006 et 2008. Ensuite, a été professeure à Saint-Étienne jusqu'en 2017 avant d'intégrer l'Université Rennes. Dans ses travaux de recherche, Elisa s'intéresse à résoudre des vrais problèmes, des problèmes qu'on rencontre dans l'industrie, etc. Et ce sont des problèmes qui nécessitent des techniques de fouille de données avec une très grande hétérogénéité, diversité de données, allant de données spatio-temporelles, des données multimodales, etc. Et elle s'intéresse tout particulièrement à expliquer les décisions des modèles à des utilisateurs non experts. Donc, on va d'abord commencer par la présentation d'Elisa. Nous passerons ensuite à la présentation de Laure Bertiecki, qui est directrice de recherche à l'IRD depuis 2011. Avant cela, elle était professeure à Aix-Marseille
entre 2017 et 2018. Et puis, Laure a beaucoup voyagé. Elle a été Senior Scientist au Qatar Computing Research Institute entre 2014 et 2017. Entre 2000 et 2010, elle était prof à Rennes. Et elle a également passé 2 ans à AT&T Labs dans New Jersey sur une bourse de Marie Curie. Laure s'intéresse dans sa recherche au traitement, à la fouille de données à grande échelle, combinée avec des machines, avec des techniques de machine learning, d'apprentissage. Donc, je vous propose qu'on écoute Elisa, puis Laure, et entre-temps, si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Je vais les organiser de sorte à ce que, en fin d'exposer, on puisse en discuter, en débattre ensemble. Alors, Elisa, à toi. Alors, c'est le moment où il faut que je partage mon écran, c'est ça? Oui. Donc, alors, excuse-moi, finalement, si ça marche, ça devrait être bon, ça. Est-ce que vous voyez mes slides? Oui. Super. Une petite question, Siam, d'abord. Est-ce que je fais en français ou en anglais? Oh, c'est comme tu veux. En fait, ça dépend un peu s'il y a des anglophones dans le public. So if there are people that don't speak French, can you say it somewhere in the chat? So I know I have to speak English, otherwise I will speak French. Vous pouvez commencer en français et puis on peut switcher en anglais si nécessaire pour les réponses. Oh, ici, on a Varsha Devi qui… Oui, on a les doctorants de MIAI qui parlent anglais. Okay, so I should probably do it in English, right? Oui, et passez en plein écran, s'il vous plaît. Alors, en plein écran. Je ne suis pas en plein écran? Non. En fait, il faut aller dans les paramètres d'affichage et de basculer. Vous mettez que… Alors, les paramètres d'affichage. De votre PowerPoint tout en haut. Ah ouais, sauf que si j'avais accès à mon PowerPoint, ce serait pas mal, c'est pas gagné. Elisa, il faut que tu cliques sur basculer entre les affichages, juste en haut là. Basculer entre les affichages, c'est ça? Ouais. Voilà. Et là, c'est bon? Ouais. Excellent, excellent. Je découvre des choses sur Zoom tous les jours. J'ai découvert ça vendredi dernier. Oui, bon. OK. So I will start. This is not supposed to be too formal. At least this is what CM told me. So if you want to interrupt me during the talk, feel free. Just put your mic on and ask your question. Otherwise, the CM will collect the question in the chat for the end. So actually, it took me a while to decide what I would talk about because CM, she contacted me and she said, okay, we would like you to talk about your research topic. And I told her, okay, but which one? And the reason why I asked that is because, well, my career put me in situations where I was facing a lot of diverse topics. And I will explain now why and what are those topics. Yes, I must apologize. So behind me, you see a screen for the HCRS because my lab is evaluated this week. So it's a kind of crazy week, but okay, I will manage. So I'm going to talk about my career in data science. And so this career starts in 2002. So I was a good student in high school, but I was terrified by exams. And I really didn't like competition. So I did a very, very crappy, well, I had very crappy grades at my high school diploma. I got it nonetheless, but not very brightly, I would say. So I was not accepted in one of the schools that I was aiming for, which was INSA. INSA is an engineering school in France.
it's a public school, so you don't pay much. You don't pay more than the university fees to enter, and this was important for me because I wanted to be independent from my parents at that time. So it was important to enter a school that was good and that would allow me to be independent. So I did what many people do in France, which is classe préparatoire, which are 2 years that you do before entering the engineering school, and then you do 3 years in the engineering school. So I chose INSA, and INSA is a kind of general school where you could study many different topics. And I chose computer science. I chose computer science because, I didn't know what else to choose, actually. Not because I was particularly into that. I was into games, board games or video games. So, and I thought that computer science would be, I would say, ludic, or at least that I would enjoy it. And I was not bad at other scientific themes, but I didn't know anything about computer science. And I must say that to enter INSA after 2 years of classe préparatoire, being a woman really helped, because at that moment there were not that many women in computer science, and they were trying to recruit women that were good enough, I would say, and that could do a career in computer science. That was important at that time. So that's the first moment where being a woman really helped me in my career. And so I did this engineering school, and I completely was fascinated by one of my teachers, who was actually teaching Prolog class. So I don't know if you know Prolog, but he really did it well, and I thought it was very interesting. Not really Prolog in itself, but the way he was teaching it, and I thought, okay, this is what I want to do in my life. I want to be a teacher at the university. Because I like the student there, and I love what we do there, and I want to be a teacher in computer science. So that was my goal, and so I decided to be a teacher in France. You need to have a PhD in computer science, at least, and at that time, because now it's different, So I was trying to have a PhD, and well, I was a good student, but not an exceptional one, I would say. The fact that I was a woman, again, helped me to find a PhD at that moment, because there were not that many women. So among, I would say, students of the same level, being a woman really helped there. So I studied a PhD not because I liked research. Actually, I didn't know much about research at that time, but because I wanted to teach. And I did a PhD that was okay-ish, I would say. Okay-ish in the sense that, well, it was not the best PhD ever. That's an understatement. But it's also, well, I thought, okay, this is a means to an end. I need this to become a teacher, so I will try to do it as best as I can, so I can apply then for a position and maybe get one. And to do that, the rule of the game is you need to do a postdoc after your PhD. So I did a postdoc, and I ended up in Leuven. And the reason why I ended up in Leuven is because at some point during my PhD, I presented a poster in a poster session in an international conference. And there were some people from Leuven there at this moment. And you know, when you're 200 students in a room full of posters,
And well, all posters are interesting or not interesting, depending on your interest. You tend to go to the minority, right? The one that catch your eye. And minority doesn't mean being a woman. It could mean black, being very tall, being very small, being whatever. A minority, I think when you were there in your room of 200 people with a lot of posters, this really helps actually to get some attention. And so they came to talk to me, and I said, okay, I'm going to look for a postdoc. And they say, well, you should try because your topic is is interesting for us. Would you like to come to Leuven? And then because of that, I was recruited in Leuven. And there in Leuven, I learned a lot. I learned a lot because I must say that, well, so at that moment, so 2006, 2008, the Leuven group in machine learning was one of the largest one in Europe. And the diversity of the topics there was huge. It was very impressive. So every week there was talk about a different subject. Every week you could learn something new. Every people were talking to each other. They could help. They were experts in many subjects, and I thought that was fascinating. I thought that well, at that moment I really started to get I would say hooked by research and by how fun it could be, by how interesting it could be. And so I continued. This postdoc really helped me pursuing a career, not just to be a teacher. This I still wanted to be, but it was I would say equally important now at that moment to do some nice research than to teach. So my research topic at that moment, so after my PhD were very narrowed, as most research topics after a PhD are. So during my PhD, I work on inductive logic programming, which is a kind of symbolic machine learning where you learn programs in first order logic, which is kind of fun actually because this is, as I said before, the reason why I started all this PhD thing at the beginning, because of a Prolog course. So I continued doing Prolog during my my PhD. And as I said also, in Leuven, I started broadening my my scope, my horizon a lot. So I was recruited to do what is called inductive databases, which is the inductive databases are a database that integrate machine learning inside. So you need to work on query languages, you need to work on model representation of machine learning models into the database, you need to work on technical solutions to create a database. So there were a lot of challenges. And I started developing an expertise in pattern mining. I was working a lot on how to, because patterns were easy candidates to put in a database. And if you could do a lot from patterns, and we tried to do a lot. So we did decision tree from patterns, we did clustering from patterns, we did a lot of different machine learning models starting from the patterns that were presented in the database. I started working on, I would say, it's like a breadth first search, right? So I was working on every subject of machine learning because I needed to integrate them in my inductive databases. And so after my postdocs, I think I grew a lot. I grew scientifically a lot. And I was recruited in 2008 in Saint-Étienne as an associate professor.
So Saint-Étienne was not my dream city. I had a lot of a priori about this city. I did really like the people there, the scientific person that would welcome me in their lab. I knew them from conferences from before. So I knew that I liked those people, and I was very afraid to have a very shitty life in Saint-Étienne, and I didn't. So that was a very bad a priori, because, well, I'm not going to talk about why Saint-Étienne is a great city, but I could if you're interested. But anyway, of course, when you're applying for position, and okay, I did a great postdoc. I had nice publications during my postdoc. I had a lot of contacts, European contacts with a lot of people from all over Europe and the rest of the world. When you're applying for position, there are a lot of good people applying. So what you need is to be some kind of exception, some kind of minority anyway. So because your postdoc was more fruitful, because your contacts, your network is bigger, whatever. But you need something that stands out, and I think I had that at that moment. And the fact that I was a woman really helped also, because of course they were trying to recruit, on an equal basis, they would recruit the women because they need that for the lab, they need that for quota, they need that for many different things. So I had a great time in Saint-Étienne. I spent 9 years there. I had 2 kids in between. I could talk about that if you're interested. I defended my AGR, which is a habilitation to become professor in France. You need that in 2015, and then I was recruited. Okay, this arrow is supposed to be in the next. I was recruited in Rennes, and there definitely being a woman helped. So I wouldn't say that I didn't have a nice CV at that moment, but there were a lot of very, very good candidates in Rennes. And the 2 first ranked people as professor were women. So I think they clearly were trying to recruit a woman in AI. And they decided to recruit me, which I really appreciated. So as you may have noticed, I came back to my origin because this is where I did my thesis. And in 2009, I applied for the EUF grant. So EUF is a very nice grant because although I really love teaching, being an associate professor, you need to teach around 200 hours per year, which is quite a lot, in fact. You feel like you don't really have time to do good research and good teaching most of the time. And this EUF grants gives some time. So it gives a little bit of money. And it reduced the teaching load a lot. So it removes 2/3 of the teaching load. And with that, I could spend much more time doing research. And there, being a woman really, really, really helped because, well, this is a typical policy of EUF, right? So now for the junior professor, I think the acceptance rate for this grant is almost 30% for women. Okay, it's huge. There are not that many people, not that many women applying, and they're really trying to have some kind of equality, gender equality. So there, I mean, there's no question, right? If being a woman really helped or not, it did. And being a woman working in AI or in data science in general, and I did my EUF project on XAI, so explainable AI. That was really a good idea, right? It's a hot topic. And all this made me have this grant, which is very useful for me nowadays.
So my research topic, well, I was in Saint-Étienne, evolved a lot from what I was doing in Leuven. So in Leuven, I was working on this inductive database thing, and in Saint-Étienne, I started. So I was in a corridor where there were a team, computer vision team, in front of us, us being the data science team in Saint-Étienne, and so the management of the lab told us, okay, it would be nice for us for the evaluation of the lab if you could work together more. So I thought, oh, well, I just arrived, so I thought, okay, I should probably talk to them. And so I started to talk to them, and I did a lot of things revolving around computer vision. And I must say that this was a very good idea also, because computer vision is like the best playground ever for a machine learner, right? They have all the problems that we like. They have all the real problems, right? So they have domain adaptation problem, as CM said at the beginning. They have multimodal problem. They're trying to find patterns. They're trying to better classify. They're trying to classify at many different levels. They have imbalanced data problem. It's like the machine learning dream. And so I worked on computer vision. I worked on graph mining in computer vision. I worked on pattern mining in computer vision. And when the deep learning craziness started, I worked on deep learning in computer vision. And I did a lot of different things that were quite successful at that time. I did not only work on computer vision, so those the two examples on the right side, sorry, are not computer vision. I was trying to on the top right corner, I was trying to detect anomalies in data, and this is more related to metric learning. And on the bottom right corner, I was trying to have a kind of learning strategy that would help me optimize F measure in the presence of imbalanced data instead of the usual accuracy that we optimize in machine learning. And so I did work on, so although my research was very applied, I still developed techniques that were useful and more generic than just the application I was applying it to. Okay, so if you're interested in one of those, let me know. Okay, so now I am a professor in computer science, in data science in Rennes. And what does being a woman professor in AI change? Well, first, as you may have noticed, I feel like a lot of my successes in my career were due to the fact that I was a woman. I think it's true in the sense that the whole equal gender policy really is trying to help women in computer science get position, get a career. So I'm fighting continuously, I would say, with an imposter syndrome, which is the feeling that I don't really belong here, or I'm not here because I was good, but because of some external factor that helped me to get there. Okay, so this is my curse. Well, I live with that. The thing is, there's not much you can do. I talked about it with a lot of female colleagues, and there's not much you can do about that. Because it's a bit true, right? We do different things as women, and we have different career paths as women as men do. The nice thing, well, I think it's nice, is that because of being a woman a professor in AI,
I tend to be invited to a lot of juries because of quotas, right? You need to put women in juries, so I get invited a lot. And I get invited to very diverse jury, PG thesis jury. So in particular, I am exposed to a lot of different research. And most of the time, and because I'm very curious, and this is also what pushed me from the beginning to do this career, I find it very nice to be exposed to very diverse topics. I'm also very aware of the potential of candidates all around France. I'm invited in many recruiting committees every year. I try to keep it at 3. But so I get to know the research of the young person. And this is also something that helps me understand what's going on in research in France all the time. And not only in France, because there are candidates from all around the world. Okay, so this is the good side of the coin. And the dark one is that because I'm doing this, I think I have a lot of additional work that men probably don't have. Okay, I put the 2 first points again, because, well, you could say it's positive because of the exposure, but it has some downside too. So I have countless solicitation because of the quotas, right? So I am taking part of scientific committees, a lot of different scientific committees, evaluations, just because you need women there. Okay, so those people, they would not hear about me, but because they need to put a woman, they start looking around, and eventually they find my name. But okay, so this is a lot of additional work, but it is also a lot of opportunities, right? So I know most of the AI community in France. Because of all these opportunities, most of them were really interesting. I am solicited to do keynotes, to organize conference, workshops, well, okay, so this is a lot of work, but at the same time, this is a lot of opportunities that men don't have. Okay, so I told you that I had this EUF grant, so now I have a bit more time to do research, and so I'm doing research. And at the moment, I have 8 PhD students working on very, very, very different topics. So I have a student working on machine learning for timing estimation, right? So the point here is to be able to predict the worst case execution time of a program. This is something I do with one of my colleagues who's working in hardware architecture. So nothing to do with what I do usually, but we started talking. I liked what she was saying. I'm curious, so I started a new topic with her. I'm working on privacy preserving power consumption time series publishing. So this has to do with privacy. It has to do with time series analysis. And this is also new for me. And I'm working with 2 very nice partners in crime again. And so I'm learning there, but I find it really, really interesting. I'm working on deep learning for end-to-end visual servoing. So this is about robotics. I'm working also with a nice colleague from Rennes, a different one. I knew nothing about robotics when I arrived in Rennes. At some point we talked. We had, well, he had a very nice subjects. I remembered from Saint-Etienne that, okay, if you go out of your comfort zone, and this is what I did with computer vision, you tend to end up with very nice playgrounds. So I wanted to try, and it's the case, right? It's going very well. So robotics, and then
I'm working on explainable deep learning-based methods for children handwriting analysis in education. So this is with another colleague working in another department than data science. He's interested in helping children to learn how to write. And this has to do with my explainable AI interest. I'm working with Bandit, recommender system with Bandit. I'm working on operational research on free-floating car sharing services. I'm working on multimodal data with deep learning again. And I'm trying to explain time series classification. So as you may have noticed, there are not that many common points in all those subjects, which makes me, sometimes a bit worried that I don't really have a strong expertise in everything, but I do have some knowledge about many different things. And I keep my curiosity I would say fed, and this is nice, and I meet a lot of very interesting people, and that I like a lot. Okay, so this is the end. So my conclusion would say that it's much easier, faster to have a career in AI as a woman than as a man, because there are a lot of opportunities that you have that men don't have. The reason also is because minorities, sorry, there is a mistake here, are noticed more easily. And this is positive and sometimes negative, okay. I never had any problem of harassment during my career. Sometimes I was in not so, I would say, woman welcoming places during my career, but I couldn't qualify it as harassment anyway. So I wouldn't say this was a problem. I think the main problem was to start this whole thing, and this was a bit by chance, as I tried to explain at the beginning. But if you're listening today, I guess you already started. So so this part is already done. So just ride the wave now, I would say. There are many more work opportunities as women than men. There are special brands only for women. You have a stronger exposure to diverse topic. You have very interesting solicitations. This has a downside, right? I put Spider Woman next to it because you know, there is this famous quote in Spider-Man. I'm not sure it's from him, but he said, "With great power comes great responsibilities." So I think those are the one, right? So I am, as a woman, you're kind of empowered. In computer science, at least, in many ways, but this has a downside, right? You work a lot, you work probably more, you do a lot of admin, there are some less interesting solicitation, and you need to learn how to say no to them, and it's not so easy. And you're supposed to do what I'm doing right now, which is try to explain why I did that and why being a woman in this field is a good idea. You need to be some kind of role model, so so women continue in this career. Voila, I'm done. Merci, Elisa. Thank you for this enlightening, honest, and somewhat unusual presentation. I've actually received a number of comments in private, surprisingly. But let's have Laure present her work and set up.
so while you're setting up, Laure, I'll simply say that I've gotten a number of comments on the imposter syndrome, and it's not the first time I hear about it, but so far I've heard from a number of women about it, even though I did ask everyone to tell me if they have experienced it. And so I will summarize what I've heard about after Laure's presentation. Laure, à toi. Thank you very much. So can you hear me well and see Yes. my screen? So let me share the full screen. Is it okay? You can see it? Yeah. Okay. So let me, okay. So thank you very much for the invitation. I'm very happy to be part of this this day in the line of presentation, and I like the idea of presenting maybe informally the path of each one of us in this computer science and research field. So my current, actually, let me go. So I will briefly explain my career path, and which is really very, I would say, a lot of mobility, as Sihem said, and diversity, because I started doing a master bachelor in physics and in the, would say, climatology, and then I moved to signal processing and robotics, because I wanted it to be an oceanography scientist, and develop some robots to go under the sea. But this didn't happen, because I had some epiphany in master where I did an internship at the French Navy, and actually the internship was more about technological watch and about trying to find out true information versus fake or dubious information on variety of equipment from the French Navy. And so it was more a computer science internship. So I decided to go for computer science, and I did a PhD more in information system and databases in Toulon with the French Navy. And after that, I really liked this kind of mindset, and I went for the very usual path in France, where you, after a PhD, you have to find some postdoc, or what we call a TER position, where I did more research on information retrieval, and then I got position as an associate professor in Rennes, where I met very briefly Eliza, but she was a PhD student at that time, and I was starting my career in Rennes. And I started my career in a team in working on biomedical sciences, and so I opened my application domains to biomedical data management and statistic a little bit, and moving on, I decided, I met this this guru, Divesh Srivastava, in a conference, and we organized some workshop on information and data quality, and actually meeting him quite changed my life, because I applied for a Marie Curie fellowship. I had the great opportunity to spend 2.5 years in the US in actually his team, and also actually I was in between two teams, the data management team and the statistics team in AT&T Lab. So I learned a lot, and it was really the key point of my career, because when I came back to France, I was still associate professor
because it was during some kind of sabbatical. And I decided to go for full-time researcher because, as explained by Eliza, when you are in France, associate professor, you spend a lot of time, which is good, a lot of time in teaching, in administration, and other kind of duty. But all this time you cannot really focus on what you would like more. And in my case, it was research. So I decided to apply for a full-time researcher. Actually apply for researcher is, it's, of course, it's not easy, but it's also interesting to look for research institute where you have applied research. And in my case, it was very important to have applied research, to have access to real world data, because my focus is on data quality. So if I don't have the data, real world data, it's very, very difficult to be and stay motivated. So when I apply for a research institute, I consider IRD, and I will explain what is IRD. And I got a research director position, and then I took a sabbatical to go to Qatar, because again I met Ahmed El-Maganid, who is a founder of QCRI. We organized a workshop, and actually invited me, and then I stayed 4 years in Qatar. I came back to France, but because I didn't want to, I wanted to try again what is teaching. I decided to extend my sabbatical, because we have this great opportunity in France to be able to do a lot of experience and still keep the position we have. So I had a full professor position in Aix-Marseille, and for 1 year, and then I decided to reintegrate IRD. Along the way, so I moved from statistic to pure database research, and gradually to machine learning, reinforcement learning, and deep learning. So this is a spectrum of topic I've been working on in my career. And today so I belong to IRD, which is a research institute in sustainability science and sustainable development in general. So there are about 1,000 people working with 252 permanent researchers, but if you include postdoc and PhD students, it's about 1,200 people. The thing is, so there are two key aspects of IRD you may not know. This institute is under the umbrella of two ministries in France. One, of course, the Ministry of Research and Enseignement Supérieur, and the other one is Foreign Affairs, which means that you have to travel and you have to eventually in your career spend time abroad in developing countries. So as you can see, in South America, Africa, Asia are really the main countries where we have units, and the units are really we are on the field, and this means that we not only have access to real world data, but you have access to people, and you work with people, and it's not an institute that is really comparable to everything I would see around the world, because our main, there is a way we are evaluated in IRD, which is of course the H index and how much and how good you publish. But a very important aspect of our evaluation is how much you publish, and you are co-author with a partner of from the South country, where you have not a lot of
infrastructure, and you are not in a very good environment for research because you have many other priorities. And so this is a very important metric for us, which is kind of counter productive, I would say. It's not in line with most, the way researchers are evaluated internationally. And sometimes it's hard to be rewarded because you have to include this dimension in your part. So basically, this is what IRD is, and also it's aligned with 17 United Nations Sustainable Development Goals. If you may be aware of, so meaning that your research, and in my case, data science, data analytics, and machine learning should be somehow applied to or under the umbrella of one or many of these goals. And typically, we are doing research on actionable science. So, which means we need to have an impact on the field with the people and the population that live and are impacted by the climate change, for instance. And so we are an institute, and my lab is interdisciplinary institute, which had a difficulty in publication wise in being recognized, because you have to publish with and be relevant not only in machine learning but also in the thematic question you are addressing. And the thematic question we are addressing are question in relation with the Sustainable Development Goals, such as coral bleaching, marine pollution, land erosion, natural disaster, and many other fields. And so you get the great opportunity to collaborate with people from very different sciences, very different fields, which is, I think, a very nice, very rich aspect of my work. Sometimes it's very difficult because you have to understand and to communicate with them. We don't share the same vocabulary, but it's very, you learn a lot, and that's what matters to me. So it's really important to consider that. If you want to feed, as Eliza said, you want to feed your curiosity, you need to find places where you can, in my case, get applied research, get many access to data, very diverse data, and also meet experts, not in your field, but experts in very diverse field. So as an example, I just mentioned two work we are currently doing, aligning with the Sustainable Development Goals. One is related to the goal number 1 and the goal number 10, which are reduce inequalities and poverties. And here the type of question we address is the following. Suppose that we want to set a protected area in a place in Africa, or a marine protected area in Africa on the coast, in, let's say, Malawi. We want to understand if this decision will have an impact on poverty. This means that the fishermen will not be able to go in the same place they were used to go to fish. So because now the protected area is, will prevent from fishing. So we want to study this, if adding a protected area will increase or decrease the poverty of the villages surrounding or close by this protected area. To do so, we need to predict poverty estimates, and we cannot do that currently from the surveys we have, socio-economical surveys that are on the web, because we lack of ground truth data.
and indicators. We don't have enough indicators, especially in Africa. So we have very few indicators, not every year, not for every places that are actually of interest for the protected area we want to set. So the thing is that we need to have external information and multiple type of information, and in IRD, which is another specificity of my institute, is that we have satellite antennas. We have 7 satellite antennas in Guyana, in various places around the world, and we get raw data. So, but now satellite images can be obtained publicly. You can get a lot of satellite imagery data. So we do some research on how we can use and leverage deep learning for mapping the few socio-economic indicators we have, so mapping them with satellite images and see if we can actually complete the map and be able to predict indicators where we don't have actual indicators, but we have satellite images. So this is a very high-level idea of this this work, and this is actually a PhD thesis from Robin Jarry that I'm co-supervising with Marc Chaumont and Gérard Subsol at Lyon. So basically, the main problem we have in applying machine learning to sustainable sciences is the lack of ground truth, as I briefly mentioned, but also the noise, because here we may have an indicator, but it's anonymized in terms of location, so you don't know exactly where this indicator is actually true. And we don't have, of course, the indicators for every day. It's yearly and not every year. So you have a lot of uncertainty, a lot of noise. So it will affect the deep learning outputs. Of course, you have a plethora of architectures and configuration with variable sensitivity to noise. And this is what actually we are studying, and this is very interesting. And also we have different way of aligning the data because you deal with structured data, you deal with also with satellite images data, and at some point you may not propose the optimal strategy to merge this data and ultimately come up to a good indicator, a good estimator. So bias, uncertainty may occur at every stage of your machine learning pipeline, and this is a very interesting topic of research to me, and so I'm working on this. As I mentioned, you cannot do that by your own. I mean, only being a machine learner or even a data scientist has no interest to me if you don't interact with the expert or people in the field. So at some point you need to involve the user in the loop and really tackle this multidisciplinary expertise and complexity you add to the problem, because you may have, especially in sustainable science, you will have to deal with multiple expertise, multiple fields, and so you will have multiple experts involved, and they don't have the same view, they don't bring the same knowledge. At some point you need to merge and understand the phenomenon. Another quick example under this sustainable development goal, climate action, which is a research work. We started with again a PhD thesis with Carmen Gervais on
considering multiple models for studying the climate impact, in particular on agriculture. So we have multiple models from various disciplines, from climatology, from oceanography, from just looking at the temperature anomalies or the change in the glacier mass. So you have all these, I would say, physical models that are top-down. They are not coming from the data. They are it's physics, and they are trying to simulate what will going on with the CO2 concentration. And essentially, I mean, it's a mix of physics and data. But what we are interested in this work is how we can merge all this type of data together to have an aggregated view of what's going on. All model has some constraints, physical constraints we need to consider. And again, we have uncertain data scenario. So just to give you the idea of, I mean, it's a complex problem, and the ensembling has to be robust to the data and also to the models, because none of the models are actually perfect, and they have some drawbacks and uncertainty as well. So going back to my original title, so my research is essentially can be summarized in this under this question. Given that learning from dirty data is difficult and very risky, so I like this picture because this is really this summarizes what I'm working on at every part of the pipeline. My question is how to make the data ready to use and possibly error-free. Sometimes it's not possible, but we can do our best to reach this. And of course, the data should be fair, but it's not enough. And it should be also reproducible. But this is what I understand and what I would like to define behind the term of data readiness. So if I want to be more formal, I would say that what I've been doing so far is try to solve this kind of problem statement at a very high level, just to give you an idea, and to apply it to sustainable science, because I believe that today it's a priority. It's not working for a big international company to make more money, at least it's my view. It's to really to address the problem we are facing. And so given a thematic question, and to have this thematic question, you have to have experts and not from machine learning about a complex phenomena. And given the fact that you can collect multiple real world and dirty data sets with various types and various data types and various structure, including satellite imagery, maps, text, you want to select the data, detect the anomalies, correct them with a minimal cost if you can, orchestrate automated and human tasks, because you need this multidisciplinary expertise. And you need also to select the strategy for doing all this, because you have many choices for preparing or integrating the data. Then you apply this model you think would work, but you have to apply many models, and you have also, when you find the model that would actually lead to good estimates or a good prediction, you have to explain the results and the whole process, including the data preparation and the data integration parts. And this is very important, otherwise your result will not be trusted. And ultimately, another interesting aspect is how you evaluate the actionability of your work. And actually in IRD, it's a part we are interested in, because we are working with populations on the field.
And this actionability concept and co-viability also concept has to be measured. And there are very, very too few approaches that try to actually measure how actionable your research is. And this question is very important to me because scientific impact in terms of publication is good, but it's not enough. I think our actionability is, and then if we can transfer something that is actionable, is really, really important. And it's a purpose. So I'm trying to go towards this data readiness. And so along my career path, I try to make sense of this, everything I've done, and put it in a box, such as, okay, I've been working on data management and essentially I've been working on data quality assessment. This is part of my career and I can associate some publication. So of course, it's important to make a sense out of it and to be consistent. And so my consistency can be, presented in this way. I've been working on data integration, and I'm working now on data analytics and more on machine learning, again with the same goal. I want to get rid of dirty data. I like the cleaning, and this is a very woman maybe view of, but I'm okay with it, and it's fun and it's fine. How we can detect and curate the anomalies, but this is, a facade. Actually, my life I've been very complex. It's not a simple box that you can, present consistency storyline, consistent storyline. It has been more like a map where I'm traveling from one field to another, one application to another, trying to fill up skills from database engineering and database administration, statistics, probabilistic modeling, and now more machine learning and reinforcement learning. Again, with in mind the different approaches I would like to add to solve my problem, which is data readiness as I defined it earlier, and try to apply it today on sustainability science, but yesterday it was on customer data management and biomedical sciences. I think transferability is important, but as you can see, I'm always traveling from one metro station to another. It's not a straight path. So to conclude, maybe I'm looking at the time. Yes, sorry for the. But to conclude, I will have a very generic conclusion that is not specific to women. It can be applied to anyone. So it's important to have a purpose and stick to it and stick to your core values. Otherwise, you won't be motivated for the rest of your career. You have to be consistent with yourself and not necessarily thematically, but at some point you will find a storyline that explains what you are after. And this is important because, again, this will drive you on the long run, because the long run is important. It's not just one thesis and then you quit, or you have to, at least for me, I had to find a purpose. And this means sometimes when you want to stick to your core value, you have to leave, you have to change your environment because you feel that you don't belong, but not necessarily because you have this imposter syndrome. It can be for external reason. You feel that you are depreciated, or someone is not considering you at the right level, or you get bored. And so it's important to, as Eliza said, to step out of your comfort zone, and also consider
the critics or everything you can learn from this adventure. This also means that you have to be very determined. If you have a purpose, you know where to go and you reach your destination, even if your path is not the straight one, as I shown in the previous slide. So again, it's very important to be in a condition, in an environment, and in a mindset where you can learn as much as possible. And if not, you die scientifically, or or you have to get motivated by that. And I think learning is a very important aspect. Thank you for your attention, and I'm ready to take your question. Thank you, Laure. Thank you for telling us about all this great work, the purposeful work, and also, this message about, staying focused and determined and believing in what you're doing. I think that also addresses some of the points that were raised before. So we are on a path to solutions. Thank you. I'm just going to summarize, unless there is someone who wants to ask a question, or say anything, make a comment. I'm going to summarize, what's been discussed. So there's the imposter syndrome, and what we're getting out of it is that it is a societal problem and maybe a research community problem. It's not a personal thing. Men and women feel that way, and as the different research communities should be aware of it and should probably, do something about it, starting by asking people to report such feelings, The second thing is about tech companies going to tech. I think there's going to be a session today about that, so I'm going to pass on that. There's a number of questions. One to Laure, which is, do you think that being a woman makes us CS math experts go more naturally towards social ethical applications? I was actually asking myself the same question when I saw that you're working on, all these development, purposeful work. Do you want to comment on that, Laure? Maybe we care more, but I don't like the generalities stuff. I think now we need everyone on board for addressing these sustainability challenges. I would say that we care more, and we are not maybe we maybe, but again, it doesn't maybe. It's not applicable to every man or every woman. It's just maybe an intuition, and it's very subjective and very wrong. But I think we care more in a protected sense. So maybe yes, we want to. Maybe we are more inclined to go for these ethics issues, and because at some point we need to protect. And this is maybe the idea, but this is too general. Thank you, Laure. I think this is a great message. People should be more caring and more nurturing. So with that, it's 10 a.m. and we're done with this session. I guess the next speaker is Philippe, maybe, if I'm not wrong. It's Philippe. So we switch to the next session. Good morning, everybody. I'm Philippe Viaxorac. Shall we switch to French or continue in English? I think we can switch to French, but people can react in English, and we can switch to, we can do the presentation in French and the question in English. I don't know. What do you think? Okay, perfect. Works for me. Okay. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette session, effectivement, sur les femmes chercheuses et entrepreneuses de l'IA. Donc, je suis Philippe Viaxorac, je suis directeur de l'innovation chez Minalogic, qui est un pôle de compétitivité, le pôle de compétitivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les technologies numériques. Et effectivement, je suis membre du bureau innovation de MIAI.
J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous Adela Barbulescu, qui est cofondatrice et CEO de DemoFace, Carole Sylvie de la SATT Linxium, Agnès Guéraz, qui est la cofondatrice et dirigeante de Scopai, et également Frédéric Sedegon, qui est directrice défense à l'INRIA. Mesdames, si vous vouliez, si peut-être on pourrait commencer par vous présenter, peut-être en focalisant d'abord sur vos structures, puisqu'on va parler de vos parcours après. Donc, je ne sais pas, Adela, peut-être? Oui, oui, bonjour, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Adela et je suis cofondatrice de ImoFace. ImoFace, c'est une spin-off de l'Université Grenoble-Alpes. Et ce que nous faisons, c'est des logiciels éducatifs pour apprendre les émotions et pour entraîner les compétences sociales. Et nous faisons ça nous proposons aux utilisateurs d'interagir avec des avatars 3D pilotés par une intelligence artificielle. Et on va dire le premier segment qui nous intéresse beaucoup, c'est de travailler avec les personnes qui ont des difficultés dans les interactions sociales et notamment les personnes autistes. Merci Adela. Peut-être Agnès pour Scopai? Oui, vous m'entendez là? Oui, parfaitement. Voilà. Donc, Scopai, c'est une intelligence artificielle spécialisée donc en fintech. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on va chercher des informations, essentiellement du texte, sur des entreprises innovantes, des startups. Et en suivant une méthodologie assez précise, on va restituer aux experts qui sont nos clients des informations mises à jour sur ces entreprises qui sont intéressantes pour eux, soit à titre d'investissement, soit à titre de projet à l'intérieur de leur structure. Donc, nos clients sont essentiellement des banques, des grands groupes, des investisseurs, des fonds de et puis toutes les structures qui s'intéressent à l'innovation, comme peuvent l'être les pôles de compétitivité, les accélérateurs, et qui ont besoin en fait d'une connaissance de ces startups et de connaître leur pipeline un peu mieux, soit de connaître aussi l'environnement de compétition au niveau mondial. Alors, à l'heure actuelle, les utilisateurs qui sont sur la plateforme ont accès à plus d'une centaine de milliers de startups en direct et peuvent les requêter en langage naturel. Ok, Voilà. Merci. On va continuer avec Frédéric côté INRIA. Oui, merci. Donc, INRIA, je ne sais pas s'il faut que je présente très longuement, hein. Donc, INRIA, c'est un institut de recherche en informatique numérique. Et donc, il y a à peu près 2500 personnes chez INRIA. Et donc, après, ça correspond à 3500 chercheurs, donc tous dans les domaines du numérique. Alors, bien sûr, il y a à peu près la moitié des équipes qui travaillent en intelligence artificielle. Et puis après, il va y avoir d'autres thématiques de recherche comme télécom et réseau, robotique, modélisation quantique, cybersécurité en général. Voilà, et donc INRIA, sa particularité par rapport au CNRS, par exemple, c'est que ça s'organise autour de la notion d'équipe projet commune. Et donc, les équipes projet INRIA, il y en a à peu près 200. Et on travaille en collaboration avec des universités et d'autres instituts de recherche. Et aussi, depuis peu, dans ces équipes projets communes, il peut y avoir des gens de l'industrie. Voilà. Peut-être un peu plus sur ton rôle actuel au sein de l'INRIA. Ouais, voilà. Alors, moi, j'ai rejoint INRIA il y a 1 an pour monter, pour essayer de fédérer toutes ces activités de recherche autour des applications sécurité et défense. Voilà. Donc, en gros, c'est voir comment on peut faire pour que toutes les recherches,
peuvent servir chez INRIA, donc c'est des recherches duales, effectivement, mais on arrive à faire en sorte qu'elles répondent à des besoins qui sont exprimés par ces sphères de défense et de sécurité. Voilà. Merci. Et la dernière participante, c'est effectivement Carole. Oui, bonjour. Moi, je suis là au titre de la SAT Lyncium, qui est une société d'accélération de transfert de technologie, qui a la particularité d'être à la fois une société privée, mais avec des actionnaires publics qui sont les universités grenobloises, UGA, Grenoble INP, mais aussi l'université de Savoie-Mont-Blanc et des organismes de recherche du site Grenoble-Alpes, tels le CNRS, l'INRIA et le CEA. La SAT Lyncium, elle a déjà la particularité d'être composée à 70% de femmes, sur les 33 personnes qui la composent. Et elle rassemble tous les métiers du transfert de technologie et de l'accompagnement de la création de start-up à partir des résultats de recherche du site Grenoble-Alpes. À ce titre, on est en contact avec des chercheurs et des chercheuses et des entrepreneurs et des entrepreneuses. Et on investit sur des projets auxquels on croit, dans l'objectif que les résultats de recherche se traduisent par des produits commercialisés par des startups ou des entreprises existantes. On a sur près de 200 projets et un tiers de ces projets associent des femmes qui peuvent être des chercheuses permanentes des laboratoires du site Grenoble-Alpes ou aussi des PhD, des postdocs ou des entrepreneurs qui rejoignent les projets dans le but de participer à la création d'entreprises ou au transfert. Ça représente une communauté d'environ 450 porteurs de projets, porteurs, coporteurs, équipe projet, 450 personnes. Et j'ai regardé les statistiques aujourd'hui, donc 20% de ces porteurs de projets sont des femmes. Voilà, et personnellement, dans Lyncium, moi, je suis en charge de la partie maturation, qui est la première étape à la sortie, la seconde étant l'incubation de la start-up. Merci. Merci, Carole. A priori, peut-être tout le monde n'a pas activé sa caméra. Enfin, moi, je vous vois, mais Olivia me demande de vérifier que vous actionnez bien vos caméras pendant vos interventions, mais je pensais que c'était bon. Du coup, on va attaquer le vif du sujet, qui est un peu effectivement vos parcours aujourd'hui en tant que femme chercheuse ou entrepreneuse dans l'intelligence artificielle. Donc, je voudrais commencer par vous deux, Frédéric et Agnès, parce que d'une part, je sais que vous vous connaissez très bien, vous avez des parcours académiques qu'on peut qualifier de brillants, n'ayons pas peur des mots. Vous avez des parcours similaires, parce qu'effectivement, vous avez basculé effectivement dans l'industrie en marge de ces parcours-là. Je voudrais que vous nous racontiez un peu plus en détail vos parcours, et puis si vous avez, en insistant sur les difficultés que vous avez rencontrées en étant une femme, ou à contrario, les facilités que la condition féminine vous a permises. Je ne sais pas laquelle des deux vous commencez. Frédéric, on ne t'entend pas. Oui, on ne m'entend pas si je ne mets pas mon micro. J'étais en train de mieux, laisser la parole à Agnès. Ok, je peux commencer, pas de souci. Donc moi, j'ai commencé mon parcours à ce qu'on appelle maintenant Orange Lab. À l'époque, ça s'appelait le CNET. Ensuite, j'ai travaillé en fait dans plusieurs centres de recherche, donc à l'Université College London. Évidemment, j'ai travaillé à XRCE, Xerox Research Centre Europe, où j'ai eu la chance de croiser Frédéric Segond et où on a pu travailler ensemble, également Éric Gossier d'ailleurs. Et puis dans ces moments-là, j'ai eu plusieurs postes différents, soit où j'avais des équipes dont je m'occupais, soit tout simplement où je faisais j'exécutais des projets.
Ensuite, j'ai travaillé également à l'INRIA, où j'ai été à la fois sur des postes de recherche et puis ensuite où j'ai pris la charge de la partie innovation et transfert des résultats de recherche au niveau de l'ensemble des centres INRIA. J'ai également travaillé à l'université Grenoble-Alpes. Et c'est vrai que ma carrière a été des allers-retours entre le public et le privé. Donc, c'est des choses qui complexifient une carrière, qui la rend moins facile à lire, moins classique que les carrières standards, et qui a certainement accentué la difficulté que j'ai pu rencontrer dans certaines situations, en plus du fait que je travaille dans un domaine qui est éminemment masculin et qu'il est doublement, puisque quand même dans le domaine de la finance, c'est quand même un domaine qui est aussi très masculin en fait. Donc c'est pas si simple. Moi, j'ai pas trouvé ça facile depuis le départ, et j'ai pas eu beaucoup d'aide non plus, sauf dans mon entourage des collègues qui ont pu m'expliquer plus de choses. Donc ça, c'est un parcours donc qui a été complexe, mais qui a abouti, je trouve, à la création de Scopai, qui est issue de cette complexité. J'ai eu la chance donc de créer Scopai avec deux autres cofondateurs, qui sont Bruno Sportis et Eric Gossier, qui sont deux personnes absolument brillantes que j'ai eu la chance de travailler avec à deux endroits différents dans ma carrière, l'un dans le privé, l'autre dans le public. Et c'est vrai qu'on a pu converger vers un projet qui est très riche. Et puis une méthodologie sur l'innovation et sur la finance des startups qui a pu émerger grâce un petit peu à ce parcours un petit peu complexe. Donc, je ne sais pas si Frédéric, tu veux reprendre maintenant et expliquer toi ton parcours. Ok, merci. Bon, donc, comme l'a dit Agnès, on s'est croisés plusieurs fois et c'est une très bonne chose. Et pareil avec Eric. Voilà, donc moi effectivement, j'ai aussi une carrière entre le public et le privé. Alors, j'ai essentiellement une carrière de recherche dans le privé, mais mon domaine de recherche, c'est le traitement automatique du langage naturel. Et j'ai été au départ chez IBM, où j'ai fait ma thèse. J'ai été chez IBM aux États-Unis. Après, je suis rentrée en France, j'étais un peu chez France Télécom. Après, j'ai été chez Xerox. Alors, en fait, Eric, je l'ai rencontré chez IBM. Ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît, depuis qu'on est petit. Mais, et donc, chez Xerox, j'ai fait une bonne partie de ma carrière. Et puis après, je suis partie pour monter un centre de recherche dans l'analyse de données pour une ETI française où je suis restée pendant 6 ans. Et puis après, j'ai fait un court séjour à l'université Grenoble-Alpes où j'ai pris un poste qu'avait Agnès à un moment. Donc vraiment, nos parcours se croisent. Et puis après, je suis repartie dans le privé chez Bertin pour m'occuper de 3 équipes de R&D. Et enfin, là, maintenant, je suis chez INRIA. Alors après, en parallèle de ce parcours, j'ai toujours été avec un pied dans le public, au sens où j'étais prof associée à l'INALCO. Là, je suis toujours chercheuse associée. J'ai présidé l'ATALA, qui est l'association scientifique dans mon domaine. Voilà. Donc, je suis toujours un peu entre les deux mondes. Alors, on va faire vite, mais qu'est-ce qui a été facile? Qu'est-ce qui n'a pas été facile? Bon, difficile. Alors, j'essaye de voir par rapport à ce qu'ont dit Elisa et Laure. Donc, par rapport à Elisa, oui, effectivement, on est beaucoup invité
dans des comités. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé aussi pour la Commission européenne. Alors je pense qu'au départ, c'est effectivement, il y a des quotas. Il faut mettre des femmes. Après, ce qui est quand même agréable, c'est qu'on se rend compte que les gens vous rappellent parce que c'est pas juste parce que vous êtes une femme, enfin j'espère. Et puis après, moi, j'ai vraiment eu enfin, c'était pas facile, quoi. C'est pas facile dès qu'on veut. Alors là, ça rejoint ce que dit Laure. Je pense que moi, j'ai toujours voulu rester moi-même. Et bon, c'est difficile quand on est différent et qu'il y a une majorité qui n'est pas comme vous, quoi. Donc, j'ai eu droit à des tas de types de remarques dès le début. Au départ, quand il y a eu… Donc, je me suis retrouvée au milieu de problèmes politiques entre traitement d'image et traitement du langage naturel. C'est l'image qui a gagné. Le type qui dirigeait le traitement du langage naturel n'a rien trouvé de mieux que de dire que c'était peut-être mieux comme ça parce qu'avec une fille dans son équipe, ça, excusez-moi de l'expression, ça foutrait le bordel avec son équipe qui était que des hommes. Après, j'ai eu droit, quand on m'a présenté pour faire un talk scientifique, on n'a pas pu avoir Juliette Binoche, mais on a Frédéric Second. Ça vous casse un peu quand vous allez présenter un truc scientifique. Donc voilà, il y a des tas de choses comme ça qui ne viennent pas uniquement que des hommes. Donc moi, je suis d'une génération où les modèles de femmes, c'était beaucoup en tailleur gris-souris à essayer de faire oublier qu'on était une femme. Donc, j'ai des collègues qui m'ont fait remarquer que si je me maquillais et que je m'habillais comme j'avais envie de m'habiller, on allait me prendre pour une secrétaire et que je ne serais pas prise au sérieux. Voilà. Donc, voilà. Alors, après, qu'est-ce qui est facile? Bon, après, chacun, dès qu'on est différent, c'est ça, je rejoins Laure. Bon, la différence, chacun va attaquer sur des choses et puis il faut faire avec. Je veux dire, je crois qu'il faut juste avancer, c'est pas grave. Et puis les choses changent. Maintenant, il y a moins les tailleurs gris-souris, il y a plus de modèles et ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui est facile? Des fois, être prise pour la gentille sotte, c'est une force parce que vous laissez les gens vous prendre pour une crétine et puis après, vous pouvez réagir et ça fait très plaisir, mais de façon intelligente, pas de façon agressive. Après, j'allais dire, les rides, ça aide. En vieillissant, on a de l'expérience, on a du respect. Et je me demande si ce n'est pas plus facile pour une femme que pour un homme dans ce cas-là, parce que enfin les gens vous disent ah ouais, tu as une belle carrière, quoi. Et ça, je l'ai entendu depuis pas si longtemps que ça, quoi. Voilà. Après, moi, je me suis bien amusée. L'important, c'est vraiment ça. C'est de faire, je rejoins vraiment Laure là-dessus, de faire ce qu'on a envie de faire. Bon, c'est difficile. Il y a des choses difficiles pour tout le monde selon sa personnalité et tout. C'est sûr que socialement, pour les femmes, il y a des choses plus difficiles. C'est pas pour ça il faut juste arriver à faire en sorte, c'est pas de votre faute, c'est pas de notre faute, et puis c'est pas de la faute des autres. On est tous pris dans un truc et il faut avancer, quoi. Et voilà. Merci Frédéric. Effectivement, je rebondis avant de passer la parole à Adela pour voir son point de vue et puis à Carole également. Mais en fait, ce que je perçois, plus je progresse et plus j'avance dans ma carrière et donc en âge, donc j'ai peut-être un peu plus de sagesse, je vois les femmes qui effectivement doutent beaucoup et croient que les hommes ne doutent pas, alors qu'en fait, on est empreint de doute également et il n'y a aucune raison pourquoi vous devriez plus douter que nous. Vous êtes toutes les quatre l'exemplaire même de carrière réussie. Donc, voilà, je ferme la parenthèse. Adela, effectivement, tu as un parcours… tu n'es pas de la même génération, effectivement, qu'Agnès, Frédéric ou moi-même. Et du coup, est-ce que tu as la même perception ou est-ce que les choses ont un peu bougé? En plus, tu as la chance d'être passé dans plusieurs pays européens. Donc, est-ce que c'est pareil partout? Est-ce que les hommes sont aussi maladroits partout? Laisse-nous un peu d'espoir. Alors, mon parcours est effectivement plus court. Donc moi, je suis originaire de Roumanie, donc j'ai pu faire mes études en informatique à Bucarest. Ensuite, un an passé pour un master à Danemark, une autre année à Barcelone, et ensuite mes études de recherche en France, à Grenoble. Du coup, forcément, ça, c'était pendant des périodes de vie très différentes. On a du mal à bien comparer ça parce qu'on interagit de manière différente. Mais sûrement, je peux dire que là où je me sentais le plus à l'aise, c'était à Danemark, où même les relations avec les professeurs, ils étaient beaucoup
on va dire, plus égalitaire. On avait on va dire des supérieurs qui pourraient très facilement dire on ne connaît pas la solution, on va travailler ensemble pour la trouver et sentir une relation directe, on va dire, plus simple que par rapport à des pays plus latines, où il y a une hiérarchie qui doit être respectée d'une certaine manière en fonction de l'âge de la personne. Et ça a aussi un impact sur le fait que ce soit un élève qui est femme ou homme. Je n'ai pas trouvé des différences énormes. Ok. Carole, peut-être ton parcours également? Oui, alors moi, j'ai une formation sur Grenoble scientifique. Donc, après avoir passé ma thèse, j'ai débarqué dans un milieu très masculin puisque j'ai commencé à travailler chez Schlumberger, donc dans le domaine du pétrole, pas mal d'ingénieurs de terrain. Mais on m'a fait confiance et je dirais que c'était bien de démarrer sa carrière comme ça, en étant accepté dans ce milieu qui était quand même un petit peu fermé au départ. Ceci dit, ensuite, j'ai vraiment trouvé ma voie dans le domaine du transfert de technologie et de la valorisation de la recherche. Et je pense que j'ai eu quand même de la chance, puisque dans les années 90, c'était quelque chose de nouveau. Les universités n'étaient pas toutes dotées d'un service de valorisation, encore moins d'une filiale de valorisation ou de transfert de technologie. Et du fait que le domaine était un petit peu nouveau, je pense qu'il y avait moins d'a priori. Je dirais que je me suis sentie bien intégrée. J'ai eu l'impression d'apprendre en même temps que les structures apprenaient dans ce domaine-là, du transfert de la recherche vers l'industrie. J'ai fait moi aussi un passage à l'INRIA puisque j'étais pendant 10 ans au moment de la l'INRIA Rhône, responsable des relations industrielles et de la valorisation de la recherche. Donc, je dirais, je n'ai pas vraiment ressenti d'obstacles dans ma carrière, si ce n'est que de vouloir absolument concilier ma vie personnelle et notamment fait que peut-être que j'aurais pu avoir une trajectoire différente, peut-être que j'aurais pu être plus au devant de la scène, je dirais, mais peut-être aussi du fait de mon caractère, mes fonctions et notamment de pouvoir utiliser à la fois mes soft skills et mon background scientifique pour faire ce métier d'interface. Et donc aujourd'hui, là, je suis vraiment heureuse de participer à cette table ronde et je me suis intéressée justement au genre dans le métier du transfert de technologie. Et j'ai regardé ça sous l'angle de la sémantique pour commencer. En regardant le vocabulaire qu'on utilise dans mon métier tous les jours, et finalement pas mal de mots qui se déclinent au féminin. Par exemple, la science, la technologie, mais aussi on parle à l'origine du transfert donc d'une idée, d'une invention, d'une propriété intellectuelle, et puis on va parcourir toutes les étapes pour arriver à une start-up, voire une licorne. Et je me suis dit, c'est bien, il y a beaucoup de féminin dans mon activité. Après, c'est vrai que quand même, le pendant, c'est justement l'étape après la maturation, l'incubation. On va parler plus avec des mots masculins, le business, le transfert de technologie, le marché, un business plan, etc. Et finalement, je me suis dit que j'étais bien à ma place dans ce côté amont, plugué à la recherche et plutôt féminin, mais que c'était que les deux trouvaient sa place et c'est ce que je ressentais un petit peu tous les jours dans mes fonctions, quoi. Merci beaucoup, Carole. C'est une excellente transition. Donc, aujourd'hui, on voulait parler effectivement de la place des femmes dans l'intelligence artificielle. Donc, je suis désolé, je suis un homme, donc on ne va pas dire que l'intelligence est l'apanage du féminin. Mais est-ce que vous pensez que, effectivement, c'est un domaine technologique qui est plus accessible aux femmes? J'aimerais bien me tourner vers Adela parce que est-ce que pour créer Emoface, il faut être une femme? Parce que effectivement, Emoface est très tourné vers un problème sociétal. Je crois que l'équipe est 100% féminine.
Donc, du coup, est-ce que quelque chose comme MoFace aurait pu être créé par un homme quelque part? Là, dans le cas de HumanFace, on va dire les personnes qui sont aujourd'hui dans l'équipe, qui sont vraiment l'entreprise est créée en 2020, donc c'est une équipe très jeune. Et normalement, au début, c'est les personnes qui font confiance dans notre vision et qui sont pas encore des personnes que j'ai recrutées. Je n'ai pas encore passé à un vrai recrutement avec plusieurs candidats. C'est vraiment les personnes qui ont plus confiance, qui ont voulu me rejoindre. Dans ce cas, juste en parlant de la motivation, dans mon cas, c'était vraiment le vouloir de passer vers le concret, d'avoir une entreprise qui a un impact dans un domaine qui m'intéresse beaucoup, là notamment le socio-émotionnel. Ma cofondatrice a une petite sœur qui est autiste, donc elle pourrait être une femme, la sœur. Et ensuite, donc moi je pense que c'est un sujet qui a été discuté avant aussi. Est-ce que naturellement les femmes passent vers des sujets plus vers le social? Moi, ce n'est pas clair du tout. Je pense qu'il y a un vouloir d'aller vers un impact qui est plus grand chez des femmes que j'ai pu connaître. Mais après, j'ai plein d'exemples d'autres entreprises qui font des solutions pour l'autisme qui sont créées par des hommes. Donc, c'est un sujet très intéressant qui n'a pas de réponse aujourd'hui pour moi. Merci. À l'opposé de ça, effectivement, Frédéric et Agnès, vous êtes, Frédéric, tu es particulièrement dans un domaine d'hommes actuellement. Enfin, la défense, c'est pas le domaine de prédilection des femmes. Je ne sais pas si tu avais un commentaire ou une remarque par rapport à ça. Non, en fait, je pense que je ne le remarque pas trop. Je sais pas, la ministre de la Défense, c'est une femme. Je me rends compte que aussi bien au ministère de l'Intérieur qu'au ministère des Armées. Alors, au ministère des Armées, d'accord, il y a plus d'hommes, mais en fait, les rapports ne sont pas les mêmes. Je pense que parce qu'il y a une notion de hiérarchie qui est très forte. À partir du moment où on a un titre, on soit une femme ou un homme, je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais en tout cas, ça ne se voit pas et je suis assez étonnée, quoi. Donc, les réflexions sont beaucoup moins de l'ordre de ce qu'on peut entendre, même à mon âge, dans le civil, quoi. Après, je voudrais juste revenir, donc, femmes et IA, je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce qu'il y a des domaines de l'intelligence artificielle où il y a beaucoup de femmes. Par exemple, dans mon domaine, il y en a beaucoup. Est-ce que ce n'est pas plutôt informatique, donc là où il va y en avoir moins? Après, oui, on dit beaucoup, les femmes ont de l'empathie. Enfin, je pense que je ne sais pas si on a plus de l'empathie que les autres, c'est un truc social. Moi, je pense que c'est intéressant de mettre ça en termes de pouvoir, quoi. Est-ce qu'on a envie d'avoir du pouvoir? Est-ce qu'on nous laisse, parce que bon, Agnès parlait par exemple de la finance, et je me dis qu'en ce moment, l'intelligence artificielle, c'est le truc tarte à la crème, réseau de neurones, etc. Alors qu'à mon époque, en info, il y avait moitié homme, moitié femme. Petit à petit, il y a de moins en moins de femmes. Et puis, j'ai l'impression que l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones ça devient un truc de pouvoir. Donc, peut-être que ça changera. Et c'est pas parce que l'intelligence artificielle c'est pas uniquement parce que ça va être appliqué à la santé. Je crois pas trop au fait qu'on soit meilleur que les hommes. Je crois à une mixité, une vraie mixité. Et puis, peut-être un problème avec prendre le pouvoir, quoi. Et ça se change petit à petit. On n'en a peut-être pas envie et c'est pas grave, mais je pense que c'est ça les questions qu'il faut aussi se poser. Ouais, pour rejoindre ton point, effectivement, je suis un fervent convaincu de la mixité. Je coach pas mal d'entreprises ou de groupes d'étudiants, etc. Et effectivement, des groupes 100% féminins ou 100% masculins ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais ceux qui délivrent le mieux, en général, sont des groupes mixtes, même si parfois, effectivement, il y a un peu de frottement ou un peu de… Mais l'échange de points de vue, effectivement, ce qui crée de la valeur. Agnès, côté monde financier, tu partages les points de Frédéric ou d'Adela par rapport à l'IA ou… Ton micro est fermé, Agnès.
Oui, je le partage dans le sens où dès qu'il y a du pouvoir ou de l'argent, là, on devient plus masculin. C'est-à-dire que dès qu'il y a de la sélection, et je suis bien placée pour le savoir, puisque je suis dans un univers de compétition extrême, hein, pour les financements, pour pas mal de choses, je dirais que c'est compliqué. On peut être vraiment désavantagé dans ces situations-là. On reste désavantagé dans ces situations-là. On lève moins d'argent, on est moins écouté, on ne croit pas en nos capacités de faire un certain nombre de choses, alors que d'autres jeunes hommes passent très bien la barre, alors que franchement, il n'y a aucune raison qu'on les croie plus que nous. Donc, il y a vraiment, je dirais, dès qu'il y a de la sélection, dès qu'il y a du pouvoir, de l'argent, le biais apparaît fortement. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus vivre sur un petit nuage en se disant ça va mieux, etc. Moi, en tout cas, dans mon parcours, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas témoigner une chose pareille. C'est pas vrai. On reste, quand même, on rentre toujours dans des salles de sélection où la majorité des gens qu'on a en face sont des hommes. Et je dirais, il n'y a pas de femmes, pour être plus direct. Donc oui, les femmes rentrent dans des comités, oui, on les fait apparaître à des endroits, mais quand même, c'est souvent pas dans les lieux de décision qu'on arrive à accéder. Et donc, on n'a pas encore cette aisance et on n'a pas le réseau à égalité pour y arriver. Ça, c'est certain. Ça, c'est un point qui est particulièrement intéressant. Effectivement, vous êtes plusieurs quand on a échangé pour préparer cette table ronde à me parler des comités de sélection, hein, qu'ils soient académiques, privés, d'investissement, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose à faire autour de ça. Mais même si à titre individuel, j'aime pas du tout le terme de discrimination positive, parce que c'est comme si on parlait de douce torture quelque part, parce qu'une discrimination positive, aussi bien intentionnée soit-elle, ça reste une discrimination. Et comme l'a dit, je crois que c'est Frédéric qui a dit, effectivement, au début, il y a des quotas, donc on fait entrer des femmes dans certains cercles, et après, au miracle, on découvre qu'effectivement, elles amènent quelque chose, donc c'est plutôt bien quand même, néanmoins. Mais justement, j'aimerais bien effectivement que vous nous disiez quel est le rôle, quel rôle on pourrait avoir pour faire progresser ça. Est-ce que, Carole, côté SATT, est-ce qu'il y a des choses particulières à mettre en place? Est-ce qu'il y a comment on peut faire pour effectivement, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de parité sur nos métiers, au contraire. Oui, c'est une question intéressante. Après, moi, je pense sincèrement qu'au niveau de la sélection qu'on peut faire au sein de la SAT au moment du comité d'investissement, hein, où se présentent les porteurs de projets pour convaincre justement les experts de ce comité de l'intérêt de leur projet de création d'entreprise, je ne pense pas que le genre rentre en jeu, mais absolument pas. C'est vrai que les chiffres que j'ai donnés, donc 20% de nos porteurs de projets sont des femmes, on pourrait dire seulement 20%, finalement, ils reflètent aussi qu'à l'entrée se présentent des jeunes chercheurs ou des chercheurs permanents qui sont peut-être plus des hommes que des femmes. Est-ce que ça reflète le fait que dans la recherche, il y a plus d'hommes que de femmes? Je ne sais pas. Mais je dirais qu'en termes de sélection à l'entrée, le genre n'entre absolument pas en jeu. Ensuite, au moment de la création d'entreprise, alors j'ai regardé la représentation des femmes dans les startups créées après un accompagnement par la SAT. Donc aujourd'hui, il y en a 55 startups deep tech dans tous les domaines, hein, pas que AI ni numérique, tous les domaines de compétences du site grenoblois. Donc sur ces 55 startups, il y en a 10 qui ont été fondées et qui ont un CEO qui est une femme, dont Adela par exemple. Donc 10, c'est quand même 20%, c'est pas mal, je dirais. C'est mieux qu'au niveau du CAC 40, hein, avec une seule femme à la tête d'Engie. C'est mieux aussi que le French Tech, les French Tech 120, où aujourd'hui, cette année, j'ai vu qu'il y avait 7 startups lauréates
sur les 120. L'année dernière, il n'y en avait que 4, donc il y a une progression. Mais il y a certainement du progrès à faire. Moi, je suis un petit peu comme toi, Philippe, je ne crois pas trop à la discrimination positive, mais par contre, je pense qu'il y a un gros effort en termes de communication et d'exemplarité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à avoir plus de témoignages et aussi de success stories. Par exemple, ça serait bien qu'un jour, dans ce que sera peut-être le GAFAM, il y aura d'autres initiales, il y ait des femmes aussi et pas que des hommes. Et déjà à notre niveau local et puis national, de penser à donner la parole à des femmes qui ont créé, des femmes qui sont chefs d'entreprise, de les faire témoigner. C'est à mon avis un excellent moyen d'entraînement. Et personnellement, moi, je crois beaucoup du coup à pouvoir susciter des vocations auprès des jeunes chercheuses, des jeunes PhD, et arriver par notre accompagnement à leur montrer que oui, c'est possible, et parce que je ne pense pas que les femmes aient plus que les hommes une aversion au risque, et se lancer dans une création d'entreprise, c'est quand même un peu plus risqué que d'être salarié dans une grosse boîte, quoi. Est-ce qu'on n'a pas un biais également au niveau formation? Enfin, je ne sais pas parmi vos parcours si vous voudrez commenter ça, mais j'ai l'impression, effectivement, je fais partie d'une génération où effectivement on était presque à parité sur les métiers du numérique. Moi, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en informatique, alors qu'aujourd'hui, il y a un clair déficit. Enfin, les femmes vont, pour caricaturer, hein, je suis désolé, je suis dans la caricature, mais les femmes vont plus se tourner vers des écoles de commerce ou de la médecine, etc., et beaucoup moins vers des études techniques. Donc, est-ce que le biais, il ne se crée pas également en amont dès la formation? Je ne sais pas si ce que vous avez vécu ou partagez le ressenti. Je peux dire, dans mon cas, dans mes études d'informatique, j'étais la seule femme dans mon groupe. Mais aujourd'hui, c'est déjà 15 ans après, je sais clairement de la part de mes collègues qu'aujourd'hui, il y a une parité complète. Donc, il y a 50% de femmes. D'accord. Je pense, et je veux souligner vraiment l'importance de la diversité et de l'inclusion dans ce domaine. On parle bien de l'IA, donc on parle de modèles, et la manière dont ces modèles ils sont créés, le design, comment il est pensé, il peut clairement amplifier des biais. Donc là, on a l'exemple classique avec les algos d'identification de visage qui ne fonctionnent pas bien avec les personnes noires, justement parce que ceux qui ont créé la base de données, ils n'ont pas pensé à ça. Donc, on est... Justement, quand on est au début de créer ce type d'algorithme, c'est très important d'avoir en tête d'avoir une équipe qui a le plus de perspectives possible. Et également, en ce qui concerne l'inclusion, dans notre cas, pour nous, c'est très important de beaucoup travailler dans le co-design avec des personnes autistes. Donc, nous le faisons déjà dans la co-conception, mais nous sommes très intéressés d'avoir des personnes autistes dans notre équipe. Mais avant de faire ça, nous, on doit se former à comment travailler, comment faire des aménagements spécifiques pour eux. Donc, dans certains cas, il faut faire certains efforts, mais le résultat et la valeur qui est amenée est très, très importante. OK. Je vous remercie je vois l'heure qui tourne, donc je pense que juste après notre intervention, il y a une petite pause. Donc voilà. Je vous remercie vraiment pour les perspectives que vous nous avez données. Il y a quelques questions qui commencent d'arriver dans le chat. Donc les gens qui écoutent, effectivement, n'hésitez pas à poser votre question. Il y a une question particulièrement intéressante qui dit: pensez-vous que la parentalité, maternité crée un décrochement à mi-carrière des femmes dans nos métiers? Moi, je peux répondre là-dessus. Et oui, hélas, je pense que oui, c'est difficile. C'est très difficile. En plus, en fait, on a ce fardeau dès le début, même si vous n'avez pas d'enfant et vous n'allez pas en avoir. De toute manière, vous aurez ce fardeau de peut-être que vous allez en avoir.
Donc, tout le temps, vous avez ça. Et puis, si vous faites un premier enfant, mais est-ce qu'elle va faire le deuxième, et puis le troisième, puis etc., quoi. Donc, en fait, même si vous gérez très bien la situation, vous avez un problème sociétal autour de vous à cause de la possibilité que vous allez avoir des enfants. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. On est, nous, dans une société française qui marche mal par rapport à ça. On a d'autres sociétés qui marchent bien mieux. Moi, je suis allée travailler à Londres. J'ai tout de suite soufflé. J'ai tout de suite vraiment mieux respiré. Enfin, tout se passait beaucoup mieux alors que j'avais un bébé avec moi. Enfin, je veux dire, il y avait no question. Il y a vraiment... c'était pas, ça rentrait pas en ligne de jeu. On travaillait normalement avec moi, il n'y avait pas de souci. Donc, je pense que oui, hélas, c'est un problème. Mais alors là, je pense que ça, c'est vraiment, on est des latins et on a un vrai problème avec la mama, avec toutes ces obligations qui vont avec. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne va pas se corriger tout de suite parce qu'avant que les hommes fassent des bébés, malheureusement, voilà. Par contre, la statistique montre quand même le contraire. C'est ça qui me semble une aberration. C'est que statistiquement, les femmes sont moins absentes au travail sur une carrière, malgré les maternités. On ne s'arrête pas pratiquement. Exactement. C'est ça. Hein. Ouais. Oui, alors moi, je pense... Ouais. Enfin, je suis d'accord sur la peur que peuvent avoir les employés. Après... moi, je me souviens très bien que tu parles de l'Angleterre. Moi, je me souviens très bien quand j'étais chez Xerox, j'avais un collègue allemand qui m'engueulait parce que je ne prenais pas 6 mois de congé, parce que je ne voulais pas allaiter mes enfants. Voilà. Donc, je pense que c'est très sociétal. Après, on peut dire qu'en France, là, ce n'est pas latin ou pas latin, mais il y a plein d'aides aussi. Il y a des crèches, tout ça. Enfin, donc, ça, c'est compliqué. Du coup, je suis d'accord avec vous que c'est un souci. Je pense que là où on peut faire des choses, c'est vraiment, bah oui, faire en sorte que les hommes puissent s'occuper de leurs enfants, enfin, inciter, pas uniquement, mais que ce soit pas, enfin, intégrer ça dans une carrière, qu'avoir des enfants, c'est pas renoncer à sa carrière. Et c'est pas que quelqu'un va s'arrêter, parce que je suis d'accord avec toi, les gens, c'est 2 mois, après tout, quelqu'un se casse une jambe, ça peut rester aussi longtemps. Voilà, c'est aider les entreprises et les institutions à trouver des solutions en attendant, quoi, et aussi pour les hommes, l'accepter des hommes. Après tout, vous avez le droit, vous aussi, d'allaiter. Ouais, je pense qu'on peut aussi voir sa carrière professionnelle comme des épisodes avec des périodes plus ou moins tournées vers la famille ou plus ou moins tournées vers la profession. Et il me semble que quand on revient au travail, vraiment, on y revient à 200%, quoi, parce qu'on a aussi... fait le tour d'un certain nombre d'autres choses et l'envie d'en découdre de nouveau en étant disponible et dégagé et que du coup on peut apporter une énergie et peut-être une capacité à travailler de manière très dense puisque on a dû le faire dans une période où on était à la fois à jouer sur les 2 tableaux. Ça apprend quand même à se concentrer et à faire les choses vite et bien. Peut-être qu'on peut imaginer que les hommes, du coup, sont plus toute leur vie un peu pas en dilettante, mais je dirais à fonctionner à 90% parce qu'ils n'ont pas eu ces moments de ressourcement à faire autre chose, quoi, finalement. Oui, clairement. Alors après, sur une note positive, j'ai connu des managers qui ont embauché des femmes alors qu'elles étaient enceintes. Moi, je veux quand même dire que chez Xerox, j'ai été promue quand j'étais enceinte de mon 2e enfant. Ce qui m'a valu d'ailleurs, des réflexions de femmes. Hein. Mais bon, donc oui. Rien n'est très simple. Mais là, clairement, on touche le culturel. Effectivement, vous avez cité l'Allemagne. Le peu que je connais du modèle allemand, c'est qu'effectivement, une dame qui a un enfant, elle s'arrête de travailler pour élever ses enfants, voire même elle ne retourne jamais à l'emploi. En Asie, effectivement, la posture de la femme, c'est très différent. OK. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des points que vous vouliez, que je n'aurais pas balayé, que je n'aurais pas survolé ce matin? Moi, je vais juste, pour revenir quand même sur cette histoire de quotas, malheureusement, je crois qu'on n'est pas assez mûr. J'y crois un peu. Par exemple, ils ont mis des quotas, j'ai cherché les chiffres, dans les conseils d'administration.
Donc, c'est la loi Copé, je ne sais plus qui, là, en 2011. Et la France, maintenant, on est presque à parité, ce qui n'est pas le cas dans les conseils de direction. Dans les jurys, on fait tout bien, on fait des jurys paritaires, etc. Puis ça ne marche pas. Donc, je crois que les quotas, ça peut aider. Après, c'est faire réfléchir les gens. Je me dis des fois, OK, quand je vois un jury, mais même de gens très bien intentionnés, hommes et femmes, des fois, j'ai envie de leur dire, mais posez-vous la question, prendre une femme, ça veut dire quoi pour vous? Donc, est-ce que ça va être… Et on serait assez étonné, je crois, parce qu'on est pris dans des clichés. Est-ce que souvent, ils vont vous dire, ça emmène de l'empathie, la créativité, enfin des choses comme ça? Non, ça emmène du technique aussi. Donc, je crois que petit à petit, il faut peut-être faire un travail, parce que sinon, ben, c'est normal, hein. On a tendance à embaucher les gens qui sont un peu comme nous, quoi. Oui, clairement. Moi, je voudrais juste dire un point, c'est qu'il me semble que dans une discipline relativement jeune comme l'intelligence artificielle, et aujourd'hui, en 2021, c'est impensable de ne pas penser les choses de manière égalitaire, surtout si on parle d'intelligence et surtout si on parle d'outils qui ensuite vont être déployés et du coup ne doivent pas, enfin doivent être forcément non discriminatoires et en plus pas du tout promouvoir une vision ancienne de ces problématiques-là, quoi. Donc je pense que c'est très important d'être proactif sur les femmes et l'intelligence artificielle, quoi. Moi, ce que je voulais… Oui, vas-y Agnès, pardon. Pardon Agnès, vas-y. Si je peux rajouter quelque chose, c'est… alors, c'est mon biais parce que je suis dans un univers d'investissement, etc. Mais il y a une règle quand même qui est plus on investit dans un projet et plus il fonctionne, plus il marche. D'accord ? D'ailleurs, c'est la règle du succès en innovation. C'est pour ça qu'il faut quand même être beaucoup financé. Alors, ce que je voulais juste vous dire, c'est qu'il faut plus investir dans les femmes, il faut plus investir dans les filles, plus dans leur éducation, plus à chacun des niveaux. On ne s'en rend pas compte, mais il y a, c'est là où en fait il y a un problème, c'est-à-dire que on nous nourrit moins, on nous donne moins l'occasion de parler en public, on nous donne moins l'occasion de manager tôt, etc. Et ce qui fait qu'on prend du retard. Donc moi, comme Frédéric, je suis pour les quotas, je suis plus pour forcer un petit peu parce qu'on est en décalage, on le sent bien, on est quand même en décalage et donc il faut l'admettre, il faut aussi protéger nos filles parce on est là des femmes, etc. Mais il faut aussi protéger nos filles, il faut leur décrire exactement, parce que sinon Manel va me gronder. Je voudrais dire qu'au sein de MIA, il y a un groupe de travail sur le genre et la diversité qui donne des événements et un certain nombre d'actions pour permettre la mixité et augmenter en fait les interactions et l'inclusion des femmes dans les travaux de recherche et dans l'intelligence artificielle. Donc, il y a des actions un petit peu de partout. Il faut quand même, c'est pour ça que les quotas sont quand même nécessaires. On n'est pas à un moment où on est suffisamment solide. Je ne crois pas. On n'a pas passé ce cap-là. Et il y a pas mal de choses qui se passent dans les écoles, dans les universités, qui ne sont pas encore au niveau d'une société du 21e siècle pour les femmes. Oui, complètement d'accord. Le point derrière la discrimination positive ou les quotas, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Je dis juste que ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Enfin, ce sera le catalyseur, mais ce n'est pas la solution ultime. C'est un peu ça que je veux dire. Il y a une nouvelle question qui est tombée dans le chat qui dit, donc on a balayé certaines, enfin, vous avez balayé certaines difficultés que vous avez rencontrées. Est-ce qu'il y en a certaines qui sont spécifiques à l'intelligence artificielle par rapport aux sciences du numérique ? J'ai répondu, moi, je ne crois pas. Moi. Enfin, à part ce que j'ai déjà dit par rapport à… C'est à la mode, c'est le pouvoir en ce moment, donc je pense que c'est un peu ça. Mais… Je ne parlerai pas forcément de pouvoir sur l'intelligence. Enfin, tu crois que c'est vraiment un problème de… Enfin, c'est vraiment la tendance, c'est effectivement le buzzword du moment, mais hier, on avait IoT, avant-hier, on avait Big Data.
C'est des métiers qui sont... C'est des métiers qui sont bien payés à l'heure actuelle aussi. Ouais. Donc, il y a un combat, il y a plus d'hommes qui vont venir et qui vont prendre les postes. Dès qu'il y a plus de rémunération, ben, c'est sûr que ça les intéresse plus et ils vont plus venir, quoi. Donc, il y a aussi ça. Il y a aussi, c'est pour ça que je reparlais toujours. Bon, dès qu'il y a de la compétition, dès qu'il y a plus d'argent, plus de pouvoir, la place de la femme est souvent sur la tendance. OK. D'autres points ou on clôt la séance là? Je vois plus de questions dans le chat. Il y a une remarque de Véronique Souverain, Philippe. Oui, effectivement. Donc, la remarque, c'est de dire que les modèles IA vont concerner 50% des femmes dans un monde où les jeunes générations ne supporteront pas un timide 40% qui satisferait les générations actuelles. Et pour rappel, on est plutôt autour de 15 à 20% de femmes dans le numérique. Donc, les quotas ils permettraient effectivement ou permettront l'inclusion de l'ensemble de la société. Une nouvelle question dans le chat. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes, donc j'imagine plutôt aux jeunes femmes du coup? Jeunes en général, peut-être pour éduquer aussi, un message pour structurer la session. Bon, enfin, moi, c'est ce que je disais. Je crois qu'il faut être soi-même. Maintenant, il y a de plus en plus de modèles différents. Donc, et puis, oui, enfin, je sais pas, c'est des choses assez clichés, hein, ce qu'on a déjà dit, quoi. C'est pas de notre faute, c'est le problème des autres. Et du coup, voilà, se détacher, essayer de prendre de la distance. Après, on n'a pas du tout parlé, il y a cette histoire de mentoring. Moi, je pense aussi, c'est peut-être un conseil à donner aux jeunes. Donc, le mentoring, c'est souvent des femmes qui le font pour des femmes et tout, c'est très bien. Mais moi, j'apprends beaucoup des hommes en les regardant et tout. Donc, je pense que, ouais, qu'elles regardent aussi. C'est un monde d'hommes. Donc, comment ils font? Et puis, est-ce qu'il y a des choses qui correspondent? Je crois qu'il faudrait pousser plus d'hommes à faire du mentoring, mais pas parce qu'ils savent, c'est juste expliquer comment ils réagissent dans cette situation-là, pourquoi. Et puis après, ben, on en fait quelque chose à soi ou pas, quoi. Mais je pense que voilà, c'est toujours autour de la mixité, quoi. Moi, je pense que ouais, il faut les impliquer plus. Oui, c'est un excellent conseil, ça c'est vrai. Et moi, j'ai beaucoup appris en observant, effectivement, pour comprendre pourquoi je passais pas certaines étapes et comment il fallait faire. De mon côté aussi. Et c'est vrai que créer quand même de la distance par rapport aux événements, c'est important. On a une question plus spécifiquement pour Adela. Donc, vu ton expérience d'inclusion et de l'IA avec l'autisme, est-ce que tu penses qu'il y a ton expérience qui pourrait s'appliquer également à l'inclusion des femmes plus généralement? Là, je pense notamment c'est l'importance de l'éducation, des personnes qui travaillent avec les femmes aussi. Là, je pense notamment, par exemple, aux préjugés qu'on pourrait avoir auprès des personnes autistes, même le terme en lui-même qui peut être péjoratif jusqu'à un moment donné, très récemment. C'est toujours être à la rencontre de la personne en cause et l'environnement et les personnes avec qui il va travailler. Donc, il faut que les deux ils fassent des étapes qui se rencontrent au milieu. Donc, c'est l'éducation dans la famille des jeunes filles pour comprendre qu'ils peuvent s'intéresser à beaucoup de domaines. Et aussi pour les autres, être plus à leur rencontre également. Et je reviens justement sur l'importance du mentoring. Je pense que moi, je l'ai retrouvé assez tard. C'est un point qui est très important pour une jeune personne. Il y a un commentaire qui est intéressant également dans le chat qui dit effectivement, ce n'est pas l'inclusion des femmes, ce n'est pas que l'affaire des femmes. Donc, effectivement, les hommes ont aussi un chemin à faire, même si je serais bien incapable de dire comment.
si ce n'est effectivement montrer des exemples de dames, de femmes qui ont réussi et qui sont aussi compétentes, voire plus compétentes que certains hommes. Une autre question dans le chat, si vous aviez la possibilité d'ajouter des heures spécifiques dans les formations sur le numérique, vous ajouteriez quoi? Alors j'imagine que heures spécifiques, c'est des heures sur justement l'inclusion ou la parité? Des heures pour améliorer l'égalité, effectivement. Et donc, en l'occurrence, soit envers la mixité, ou voilà, je ne sais pas, c'est assez général. Moi, enfin, je ne sais pas si j'ajouterais des heures là-dessus, quoi. Je ferais ça beaucoup par le mentoring parce que j'ai toujours peur de ce truc où après, on vous dit, enfin, je caricature un peu, mais on va parler des problèmes des femmes et puis pendant ce temps, les hommes, ils apprennent, je ne sais pas moi, du deep learning et tout, Non, quoi. mais ils sont là aussi, Enfin, les sons, peut-être. ouais. C'est mixte, ça peut être Ah mixte. oui, tu as raison, tu as raison. Je ne sais pas, justement. Ouais, non, j'ajouterais, ouais, peut-être des choses. Alors oui, pardon, j'étais partie sur un autre truc. Ouais, j'ajouterais effectivement ces histoires de mentoring et puis peut-être ces formations, mais alors vraiment plus générales. C'est pas que même pour les gens de mon âge, mais de les faire réfléchir sur ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle apporte une femme dans un comité de direction? Qu'est-ce que ça apporte une femme dans voilà, dans je sais pas, une femme chercheuse, voilà, mais pour essayer de changer un petit peu ces façons de penser, ces clichés qu'on a tous, hein, hommes ou femmes. Hein, je vais être un peu provocateur, Frédéric. Ouais, vas-y. Pourquoi une femme apporterait des choses différentes? Non, mais justement, c'est ce que je dis. Je pense que si on fait parler les gens, on serait étonné de ce qui sort. Et donc de mettre en face les gens en disant, ben voilà, tu dis que ces femmes, elles apportent quelque chose de différent, alors que non, quoi. Voilà, enfin, travailler là-dessus. Ouais, non, sinon, on est dans la c'est ça. caricature en disant une femme est forcément différente d'un homme. Alors certes, on a des approches différentes, mais on ne peut pas dire qu'une femme, elle est empathique. Enfin, il y a des hommes qui sont empathiques aussi, heureusement. Bien sûr. Je suis d'accord, mais enfin bon, là, je donnerai un exemple. Dans un jury récemment, j'ai entendu des gens dire d'une chercheuse, ah ben oui, qui avait publié, qui avait eu des prix et tout. C'était, oui, elle est besogneuse, oui, elle s'est créée du lien et tout. Ils étaient incapables de dire que elle faisait, bon, il disait, elle n'a pas inventé un algorithme, mais aucun d'eux n'avait inventé un algorithme. Donc, voilà, c'est faire réfléchir ces gens-là bon, qu'en fait, on est pris dans des biais comme ça. Et du coup, s'ils ont embauché quelqu'un, on peut faire des jurys paritaires et tout, c'est compliqué. Voilà. Donc, pour répondre à la question de Claudia, effectivement, du mentoring, mais pas uniquement pour les jeunes, quoi, des réflexions en commun sur les biais qu'on peut avoir. Voilà. Mon point est de dire, enfin, pourquoi on n'est pas capable juste de reconnaître qu'une femme peut être aussi compétente qu'un homme, enfin, sans forcément nier la différence d'approche, encore une fois, hein, et sans non plus rentrer dans un monde complètement asexué. Mais personnellement, dans mon quotidien, et je pense que j'ai toujours été comme ça, je ne fais pas nécessairement la différence entre un homme et une femme. Alors, effectivement, les réactions ne seront pas les mêmes parce que la femme est quand même plus sensible, elle est plus fine dans sa relation interpersonnelle, avec un homme qui est parfois un peu brutal et bourrin. Mais aux compétences, voilà, j'ai pas de raison objective de me dire, ok, c'est une femme, je vais la contenter à faire du café et des photocopies. Ça pose un petit peu la question des critères d'évaluation, quoi. C'est-à-dire que si on reste dans le factuel et qu'on se pose la question, quand on recrute quelqu'un, de quelle qualité on a besoin, de les lister et ensuite de juger par rapport à ces critères. Déjà, il ne faut pas qu'ils soient faussés au départ. Et ensuite, il ne faut pas que la composition du comité fasse que ce qui va l'emporter sera faussé, parce qu'il y aura peut-être une majorité d'hommes, peut-être des hommes d'une génération qui n'a pas su faire l'évolution vers l'égalité, etc. Donc, repenser la composition des comités, les critères d'évaluation et être assez intransigeant déjà à ce niveau-là, quoi. Clairement. Toujours dans le chat, quelques petites informations. Donc, effectivement, il y aura une table ronde à 14h cet après-midi
qui va effectivement faire un tour d'horizon des différents, des 3 IA français autour de comment faire pour aller vers davantage d'égalité homme-femme. Donc, participer à cette table ronde. Et peut-être une dernière question. Est-ce que la prédominance des hommes en IA ne serait pas une simple conséquence de la distribution existante, majoritairement masculine, dans le domaine de l'IT, plutôt que juste un attrait pour la rémunération? Ah, enfin oui, moi je pense que, c'est pour ça tout à l'heure je disais, est-ce que c'est IA informatique et tout donc clairement, c'est la formation au départ. Alors pourquoi ce qui attirait de façon plus mixte à une époque, pourquoi on a basculé, j'en sais rien. On disait avec Philippe quand on préparait cette table ronde, en médecine, moi, à mon époque, notre époque, c'était très mixte. Maintenant, c'est plus féminin en médecine générale. Enfin, il y a plein de métiers comme ça. Donc ça j'en sais rien, mais… Mais enfin, il y a quand même des d'ailleurs, voilà. il y a des choses qui sont surprenantes. Si on prend les formations, alors qui sont un peu particulières comme cursus, les fameuses écoles 42, etc., à l'entrée, il y a une parité presque exemplaire, donc 50-50. Et à l'issue de la sélection, alors on en revient peut-être au comité de sélection, hein, mais sorti des fameuses piscines, il y a 80% d'hommes. Et donc, du coup, le point des comités de sélection, effectivement, peut-être qu'il faut faire un effort particulier là-dessus. Il y a deux aspects, je pense, Philippe. C'est que d'une part, il y a les comités de sélection qui, en effet, font je pense, des erreurs et ont des biais. Et il y a aussi les filles et les femmes qui doivent être formées à la compétition. Il faut leur apprendre, il faut passer du temps pour leur apprendre aussi. Et ce qu'on fait naturellement, peut-être vers les garçons et les hommes, et on investit chez eux parce qu'on sait qu'ils vont devoir passer des étapes de manière ancestrale. On l'oublie peut-être chez les filles et chez les femmes, et peut-être qu'elles ont la capacité à passer des sélections dans ces écoles, mais elles n'ont pas les ficelles pour y arriver. C'est peut-être ça, c'est peut-être des deux côtés. C'est pour ça que je disais, n'oublions pas d'investir plus dans les filles, dans les femmes, qu'on le fait à l'heure actuelle. Je dis pas plus que les hommes, hein. Je dis mais au moins autant. Voilà, c'est juste ça. Alors, un point, juste avant de conclure, donc un point positif, c'est qu'à l'INSA, il y a effectivement parité homme-femme, donc c'est une très bonne chose. Et pour conclure sur cette histoire d'école 42, la conclusion, et c'est très masculin comme approche, il ne faut pas se remettre en cause. Les comités de sélection disaient non, mais effectivement, on a parité en entrée et on n'a pas parité en sortie parce que les femmes sont plus inquiètes. L'école 42, c'est effectivement une formation qui est incapable de dire combien de temps elle va durer et qu'est-ce que ça va donner à la fin. Donc, au lieu de se remettre en cause sur le processus de sélection, ils remettaient en cause une nouvelle fois les femmes. Donc, je suis désolé, on est pris par le temps, donc je vous propose de clore là pour permettre à la session doctorant qui arrive. Je vous remercie énormément. J'ai pris vraiment de plaisir. Ce n'est pas un sujet facile, hein, la parité homme-femme. Donc, j'ai pris énormément de plaisir à préparer cette table ronde avec vous. Et je remercie également Mihai de m'avoir permis d'animer cette table ronde. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Merci. Merci bien. Merci d'avoir accepté cet échange extrêmement riche. Effectivement, on abordera plus en détail à la table ronde de 14 heures avec les autres 3 IA les questions d'égalité dans le domaine de l'IA. Nous allons marquer un petit temps de pause. On reprendra à 15 pour une prochaine session avec des présentations flash des doctorants et des doctorantes de MIAI. La session sera animée par Sophie Achard. Donc, à tout de suite.
On reprend. So, welcome back to Women in AI. We switch to English because we are starting the next session, which is up. Okay, the session dedicated to MIAI PhD student. So this session is led by Sophie Achard, and Sophie Achard is a CNRS senior researcher and also a shareholder of one of the 30 MIAI chairs. So Sophie, please, can you start the session of our PhD student? Yeah, thanks, Manel, for the kind introduction. So it's a great pleasure to introduce the next part of this event dedicated to PhD students, and men and women. We will discover the very enthusiastic works of 11 PhD students within MIAI. You've got the name here on the board. In addition to technical aspects of their PhD subject, we asked them 2 questions. So the first one is, what is your opinion about the low percentage of women in AI fields? And the second one is, in your opinion, what could be done to improve this low percentage? And what do you propose to do? So we will have an update of what these PhD students can say about that. We will leave the question and discussion at the end of the whole bunch of presentations, and feel free to put any comments and questions in the chat, and we can have some discussion afterwards. So I'm leaving the floor now to these short presentations, and Manel, I think you can start the short film. Thanks. Manel, I think we cannot hear the sound of the audio. Ça fonctionne? Non, toujours pas. Oh, okay. Oops. One moment, please. Je fais la phase de conversation bien. Ah, c'est ça le problème aussi. Et là. Fonctionne. Sorry, so we've got a technical problem. I think we prefer putting all the presentation in a row because it's easier. But it seems that there are some incompatibilities between the Zoom video conference and the film. Et là, vous entendez? Non, on n'entend pas beaucoup.
C'est mieux là? Non. Ah, c'est bon. Are one of the sectors in which AI has the most opportunities and benefits. For instance, the COVID-19 epidemic has highlighted our contemporary society's weaknesses, but also revealed the benefits and opportunities offered by AI. Nowadays, health professionals rely more and more on technological tools based on AI to help them to analyze, diagnose, define treatments. This technology is also used for clinical research, epidemic control, and automated medical and surgical robotics. In the near future, it's certain that the implication, uses, and opportunities of AI will be innumerable and multiplied. This thesis, based on a comparative legal approach and researches, will aim to study the way in which AI in the field of health is regulated and to provide answers to the legal questions raised. These issues question data protection law, health law, liability law, but also European international law, AI and data governance, international cooperation, and digital sovereignty. For the second part of the presentation regarding why there is a low percentage of women in AI and how to improve this low percentage, I raise a more global question: how could having women in AI become the norm? And on my view, the first reason explaining why there is a low percentage of women in AI is because of cultural representation of women and their implementation into the system, and also of educational perspective from girls and cultural bias regarding women in AI and in science, which can also explain consequently the reason why there is a lack of women in AI companies and a lack of women success stories. Some of the solutions that could tackle this problem will be a sensibilization at early stage of AI opportunities for women, a more global scale educational and monitoring program for women and girls, and more fundings for women which are willing to be entrepreneurs in this field. Thanks for listening to my presentation and wishing you to all of you a very good day. Hello everyone, my name is Tamara Dupuis and I'm a PhD student from TIMSE IMAG Laboratory under the supervision of Jocelyne Trocaz and Sandrine Voros. And for this Women AI Day, I'm going to present our work on 2D/3D deep registration for real-time prostate biopsy navigation. During prostate biopsy procedure, the ability to navigate accurately to biopsy targets faces several difficulties coming from both transrectal ultrasound modality properties and prostate motion and deformation. These difficulties may result in longer and uncomfortable examination procedure for the patient, but may also produce biased diagnosis and thus inappropriate therapeutic decision. In this context, the main objective of the study is to develop a real-time navigation assistant to help the clinicians. And this assistance is realized by the means of a real-time 2D/3D registration. The aim is to link, to register at each time t the current 2D ultrasound images to the initial 3D ultrasound volume. Similarly to most of the studies found in literature, we proposed a supervised convolutional neural network to predict those resulting Regit-transform parameters. The main novelty of our study is to consider also prior navigation trajectory information that will correspond to the previous registration results, so at time t-1. We include several inputs, the pair of images, the optical flow between them, and the current probe tracking information that correspond to the relative displacement between the two successive images.
And we experiment different scenarios by combining the proposed inputs with also the prior navigation trajectory information, and we evaluate the most robust scenario. Our results highlight significant improvement of registration quality by exploiting trajectory information, especially through the addition of prior results, but also prop tracking parameters. They are promising results, but the next step is to investigate the benefits of recurrent neural network to retain the global navigation trajectory. We face a gender crisis in science and especially in AI because males constitute a clear majority while less than 14% of researchers are women. And worse is that these numbers have been decreasing over the last 10 years compared to over science files. And to me, it can be explained maybe by a wrong representation of the field, a lack of women model, and an unequal learning environment. So what can be done to attract more women? Maybe first we can redefine the field because it's important for young women to work on topics that motivate them. And we need to highlight that AI is now transforming all domains of application and not only engineering and computer science. So publishing the different scope of possibilities and the different career path will help to inspire more women. Then having a good mentor is also important and inspiring, so professional women already in the field can highlight their stories to remove the negative stereotypes around women in computer sciences. And finally, early childhood education is also the root of the problem, so educators and parents must work together to help girls maintain their confidence and curiosity in all subjects. Hi everyone, my name is Sidik Ben Laksira, and I am a PhD student at the Ethics in AI chair, under the direction of Fabienne Martin-Juchat and Thierry Ménissier. And I am interested in the gender as an ethical issue for the machine learning in video games. In my research work, I assume that video games are part of the integration of non-emancipatory habits for practicing women. Moreover, the capitalist context, which implies a competitive and a dominant society, leads me to question the ethical stakes of video game design. Indeed, one of the things immediately visible in video games is that male characters are always guided by values of honor and duty. In the manner of fairy tales, the hero goes through all the boy's initiation rites that will make him a man. The female characters, often portrayed in a hypersexualized manner, are only waiting to deliver bonus points or love each time the player comes. In fact, seducing a woman becomes a conquest, where it goes without saying to demonstrate its strength and power. Furthermore, if I take into consideration all this data related to gender stereotypes in video games and add to it the issue of machine learning, it will be interesting to look at the role of the latter in the construction of players' behavior. So it seemed logical to me to consider how the legacies of video game history, which can be fed by a predictive machine learning, contributes to the integration of non-emancipatory habits. The aim of this thesis is to analyze how machine learning in the field of gaming reproduces gender stereotypes. So to answer the two questions concerning the women in AI, so in my opinion, the low percentage of women in AI fields is probably related to the same phenomenon that results in fewer women engineers. It seems to me that this is a problem related to tradition, study orientation, and atmosphere in these environments. So it's the same thing in the world of video games. Women are present as much as men in many fields except technology. And by technology, I mean programming. It seems to me that if women are oriented
to these fields from the outset, and if this is accompanied by a policy that contributes to reduce hostility towards women in these fields, the rate of their presence will be immediately, I think, increase. Thank you. Hello everyone, my name is Vera Sosnovik. I'm the second year PhD student in SLY team. The topic of my PhD is detection and analysis of political and issue ads. My supervisors are Oana Goga and Patrick Lozo. The motivation for this work is that online political advertising has grown significantly during the last years. During the 2020 US presidential elections, 28% of political marketing spending went to online advertising, compared to 20% in 2016 and 0.2% in 2010. To be able to monitor sponsored political ads, Facebook tried to regulate and define political advertising. Facebook provides restriction to advertisers who want to publish political ads. Advertisers have to verify their personality and they only allowed to publish ads in the country they live in. Moreover, advertisers have to self-label their political ads, provide paid-for-buy disclaimer with information who paid for the ad, and ads will be available on the Facebook ad library. However, it's not easy to define what is a political ad. This leads us to the first goal of my PhD. It is figure out wherever it is possible to reliably distinguish political ads from non-political ads. We take an empirical approach to analyze what kind of ads are defined political by ordinary people and what kind of ads lead to disagreement, and find out that significant disagreement between what ad platforms, ordinary people, and advertisers consider political, and suggest that this disagreement mainly comes from ads address different social issues. The second goal is to propose algorithm to detect issue and political ads using machine learning tools. The third goal of the thesis is to design and perform experiments that can evaluate wherever people are influenced by political ads that appear in their Facebook timeline. In my opinion, the lack of women in the AI field can cause gender biases. For instance, NLP, a critical ingredient of common AI systems like Amazon's Alexa, has been found to show gender biases. Moreover, computer vision system for gender recognition reported a high error rates for recognizing women. I think there are two main issues that cause a low percentage of women in computer science and AI fields. The first one is a small number of women decided to get a degree in computer science. Only around 18% of people who get a degree in computer science are women. To increase this number, we should start from early childhood education. According to this journal, 2/3 of elementary age children indicate an interest in science. However, as they enter middle school, the percentage of interested girls falls dramatically. The second problem is the high percentage of women who decide to leave the job in computer science field. Nearly half of the women who go into technology eventually leave the field. And data science and AI can help to quantify the extent of the problem and motivating policymakers to act. Thank you for your attention. Hello, everyone. My name is Eleni Giuseppe. I'm a PhD student at UGA, and the subject of my PhD is design of transparency mechanisms for online targeted advertising. My supervisors are Patrick Lozo and Oana Goga. To study online advertising, the largest platform is Facebook. In the recent years, Facebook has received many claims about privacy violations, lack of transparency, and discrimination. To address these claims, we study the ad delivery mechanism. In general, the ad delivery mechanism of Facebook is complex, but a simplified version is shown on the diagram. The platform collects data of its users and provides advertisers with this data, so advertisers can create ad campaigns for targeting users. In reality, users have no control over which of their data are used, and a proposed method is to investigate the mechanism through a collaborative way. This collaborative method provides explanations on how the users are targeted without the collaboration of the platform. Since there is no interference of the platform, volunteers share their data and ads received in order to bring transparency to the ad targeting process. The objectives of my thesis are a model-based evaluation of ad delivery process, detect misuse of sensitive personal information by advertisers, and develop a method applicable among various online targeted advertising platforms.
About women in AI, indeed the percentage of women in AI field is low. This is a result of social stereotypes that starts in high school, pre-high school. The trend was that men were better in those fields, and not many women were oriented towards natural sciences and mathematics. In my opinion, for improving this low percentage, should be created equal opportunities between men and women and provide young women with motivation to pursue a career in artificial intelligence. Hi everyone, I'm Manon Damfofer. I'm a PhD student at CEA, and my thesis is online learning algorithms for spiking neural networks. So I'm part of the MIAI chair hardware for spike coding neural networks, exploring hybrid CMOS non-volatile technologies. So spiking neural networks are the bio-inspired third generation of artificial neural network. So the differences between spiking neurons and artificial neurons are that the output of an artificial neuron is the weighted sum of the pre-activations, which are the output values of the neurons in the previous layer. And these activations are real values, while a spiking neuron is closer to a neuron in the brain, and neurons don't communicate with real values, but with spikes. And the spikes all have the same shape, so it's a binary signal. So similarly to a biological neuron, the membrane potential of the spiking neuron integrates the weighted input spikes, and when it reaches a threshold, the neuron fires an output spike. So the main motivation for using spiking neural networks is their energy efficiency when implemented on dedicated neuromorphic hardware. Because of the lightness of the base operation, we're doing an addition instead of a multiplication, and also the sparse, asynchronous, and event-based computations. So the objective of my thesis are developing new online learning algorithms, unsupervised or supervised, to efficiently process spatiotemporal data, proposing edge AI applications to leverage the energy efficiency of spiking neural networks, and adapting the proposed solutions for being efficiently implemented in hardware with emerging technologies. To answer both questions, I would say that I think it's because AI is mostly computer sciences and math, and there are not much women studying in these fields, because we all have this stereotype of the student in computer sciences as a geek, having no social life, and women often don't recognize themselves in this stereotype. But I think there is no need to be a geek to be a good computer scientist. And actually, geek students may have an advantage at the beginning of their studies because they have more experience, but the teachers really start from the beginning, and in the end, everybody is equal. The problem is that when we choose our studies, we're young and very influenced by all the stereotypes in the society. And so the solution would be to change the stereotypes and to show the young women that are succeeding in these fields so that they can have a model to identify themselves. And finally, to give opportunities to young people to meet women in the field so they can answer their questions. So thank you for your attention and see you soon. Hello, my name is Angèle Char. I am currently a first year PhD student. My thesis is in sociology and computer science, directed by François Portet of the Laboratoire Informatique de Grenoble and Gilles Bastin of the Laboratoire PACT. So my thesis is about gender bias in news sources. More specifically, I'm looking at quotations and who are the people quoted in news articles. So why gender diversity in news sources is important? It basically betters the quality of the news because it gives more exhaustive news reporting. It permits to give a voice to a larger part of the population that is usually unheard in mainstream media, and it encourages audiences to consider perspectives that are different from their own and from the ones that are usually more visibilized in media. So the method for this project is to train deep learning models for a task called
quotation extraction and source attribution, specifically for French. So you have an example here. These algorithms will extract quotations and their type, whether it's direct quotation, indirect quotation, who said the quote, and their gender. And from that, the aim is to provide with indicators to measure the progression of gender diversity in multiple news sources for French, but also for other languages. So that's the quantitative part of the thesis. And on a more sociological analysis level, I will also consider the role of practices of journalism and how they can impact these existing bias. So to answer these two questions, I think that the low percentage of women in AI comes from a kind of social censorship. So on the one hand, women and girls are not really encouraged to pursue careers in this kind of education, whether it is AI or computer science or STEM education in general, because these are seen as fields that are very masculine, both in the general vision of it, but also in the representation the media gives of these fields. And on the other hand, I think that AI and computer science fields are environments that in which sexism is already prevalent, and that the cost for women to pursue these kind of career is already high with the existing gender prejudices that exist within them. So I think one of the solutions would be to educate teachers, to educate students about gender diversity issues, and for AI fields and scientific fields as a whole to consider their own environments as environment in which sexism is present, and consider how they can better the condition of women that are already in these fields, so they can better their experience. Thank you for listening to me. Enjoy the rest of the conference. Hi everyone, my name is Tiki Rakoto-Malala. I'm a PhD student at GypsyLab, and I work under the supervision of Pascal Perrier and Pierre Baraduc on the subject Deep Tongue, Speech and Predictive Control of Tongue Movements by the Brain. So I'm part of the MIHR Bayesian Cognition and Machine Learning for Speech Communication, and our global project is to use knowledge about the cognitive and physical processes of speech production and perception in order to structure a computational model of speech communication that would go from the phonemic chain produced by a speaker to the phonemic chain perceived by a listener. And that can be done by enforcing structures to intermediate spaces like motor space, articulatory space, or auditory space, and by adding constraints on how the term is integrated in the model. So the subject of my thesis is understanding how we control our articulators in order to produce speech. In fact, the process of speech motor control is hierarchical. It begins with a planner which defines some phoneme sequences. Then there is a controller which specifies the motor commands based on the speech plan. Then at the end, there is a plane, which are usually articulators, and in our case, it is a 2D biomechanical model of the tongue. So up to right here, we have an example of motor execution of the phoneme sequence AKI at some specified times. And we also have the corresponding postures of the 2D biomechanical model reached at the phonemic targets. One of the big challenges in our work is learning the relationship between the temporal evolution of the motor commands and temporal deformation of the tongue. It is a very complex problem, so
we need the use of AI tools like perception and recurrent neural networks in order to do that. So my opinion on the low percentage of women in AI fields is that it's not very surprising because women are underrepresented in fields related to computer science and mathematics in general. And one thing that could be done to improve this low percentage is to popularize AI by introducing it at high school, for example. And another thing that could be done is to begin with very young children and to expose them to technologies and science in general. Thank you. Hi, my name is Luisa Werner, and I'm doing my PhD on neurosymbolic computing at UGA in cooperation with the Tyrex team and INRIA. And my supervisor is Nabil Laida. I am a first-year PhD student, and I am originally from Germany. It's a pleasure for me to participate in this event. Recently, a lot of progress has been made in the domain of deep learning. Neural networks have been applied to various domains and led to remarkable breakthroughs. Their ability to extract features from high-dimensional data without human guidance makes them a robust, flexible, and database approach in order to solve problems. But besides that, neural networks have some major drawbacks. All obtained knowledge is stored in the network parameters, which are difficult to understand and explain. That's why they are also called black box models. On top of that, deep models are data hungry and often fail to generalize on unseen test data. In order to be applicable to various domains, neural networks have to improve in terms of explainability, reliability, and accountability. My research topic, neurosymbolic computing, aims to push deep learning towards more explainable and trustworthy AI by combining neural networks with symbolic knowledge mechanisms. This integration aims to combine the robustness of deep learning with the explainability and data efficiency of symbolic AI. I think the low percentage of women in AI goes back to the low percentage of women in computer science and other technical fields like engineering in general. This is probably based on education and the values in our society. But in my opinion, there's no obvious or rational reason why women shouldn't be capable of doing research in AI the same way as men do. And I hope that in future we will have more women in the domain of computer science and in particular AI. I think we need more female role models to encourage women or young girls to engage with technical questions. Not only at university, but already at an earlier age, for example in kindergarten or schools. We need role models that show girls that there are also women who are into computer science. The more women we see in AI or computer science, the more these will motivate others to focus on these research questions too. Hello, I'm Alfani Midley and I will present my thesis entitled Investigating CPAP Telemonitoring Big Data, Understanding Impact of At-Home Management and Predicting Acute Events. The project is a collaboration between three main actors, ProBIAS, bringing the AI expertise, HP2, the lab, with an expertise in obstructive sleep apnea as well as biostatistics, and Agir@Home, an home care provider giving us the data. Obstructive sleep apnea is the pathology characterized by the obstruction of the upper airway while the person is asleep, which causes apneas. It's linked to several cardiovascular diseases and has short and long-term negative impacts on the quality of life and health of the patient. The first-line treatment consists in wearing a mask,
connected to a device blowing air to maintain the upper airway open all over the night. Data is collected nightly from millions of patients, and monitoring some of the indicators that are recorded could help personalizing the treatment and predicting acute events. My work aims at modeling the time series of the number of apneas done by the patient while using the machine. With a 3-state hidden Markov model, we developed a visual tool for doctors to monitor the evolution of the apneas. On the other hand, we are trying to detect change points, which are brutal changes of the statistical properties of the series. For example, here, our algorithm raised an alert and the goal is to identify the cause. Either it's the impact of a material change or it's the sign that the cardiovascular state of the patient is deteriorating and may lead to an acute event that we should try. To me, the development of AI solutions that improve the standard of living for as many people as possible is hampered by the lack of women in AI fields. I'll detail 2 points. If the AI community could be more representative of the society, it would allow to answer the needs of a more diverse population. Secondly, diversity could improve performance. When people with different ways of thinking, skills, and knowledge work together, it stimulates innovation and creativity. What do I propose? Stop gendered education all over the world. We must offer young girls the chance to experiment all kinds of activities and mix genders as often as possible, at school, in sport and hobbies. It will instill self-confidence, fearlessness, and tenacity in girls. We must make STEM fields more attractive. We must restore the merits and social impact of tech jobs, with more models to inspire girls, more women teachers in STEM, and more focus on the history of science. Let's do this. Hello everyone, my name is Mao Garnerin and I'm a PhD student under the supervision of Claudine Moïse, Solange Rossato and Laurent Bezacier at the LIG and LIDLM Labs. So my research focuses on gender bias in ASR systems. ASR stands for Automatic Speech Recognition, so the aim of the task is to provide a transcript, so a text, for a given audio excerpt. We define gender as a system of hierarchical bicategorization between the sexes, so male and female, and between the values and representations that are associated with them, so masculine and feminine. But other social scientists, such as the philosopher Judith Butler, consider it as a social practice or an individual performance. In our work, we only consider the men and women categories for several reasons, one of them being that our data, which is mostly radio and TV broadcasts, can be considered as a public representation of norms. As you may have heard, recent studies about AI systems have shown that these systems can actually present discriminatory performances, mainly against women or Black people. I've listed a couple of studies right below, but the reason of these discriminatory performances most of the time is because stereotypes and social biases are actually embedded within the training data. So my research question is that we wonder whether the same thing is observable within ASR tools that are mostly trained on broadcast data where women are underrepresented. So 1 minute is really short time to answer these questions. But I think that regarding the low percentage of women in AI fields, this has to do with our social conceptions about what women can or cannot do. And we have strongly integrated some stereotypes that sometimes leads to cognitive biases, such as women lacking the confidence to go within these environments that kind of seems not suited for them. So I think education and representation is one way to address this issue. But again,
this would need way more time to be developed as a subject of conversation. Thank you for your attention. Thanks. I think it's yes. So thanks a lot to all for your excellent presentation. I really like seeing all this in a row. And I think it's a nice also up-to-date version of what we are thinking in terms of women and AI in comparison to the two presentation we had in the beginning and the table ronde. And maybe one comment about the presentation, and I will leave the floor to questions and discussion. We had a large variety of PhD students from MIAI project, but I think one topic is not very represented here. It's what we call in MIAI the core AI axis. And I think maybe the next challenge for next year would be to increase the participation of especially men PhD students working in this field, because we all agree that it's not only a girl thing, this integration of women in AI. And so, do you have? I think we are not a lot. So if you want to switch on your video and sound and ask your question, it's okay. Do you want to, or maybe the PhD student, do you want to react to all these presentations? I think there are very a lot of common points between all your presentation, and one point also is that we may have also some nice research to do on that. Do you want to say something? I have a question. Yeah. Yeah. I was wondering about the role played by video games in the education globally. And my feeling is that boys play more than girls, okay? And that, as one of the students presented, the stereotypes are very strong in that video games. So I was wondering if we could use video games to fight against stereotypes. Use video games to propose something that will help to improve, to equilibrate, or I don't know, something to educate boys in a different way. So I don't know, it's a little bit confusing, but... Oh, no, I think it's clear. It's very nice. Sadiq, do you want to answer? Yes, I don't think that there is more boys who plays games than girls. I think the real problem is the video games in themselves. So maybe we can play on the contents of the video games more than the participating of the girls, of the boys in these fields. I don't know. Can you more precise your question? In fact, I spent a lot of energy trying to find ideas to fight against sexism and these strong stereotypes we have in our minds, in our culture, and so. And I was wondering if video games could help, to fight them. So if we could, for example, propose a new video game that would help to that will be as a serious game, to. It's one of my PhD objectives.
is that Good. to theorize a gender, is that to theorize a gender ethic. So to help to develop video games without gender stereotypes. And but more, my idea is a step more. Use it for a pedagogical purpose, you know, without telling that, you know. I don't know if pedagogical contents will attract more gamers. But we will not say that it is pedagogical, you know. It's kind of message that is hidden in the scenario of the game. Yeah, of course. Yeah, we can address a message through scenarios or through game design or character design, or you know, the sexism, I think, is I don't know how to say it in English, répandu through characters design. Yeah, I see. Right. I see. Female characters are presented more. There are more sexism in characters, in female characters, and in male characters. Male characters are presented by a manière virile, and female characters are hypersexualized. So I think we can do something that I don't know. But we need also more women to code the video games. Yeah, maybe in the tech companies. And maybe the one who decides what to propose too. Yeah. You know, at the decision staff, at the, you know, and to finance. Yeah. Yeah. I have a request, if I may, Sophie. So first of all, thank you for these very nice presentations. And in fact, I think what I would like is to have the same presentations, but really focusing on what you are doing, but longer presentations, filmed presentations that we could put on our video channels. And this would be like, because you are role models for the next generation of computer scientists. So I would like to, if it's okay with you, to have longer presentations that we could put on our website and disseminate, and so that you can show other people that women can be successful in AI, and that this field is interesting for everybody. But it may be nice to invite the other PhD student of the MIAI project, not only the one who responded yes today. Yes. And it's really nice that you responded yes. Exactly. At least they are here, so maybe we can start with them. I don't know, but exactly. I agree with you. Yeah. Oh, that's nice. Yeah. There are other questions, maybe there are other questions about video games, but I don't know if Cedric, you answered this. What kind of games are played by the girls? All games are played by the girls. Okay, you answered it. Okay, nice. But maybe there are a problem with online games like MOBA games or MMORPG games, where we can find sexism harassment, I think. And as Maeva points out, I think more girls pretend they are boys in these games to... Nice, thanks. Maybe one comment, Sophie. Serf, do you want to say it, or do you want me to read it? I don't know. I'm not sure that my microphone is working. Can it's you working. Okay. Yes, we can hear you. Okay, great. Yeah, so we're just reacting on the fact that we had some presentation about understanding and measuring the gender bias, where it comes from and why. And I think an interesting research direction would be also to work on the reduction of this bias, and that some of the solutions to that can also come from the research part. Of course, there is a lot to do on the education and all that, the different solutions that we mentioned, but from the research point of view, I think we can also work on solutions. Yes.
I completely agree with you. Like balancing the data sets or simple things like that. Do you want to someone to react to this? I was thinking about the I can't remember the name, the analysis of text in ads. It can be done on also the, I would say, the profile we are proposing as research. So within university and organism of research, we are proposing a sort of profile of research to describe the jobs. And I would be interested in looking at this, the way we are writing these profiles, if they are, if it's really gender equal or not. Yeah. Okay, so thank you very much again for these presentations and also your different proposals to go towards a more gender equal digital world. And I would like to thank also Alfani Midley, because a special sentence attract me is that diversity could improve performance. So maybe if we can attract more girls, we can be more performant in AI in particular. So thank you very much. Thanks. Yes, Sophie? No, I would like to thank everyone. It was a long morning and we need to stop for lunch. We stop for lunch, ok. Merci beaucoup, Sophie. Merci à tout le monde et on reprend à 13h. À tout à l'heure. À tous les doctorants. Merci beaucoup. Merci.
Bonjour à tous, à toutes. Bienvenue Sophie, vous m'entendez? Oui. On attend un petit peu Oui. qu'il y ait un maximum de personnes à se connecter. Je vois que Thierry est déjà là. Bonjour Thierry. Bonjour Sophie. Voilà. Emmanuel, je vous disais, là, on a un webinaire en cours sur sexe et consentement dans le cadre du mois de l'égalité. Donc, je pense que Violette est encore dedans. Donc, elle sera bien là à 14 h de toute façon. Hein, mais avant, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez autoriser le partage d'écran, du coup, si vous ne passez pas les diapos? Oui, tout à l'heure, on va le faire. Oui, c'est activé, vous pouvez partager. J'arrêterai le partage. Est-ce qu'on commence, Thierry? On attend. Oui, on va pouvoir commencer. Oui, très bien. Bon, alors je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue encore une fois à Women in AI. Merci de rejoindre cette session qui sera une lecture sociologique sur la question de la parité en IA. Cette session sera animée par Thierry Minissier. Donc, Thierry Minissier qui est philosophe et titulaire de la chaire MIAI, Axe Société, IA et Société. Donc, je laisse sans plus tarder la parole à Thierry. Très bien, merci Manel. Alors, je vais prendre l'écran, si vous voulez bien. Merci. Alors, je vais passer en plein écran. Voilà, très bien. Est-ce que tout le monde le voit là, comme j'espère? Merci de passer en plein écran, Thierry, je vous prie. Ah, je ne suis pas en plein écran là. Non. Bonjour Violette. Ah ben, bonjour. Violette Bonjour. Curieusement, je le suis sur mon... Alors, je vais enlever le grand écran. Tout ça est source de perturbation. Voilà, je vais passer de nouveau. Est-ce que cette fois, c'est en plein écran? Il faut maintenant cliquer sur le... Oui, c'est ce que je fais, voilà. Super, voilà, parfait. Merci beaucoup. Oui, ben, écoutez, merci. Merci beaucoup pour cette proposition qui m'a été faite en tant que responsable de la chaire éthique et intelligence artificielle dans MIAI, d'animer la table ronde qui s'intitule « Lecture sociologique sur la question de la parité en IA ». Alors, nous sommes convenus avec les deux invités que je lance le propos à ma manière. Alors,
à ma manière, c'est-à-dire en insistant sur ces éléments plutôt anthropologiques. Comme je vous l'avais dit, Manel, Agnès, je ne suis pas sociologue, mais plutôt peut-être un peu par la philosophie éthique et politique, anthropologue. Alors, je vais me livrer à quelques variations que j'ai intitulées, vous verrez pourquoi, le clavier et la plume, et qui font écho à des choses qu'on a entendues ce matin. Donc, je vais prendre la parole quelques minutes pour développer un peu ce propos. Alors, je rappellerai que, quand même, en quelque sorte, d'où je parle, comme on dit aujourd'hui, c'est depuis cette chaire éthique et intelligence artificielle que j'anime pour mon équipe, l'Institut philosophique de Grenoble, dont les défis scientifiques s'affichent à l'écran, il y en a 4, et dont les 2 derniers, le 4 et le 5, le 3 et le 4, pardon, concernent plus particulièrement la question du jour. La question du jour, c'est celle de la parité en informatique et en intelligence artificielle. Sujet difficile, mais sujet crucial, qui relève bien des deux défis qui sont mentionnés, plus particulièrement en rouge, là, sur l'écran. Quel type de société et d'humanité promeut-on ou veut-on promouvoir avec l'intelligence artificielle? Et quelle est la bonne perspective pour déterminer l'intelligence artificielle de manière juste et démocratique? Alors, le sujet qui nous occupe aujourd'hui en cette journée importante donc, du droit des femmes, journée internationale du droit des femmes, c'est celui donc de la parité, sujet difficile et crucial, qui concerne à la fois l'égalité et l'équité, donc c'est-à-dire 2 thématiques qui sont tout à fait fondamentales pour un espace démocratique dans lequel des systèmes technologiques comme celui de l'IA peuvent se développer. J'ajouterais que plus généralement, c'est finalement en vue du respect de la diversité, donc plus généralement encore que la parité, et au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui les questions de genre, que la question de la parité émerge. Alors pourquoi je dis tout ça? Parce que la perspective que j'aimerais donner aujourd'hui, moi, dans ce lancement, dans cette introduction pour animer la table ronde, passe par l'évocation d'une science humaine et sociale que je n'ai pas encore mentionnée, ni sociologie, ni philosophie, ni anthropologie, mais ethnologie, et plus particulièrement l'ethnologie du genre. Ce que j'ai entendu ce matin, j'ai suivi toute la matinée les échanges, les débats très intéressants, et finalement, l'idée que j'avais de réaliser ce lancement en partant de l'ethnologie ne s'est pas trouvée démentie. En effet, l'ethnologie qui s'intéresse aux sociétés de type traditionnaliste, communautaire, clanique, qu'on appelle encore pré-moderne, eh ben, nous donne cette discipline de sciences humaines et sociales, nous donne un aperçu avec un certain recul. Elle nous permet de faire le grand écart. Et c'est ce qu'on va voir avec 2 étapes très rapides. Peut-être vous connaissez déjà, mais peut-être pas. Donc, je vous rappellerai, par exemple, la figure extrêmement intéressante de la pionnière de la recherche en ethnologie sur le genre, qu'était Margaret Mead, une femme étonnante que vous voyez, là, la petite femme sur l'image, qui était tout de même capable, comme une véritable aventurière de la science, comme on doit, je crois, toujours l'être quand on est scientifique, à 23 ans, de s'embarquer pour les îles Samoa, malgré les conseils que lui donnaient ses amis, d'effectuer sa première enquête de terrain en Amérique. Ainsi, la légende raconte qu'elle fut amenée à falsifier ses documents officiels pour valider sa mission scientifique, concernant son âge, sa taille et son poids, puisque, à tout point de vue, on disait de Margaret qu'elle ne faisait pas le poids, pour partir donc sur les îles Samoa, étudier les populations des communautés de ces îles Samoa et ensuite en Nouvelle-Guinée. Terrain, il est vrai, particulièrement hostile, de par le climat, etc. Bon, toutes sortes de choses qui pouvaient être éprouvantes pour la santé. Toujours est-il que son œuvre bouleverse les questions de genre et a provoqué la polémique. Et voyez, c'est un premier point intéressant. Comment l'œuvre pionnière d'une femme sur le genre, finalement, ne provoquerait-elle pas la polémique? D'abord, est-elle assez scientifique? Est-elle assez rigoureuse? Vraisemblablement non. C'est à ce propos, évidemment, que Margaret Mead a été interpellée, voire chahutée par, finalement, sa propre communauté scientifique. Alors, le point intéressant, c'est que les œuvres nous parlent. Voici les œuvres, elles nous parlent de ce dont nous traitons aujourd'hui, à savoir les relations entre les hommes et les femmes dans des contextes qu'on pourrait dire sociaux, culturels, qu'on pourrait aussi appeler, vous allez voir, professionnels. Alors, par exemple, son premier ouvrage, Coming Age in Samoa, de 1928, a été suivi par un autre ouvrage, Sex and Temperament in Three Primitive Societies. Alors, le premier ouvrage date de 1928, le deuxième de 1935,
Et vous voyez, il est très intéressant de voir qu'on traite des sociétés dites à l'époque primitives. L'intérêt des primitifs, c'est qu'ils nous renseignent sur nous autres modernes, sur ce que nous ne sommes plus, puisque nous ne sommes pas primitifs, mais évolués. Alors, cette œuvre très intéressante sur les relations hommes-femmes, qui s'intéresse aussi aux rites de passage par lesquels on devient un homme et on devient une femme enfant, une jeune fille, un jeune homme, puis une femme adolescente, puis un jeune guerrier, etc. etc. Cette œuvre s'intéresse donc à cela et Margaret Mead a proposé une réflexion plus générale, plus structurante, structurelle dans son livre qui s'appelle en français « L'un et l'autre sexe ». La première édition, elle-même date des années 50, elle a été traduite dans les années 60 en français. J'en recommande vivement la lecture pour nous autres, modernes, qui avons tant à apprendre de l'ethnologie. Toujours est-il que cette œuvre s'inscrit dans le schéma féministe, un des schémas, une des vagues féministes qu'on appelle la deuxième vague féministe, qui voit en Simone de Beauvoir une de ses représentantes avec cette formule célèbre dans Le deuxième sexe de 1949, on ne naît pas femme, on le devient. Alors, Margaret Mead comme Simone de Beauvoir mettent en avant le fait que ce qu'on entend par une femme relève d'une construction psychologique, sociale, valorisée sur le plan culturel. C'est-à-dire qu'il y a pour l'étayage de la masculinité comme de la féminité, finalement, tout un processus d'apprentissage, plus ou moins conscient d'ailleurs, et on s'aperçoit que, quand on lit ces auteurs, en effet, qu'on passe déjà de la problématique du sexe, de la relation homme-femme, problématique naturalisée, comme on dit en sciences humaines et sociales, à une problématique construite culturellement, qu'on peut étudier sur les plans sociaux, pédagogiques, politiques, esthétiques même, donc, on passe à la question du genre. Alors, c'est très intéressant parce que ce matin, il a été évoqué, je vais y venir tout à l'heure, un certain nombre de choses qui allaient dans ce sens sur le fait que qu'est-ce qu'une femme dans les milieux à dominante, je ne dis pas seulement masculine sur le plan statistique, mais à dominante masculine sur le plan symbolique. Alors, très rapidement, je compléterai ce rapide parcours destiné à lancer la table ronde par l'évocation de l'œuvre de Pierre Clastres, et tout particulièrement dans son livre célèbre de 1974, La société contre l'État, cet extraordinaire passage, étude qui s'appelle L'arc et le panier, qui est apparu pour la première fois en 1966, et voici des extraits, puisque cet article me semble intéressant de l'évocation ethnologique des sociétés, des communautés qui clivent fortement l'espace, la société, l'espace social à travers la différence entre hommes et femmes. Alors, les Guayakis du Paraguay dont parle, qu'il est allé étudier sur place, dont parle Pierre Clastres, séparent un espace masculin et un espace féminin. Cet espace, ainsi que souligné en rouge, obéit à des symboles qui sont l'arc et le panier. Alors, le problème, c'est que, en fait, les femmes n'ont pas le droit, vous vous en doutez, c'est là que je veux venir, de toucher l'arc, et les hommes n'ont pas le droit de toucher le panier. Il y a des prohibitions systématiquement érigées pour les uns et pour les autres, c'est-à-dire qu'en fait, si les femmes touchent le panier, c'est très grave. Elles le savent bien puisque en fait, elles sentent une crainte quand elles touchent l'arc, en fait. Elles ont le droit de toucher le panier, mais pas l'arc. Si elles se mettent à toucher l'arc, elles éprouvent une crainte, dit Pierre Clastres pour l'avoir observé, tandis que les hommes se sentent très ridicules de toucher un panier et ne lâchent pas des yeux ni de la main, d'ailleurs, leur propre arc. Alors, c'est intéressant de voir que si jamais une femme touchait un arc, eh bien, les hommes joueraient de malchance à la chasse. Alors, pourquoi je parlais d'univers professionnel tout à l'heure ? Parce que c'est de cela dont vivent les Indiens Guayakis. Ils vivent de la chasse. C'est-à-dire que si une femme s'empare d'un arc, eh bien, en fait, les chasseurs vont devenir stériles du point de vue de la chasse et les maris, donc les maris de ces femmes, vont devenir impuissants. Donc, une double perte irrémédiable et catastrophique. Vous voyez donc, c'est intéressant comment ces sociétés nous donnent à penser sur le clivage homme-femme qu'elles ont institué en différence absolue. Alors, bien entendu, nos sociétés ne sont pas régies de la même manière. Bien entendu, nous avons opéré la critique du genre, nous sommes en train de le faire, et est-ce que ces façons de faire ne semblent pas irrémédiablement dépassées et le témoignage d'un monde disparu? Alors, j'arrive au point le plus intense, dramatiquement parlant, de ma présentation, puisqu'en fait, en réalité, je ne crois pas. Votre serviteur, moi-même, j'ai été témoin d'une scène incroyable que j'aimerais rapporter
qui va permettre à nos deux invités de pouvoir s'exprimer. J'ai été, en tant que philosophe spécialiste de l'innovation, invité, je ne dirai pas de nom, hein, mais peut-être vous allez trouver, invité par le board scientifique d'un grand groupe français, leader mondial dans l'étude et dans la fabrication, surtout de moteurs pour l'industrie aéronautique et spatiale. Donc j'ai mis une petite image pour qu'on puisse se figurer bien ce dont il est question. Et lors de la réunion, j'avais en face de moi une dizaine de personnes. Et donc cette dizaine de personnes était constituée de 9 représentants du sexe masculin et une représentante du sexe féminin. Alors au début, comme philosophe, je n'emmenais pas large devant tous ces ingénieurs en aéronautique. Et j'ai fait une plaisanterie en disant « mais c'est très masculin chez vous ». Finalement, ce sont des métiers qui sont quand même essentiellement masculins. Et on m'a fait une réponse totalement sidérante, que je porte à l'écran. Un des hommes s'est exprimé pour les autres hommes de la réunion. On a dit « mais si, bien sûr, il y a chez nous des femmes. Mais nous, les hommes ici présents, sommes les spécialistes du dur, tandis qu'elle, la femme, est spécialiste du mou. » C'est-à-dire que, quand devant mon air interloqué, la personne qui me disait cela, avec beaucoup d'appoint, me dit « mais voilà, nous sommes des physiciens et elle est chimiste », avec des rires appuyés de la part de tous les hommes. Alors vous voyez, tandis que la femme, de ce côté, j'observais bien, en ethnologue finalement de terrain, dans ce grand groupe industriel, que la femme avait un sourire silencieux, ou un silence souriant, je ne saurais dire. Donc toujours est-il, vous voyez que la question est posée, existe-t-il, je pose la question à mes deux invités, existe-t-il de pareilles constructions archaïques et imaginaires dans le monde de l'IA? Alors, en tant qu'ethnologue, je me suis intéressé évidemment à la communauté Miaille, vous voyez, dont voici la grande maison, la maison de la tribu que j'ai portée à l'écran. Et du coup, j'ai entendu ce matin quand même qu'il y avait finalement un certain nombre de choses qui restaient difficiles dans différents milieux de l'informatique d'ailleurs plus généralement et de l'IA plus particulièrement. Et je pose la question, quels sont nos tabous et les images qui les cristallisent? Est-ce que ce n'est pas ça notamment le problème du rapport de la parité homme-femme dans les mondes professionnels d'ailleurs, au-delà même de ce dont nous parlons aujourd'hui? Alors je proposerai une image. Est-ce que chez nous il y a un arc dont ne peuvent pas s'emparer les femmes? Est-ce qu'il y a un enjeu particulier? Alors, j'ai réfléchi, on m'a toujours dit que le code, c'est la loi. Le code, c'est masculin. Voilà, le code, c'est la loi. Et le code, on m'a encore dit ce matin qu'il était majoritairement masculin. Alors, l'instrument du code, je crois que le voici, c'est le clavier. Donc, je fais l'hypothèse, en fait, que l'arc masculin, virilisant, dont les femmes ont certaines difficultés à s'emparer pour programmer le code, c'est le clavier. Donc, je dirais que, vous voyez, l'arc, c'est notre clavier. Alors, est-ce qu'il y a un panier? Est-ce qu'il y aura un panier chez nous? Je l'ai figuré avec une plume, l'élégance de l'écriture de la plume, et j'ai entendu ce matin que si le code était masculin, la valorisation, elle, était principalement féminine. Alors, j'ai trouvé finalement les tenants de l'arc. Les tenants de l'arc, c'est les gens du code, et les tenants du panier, ce sont par exemple les personnes de Linxium ce matin. J'ai bien entendu que Linxium était extrêmement féminin et que la valorisation était féminine. Mais je terminerai ce propos inaugural de lancement de cette table ronde pour dire, voilà, mais est-ce qu'on ne nous dit pas encore que les femmes sont plus empathiques que les hommes? Et nous invite à faire attention aux biais de genre, tous les biais de genre, même les biais subtils et érudits de genre, en disant, voilà, les femmes sont plus empathiques, c'est ce que montrerait la théorie du Caire, par exemple. Je ne suis pas du tout certain que ça tienne longtemps, ce genre de choses. Et je vous remercie de votre attention, pour m'avoir écouté pour ces quelques prémices, et je vais maintenant donner la parole d'abord à Sophie Louargan et à Violette Zecchi ensuite. Alors je rappellerai que Sophie, ma collègue Sophie, est maître de conférences en géographie et, oui, je continue, chercheuse à l'UMR-Pact, autrice de nombreuses publications, et qu'elle est responsable du département carrière sociale à l'IUT2 de l'Université Grenoble-Alpes, responsable pédagogique du DU Égalité Femmes-Hommes, et plus particulièrement pour ce qui nous intéresse maintenant, chargée de mission Égalité Femmes-Hommes et lutte contre les discriminations à l'Université Grenoble-Alpes. Alors, je présenterai Violette après. Je vais enlever mon écran pour te laisser la place, Sophie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ah oui, c'est bon, je peux partager. Merci Thierry pour l'invitation et les petites provocations auxquelles je vais répondre. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, c'est une table ronde où il n'y a aucun sociologue, aucune sociologue. Donc,
vous avez été leurrés dès le départ. Et moi, je suis un peu une géographe, carrément même, sociale et politique, intéressée par les questions d'aménagement. Et je travaille depuis mon doctorat sur les approches effectivement de genre à l'espace. Et j'ai la mauvaise habitude d'aimer la philosophie. Donc, je ne suis absolument pas philosophe, mais ça m'intéresse énormément. Alors, je vous fais un petit topo sur la mission égalité femmes-hommes à ce titre-là, et après on parlera un peu plus de la parité parce que voilà, on peut pas assister toute la journée à votre séminaire dans la mesure, bon c'est le 8 mars, donc on a avec Violette beaucoup d'animations prévues sur la journée, et en tout cas c'était pour vous faire part voilà, de ce qu'on fait dans la mission, mais également d'un soutien de l'Université Grenoble-Alpes par rapport à vos travaux sur les femmes et l'intelligence artificielle. Donc sur la mission égalité, il y a effectivement Violette qui se présentera, moi-même. On a à la fois un travail de promotion, de formation, de valorisation, à la fois des enseignements et de la recherche, mais aussi des dispositifs de soutien. On en reparlera sur la promotion des carrières et très certainement dans la table ronde qui vous intéressera à 14h sur ce sujet spécifiquement. Et également tout un système d'information, de prévention et de communication, à la fois sur les violences sexuelles et sexistes, sur des débats autour du thème du genre, des discriminations. Donc, c'est une charge intéressante et que j'occupe depuis le mois de novembre. Alors, juste pour vous appuyer aussi l'intérêt de l'Université Grenoble-Alpes pour votre sujet, depuis du coup l'année dernière et aussi avec le soutien de Thierry qui était à l'époque vice-président recherche SHS, l'Université Grenoble-Alpes a pu enfin adhérer à l'Institut du genre, donc qui est un groupement d'intérêt scientifique qui regroupe un ensemble de partenaires universitaires et qui est soutenu par le CNRS. Et dans les axes prioritaires du GIS-genre, donc vous le voyez, il y en a 8, il y a notamment l'axe numérique, intelligence artificielle et technologie, où on retrouve effectivement des collègues chercheurs dans le champ de l'informatique, mais aussi des sciences de l'information et de la communication. Et donc, c'était aussi pour vous signaler que très certainement, on devra continuer, ou peut-être ça vous fera plaisir de continuer avec nous ce travail autour de l'intelligence artificielle avec l'organisation d'événements, et qu'en tout cas, de par cette convention et de par l'axe qui est affiché dans cette convention, donc on soutient fortement du coup vos travaux aujourd'hui. C'est pour ça qu'on les a inscrits aussi dans le mois de l'égalité qui a lieu en ce moment à l'Université Grenoble-Alpes. Alors, sur la parité, parce que c'était la commande un petit peu aujourd'hui sur les sens et les enjeux d'une notion qui est souvent contestée. Pour faire la suite de Thierry, alors effectivement, Margaret Mead, que je cite souvent, qui est une des pionnières sur l'analyse ethnologique, pour compléter effectivement tout ce qu'a dit Thierry, il y a vraiment cette approche de Margaret Mead qui est intéressante et que pour ma part, j'ai toujours en tête et qui m'a conduit aussi dans mes approches, c'est la question sur le genre de l'approche culturelle. Ce qu'elle a amené, c'est effectivement la ritualisation du masculin et du féminin dans un contexte identifié. Et ce qu'elle a bien mis en avant, c'était effectivement la variabilité. En fait, la variabilité selon la société où on est, selon l'endroit où on est dans l'espace. Alors, je parlais beaucoup d'espace et de territoire parce que les géographes, on observe le monde, donc c'est ce qui nous intéresse. Et c'est vrai que ce qu'elle a amené, c'est à la fois cette construction des rôles prédéterminés, mais aussi une variabilité de ces rôles en fonction de là où on se situe dans la société, dans les espaces au niveau mondial. Alors, effectivement, sur les approches de genre, c'est assez riche et on est toujours en train de débattre de cette notion, de savoir si elle est tangible ou pas. Moi, je ne serais pas dans ce récit auto-justificateur parce qu'effectivement, ça fait très longtemps que je travaille dessus. Je suis dans une approche plutôt constructiviste et post-constructiviste sur les approches de genre. Et donc, ce qui est intéressant, il me semble, à regarder dans les approches de genre, c'est comment ça devient une catégorie descriptive. C'est-à-dire que très souvent, dans les approches sur la parité, sur le sexe, on va être sur de la variabilité. On va construire une variable. Alors, par exemple, vous connaissez bien, je pense, dans votre domaine, ça va être de sortir des statistiques sexuées. Elles sont indispensables, nécessaires. Et évidemment, c'est la première chose qu'on fait pour mettre à plat
des inégalités, des différences, etc. Mais au-delà, c'est plutôt comment ça devient une catégorie descriptive. Et donc, dans cette catégorie descriptive, ça nous permet de voir, selon le prisme de lecture qu'on a, la catégorie d'analyse qui est mise en place, comme le disait Joanne Scott, et effectivement d'identifier des rapports sociaux de sexe, une valence différentielle des sexes, comme l'appelait Françoise Héritier, des formes de domination, de la classe sociale, et en tout cas, regarder ce qui se joue autour de la construction des identités et des rôles sexués. Donc la notion de genre, aujourd'hui, elle recouvre un champ de travail assez large, mais en gros, s'il faudrait en retenir quelque chose, c'est effectivement la construction culturelle et sociale du sexe biologique, et qu'en fait, effectivement, cette construction dépend de la symbolique, de la culture, de l'environnement politique, et qu'il y a une variabilité de cette construction selon l'endroit où on se situe dans le monde et dans le contexte politique dans lequel on est. Alors, sur la parité, puisque c'était la demande, donc j'ai essayé de jouer le jeu, et évidemment, sur cette question de la parité, ce qu'on peut en dire, c'est qu'effectivement, la parité, on est plutôt dans un débat qui questionne la justice sociale, les inégalités, la reconnaissance. Et effectivement, par rapport à l'international, en France, c'est un débat qui a toujours été compliqué parce qu'on pointe une différence. Alors effectivement, comme le dit Camille Froidevaux-Métairie, il y a eu une révolution anthropologique majeure du féminin, et effectivement, on a re-questionné cette question de la citoyenneté et de la place d'une catégorie de population qui est à considérer comme, dans notre socle républicain, à mettre à part, à pointer, à catégoriser. Et donc, du coup, on se dit pourquoi il y a besoin d'une reconnaissance spécifique de public, comme on les appelle dans la politique publique, ou de formes d'inégalité, de minorité, de diversité. Et effectivement, la question est posée, parce qu'elle est posée du point de vue du droit des femmes, à la fois dans une question d'accès à la citoyenneté, d'accès au droit de vote, à la reconnaissance de l'individu, du corps des femmes dans la société, dans le public, un corps public ou un corps privé, mais en tout cas qu'il y a un corps qui est reconnu dans la société dans toutes ses dimensions. Et en même temps, c'est se dire, s'ils ont toujours été minorés, c'est aussi parce qu'il y a des entreprises qui trouvent un modèle économique rentable, et que donc cette minorisation des femmes au niveau salarial et au niveau des diversités, c'est aussi une culture de la performance, et qu'on retrouve aussi dans les questions de parité, selon le modèle qu'on choisit d'application de la parité, au titre de la performance dans les grandes entreprises, au titre de la lutte contre les inégalités dans d'autres environnements d'organisation publique ou militants. Et du coup, on est dans cette notion aussi qui est difficile à attraper, parce que derrière, on est dans cette mise à l'agenda d'une parité politique, professionnelle, on va en parler, qui vise à réduire des inégalités. Et donc, vous avez des cohortes en fait, d'entreprises qui travaillent sur la performance et la performativité, à avoir plus de 30% de représentativité d'une diversité femmes ou minorités dans leur entreprise, en termes de plus-value économique sur certains services, RH, informatique ou pas, valorisation, enfin voilà, des sujets qui peuvent vous intéresser. Et d'un autre côté, vous avez effectivement ce qu'on appelle l'égalité participative, qui est mis en place dans ces questions de parité plus politique. Mais en lame de fond, les questions d'inégalité de genre, ça vient questionner la société en général, et la parité est l'un des outils, un des moyens qui a été retenu au titre on va dire, de l'égalité participative, et dans une conception aussi qui est très liée à toutes les politiques de quotas, de logique antidiscriminatoire. Voilà. Donc ça, on est sous des formes de parité qui se sont mis en place. Et c'est vrai qu'on est aussi dans cette mise en place de la parité entre des politiques de la différence et des politiques de l'inclusion, avec ce qu'on appelle notamment des effets de genre un peu détournés, en tout cas ce qu'on appelle les effets contre-productifs du genre. Donc il m'a titillé sur le care, parce qu'il sait que j'aime bien le care, Thierry, mais en tout cas, sur les questions de la politique de la différence et la politique de l'inclusion, par exemple, la réforme paritaire, quand on va parler de politique, Marion Paoletti l'exprime très bien, on sait que la parité en politique, ça n'a pas eu les effets induits estimés, c'est un peu la parité désenchantée, parce qu'effectivement, on voit bien que même les femmes qui sont mises sur le devant de la scène, la cuisine politique, elle reste aux hommes et dans les coulisses. Donc, on est aussi dans des effets contre-performatifs sur la parité dont il faut se méfier, effectivement, quand on passe dans une déclinaison très opérationnelle
de la mise en place de cette notion. Alors, je ne sais pas si c'est un intérêt dans le débat. Je vous avais remis quelques traits un petit peu sur la parité politique, juste pour vous dire qu'effectivement, c'est une révision constitutionnelle qui est, bon, c'est prévu dans la Constitution, hein, de toute façon, de la Ve République, et que depuis l'évolution, effectivement, des responsabilités politiques et le souhait justement de réduire les inégalités dans les représentations, on a toute une mise en place législative en France sur des lois et des décrets incitatifs pour la constitution sur les mandats électoraux, avec des pénalités financières qui sont mises en place, effectivement, si la stricte parité, et donc ça on pourra en reparler, cher Thierry, sur l'effet miroir, c'est-à-dire est-ce que parité veut dire absolument mixité, est-ce que c'est forcément un effet miroir qui est attendu, c'est-à-dire que les hommes soient attendus à un certain endroit et que les femmes soient attendues à certains endroits, ce qui relève aussi, ce que tu évoquais, alors je connais moins l'IA, mais où dans plein de métiers, on voit qu'on les attend plus sur la participation, la valorisation, et moins sur la production. Voilà, donc c'est dans la mixité des métiers, dans l'analyse de la parité, on a aussi ces éléments-là. Un point sur la parité professionnelle qui me paraissait important aussi à vous indiquer et qui fera certainement écho avec la table ronde de cet après-midi. Effectivement, le principe d'égalité de traitement et de lutte contre les discriminations au niveau professionnel, il est mis en place de manière légale en France et il concerne à la fois l'organisation politique publique depuis le décret du 8 mars 2013. Il y a une obligation d'avoir un plan d'égalité professionnelle dans les organisations et donc il y a une pénalité d'1% de la masse salariale si jamais ce n'est pas mis en place. Et il y a la loi dite Coppermé-Zimmermann, justement sur les conseils d'administration des grosses entreprises de plus de 500 salariés avec un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros qui oblige à un quota de 40% dans la représentation des grandes entreprises. On a également la loi pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes pour combattre les inégalités. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que les outils qui sont mis en place permettent aujourd'hui de réduire les inégalités ? Ce qu'on s'aperçoit, il y a un peu des outils qui sont mis en avant, du type le mentorat, les promotions des carrières, ce qu'on peut mettre en place actuellement au niveau de notre université, la question des débats, des formations tout au long de la vie, de favoriser aussi les femmes pour avoir des actions leviers. Et tout ça est nécessaire et indispensable. Et en même temps, on peut en discuter, il y a des chasses gardées sur certains secteurs, à la fois au niveau masculin. On sait que il y a des secteurs de métiers qui sont plutôt des chasses gardées masculines où ce qu'on appelle les clubs du masculin sont un peu compliqués à faire bouger. Et en même temps, on a un phénomène qu'on connaît bien, qu'on appelle la reine des abeilles, c'est-à-dire que les femmes qui arrivent dans des promotions, ce n'est pas forcément elles qui vont être dans l'inclusion des autres femmes. Et c'est pour ça que le mentorat notamment a été mis en place. Alors quand on parle de reine des abeilles, c'est en gros, c'est les reines et du coup, elles ont fait comme les hommes, elles appliquent le modèle qui est en place et on se dit, tiens, elles vont nous aider, mais pas du tout parce qu'en fait, elles se conforment à la normalité masculine. Et donc, le mentorat ou les réseaux de femmes qui sont mis en place dans les grandes entreprises ou dans les organisations publiques ont un objectif de mise en réseau des femmes, non pas pour leur dire qu'elles n'ont rien compris et qu'elles ne sont pas… Vous voyez, moi, j'aime pas ce côté culpabilisant pour les femmes, quoi. En gros, vous n'avez pas compris les règles du jeu, vous ne savez pas faire, vous devrez être là, on vous attend là. C'est pas tant ça l'objet, c'est plutôt de dire comment on aide à la promotion des carrières et qu'il y a un champ des possibles qui doit s'ouvrir aux petites filles comme aux petits garçons, quel que soit le parcours qu'ils veulent faire, et y compris après dans les carrières professionnelles et dans le développement de ce qu'ils veulent faire au niveau scientifique en réduisant au maximum les inégalités. Alors, comme je ne suis pas spécialisée ni de la sociologie sur la parité, ni de l'intelligence artificielle, je suis quand même allée regarder ce qui se passait un petit peu sur votre sujet. Alors, j'ai vu qu'il y avait quand même des journées organisées. Alors, comme je suis membre par ailleurs d'un réseau sur l'UNESCO sur l'éducation aux petites filles, sur les filles, quoi, il y a une journée aujourd'hui sur l'intelligence artificielle organisée par l'UNESCO, par la chaire de l'UNESCO. Donc, je ne sais pas si vous en avez connaissance certains, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant, ce qui pointait justement, alors à la fois l'écart, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans votre domaine, dans l'intelligence artificielle, sur les stats, qu'il faut lutter contre les stéréotypes.
Et dans ce que tu disais, Thierry, sur la plume voilà le fameux clavier qui serait un petit peu l'arc des hommes, je pense qu'il y a un ouvrage que j'ai vu récemment qui est sorti sur le langage et la manière d'écrire, je suppose le codage informatique, hein, moi je ne suis pas spécialisée, mais il faut savoir que la maîtrise du langage, qui est beaucoup associée aux femmes, et tous les travaux sur la linguistique autour du genre, sont une des pistes, à mon avis, sur le langage et qui me paraissent intéressants. Et j'ai pu voir, notamment sur la charte l'UNESCO, c'était l'un des seuls thèmes qui apparaissait pas. Et après, il y a toute la lutte contre les stéréotypes sur les métiers. Mais je me dis qu'il y a quelque chose de l'ordre, mais j'y connais rien, c'est pas mon domaine, de la programmation du langage informatique dans l'intelligence artificielle qui est automatisée par des logiciels, par de l'algorithme, et donc du coup qui doit faire ressortir, parce que je fais quand même de l'analyse textuelle, voilà, sous les logiciels de type Alceste, etc. Donc je vois bien comment ça implémente aussi, comment ça catégorise les analyses de discours. Donc je pense qu'il y a des choses peut-être à travailler de votre côté. En tout cas, voilà, je ne sais pas si vous avez connaissance de ce travail de l'UNESCO, mais je suis tombée dessus par hasard quand vous m'avez sollicité, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et donc, j'ai vu qu'effectivement, il y avait Superlab, là, Sonia Claubert, qui développait aussi des choses intéressantes dans Superlab à ce sujet. Également, pour vous signaler qu'autour du gisgenre, il y a tout le travail autour du développement des applis, et pour faire le lien entre genre et intelligence numérique, effectivement, il y a beaucoup plutôt de développement d'applications, notamment, alors là, je citais un exemple sur un projet qui a été retenu par le GIS, hein, de Lusépine, je dis bien Sapio, sur l'usage des femmes, par les femmes de victimes de violences conjugales d'une web app développée par la Fédération France Victimes. Et je me dis, c'est l'une des déclinaisons peut-être possibles autour de ce qui doit vous intéresser, mais en tout cas qui montre bien qu'il y aurait un intérêt sur votre domaine. Alors, je ne sais pas si ça contribue à vous faire réfléchir ou au débat, mais j'avais envie de parler de ça. Alors, je me dis, il y a donc des normes de genre dans l'IA, pour faire plaisir à Thierry. Parlons des normes. Alors, nous, les normes de genre, effectivement, on regarde s'il y a des stéréotypes, s'il y a des constructions aussi, des processus qui favorisent une essentialisation des rôles. C'est-à-dire, l'exemple que citait Thierry sur l'aérospatial, tu as dit aéronautique, mais bon, bref. Et donc, je me suis dit, est-ce que, on retrouve ce qu'on retrouve pour vous, hein, entre l'informaticien, le chimiste, etc., on le retrouve dans d'autres catégorisations de métiers, notamment les maths, par exemple, sur l'université. Il y a, je crois, elle le précisera, Violette, dans les données qu'on a fait, il y a une prof maths au niveau de l'université. On a un taux de 10% de MCF, il n'y a aucun vivier de doctorantes en mathématiques. Et donc, effectivement, il y a des disciplines comme ça où il y a eu une transmission, il n'a pas eu de transmission de l'arc, comme tu dis, Thierry. Et donc, effectivement, qui a le droit d'y accéder ou pas. Et donc, on est dans ces normes de genre. Juste pour un petit peu aller aussi sur des terrains qui m'intéressent. C'est vrai que moi, je travaille beaucoup plus sur l'espace public et sur les corps, justement. Et donc, je me disais, oui, c'est très bien de réfléchir à l'intelligence artificielle, au genre, à la parité, qui est un des outils, hein, qui peut-être peuvent vous permettre d'avancer dans votre discipline au niveau des envies de correction, d'inégalité, de participation des femmes plus prégnantes dans leur reconnaissance et dans ce qui vous anime. Et en même temps, je travaille pas mal sur l'espace public, comme vous l'avez compris, et sur les transports publics et la mobilité notamment. Donc là, je vous avais mis la dessinatrice féministe marocaine qui travaille sur... Zénab Fassiki, qui travaille sur des représentations du corps. Et effectivement, sur les transports, on est à la fois sur une approche qualitative et à la fois sur une approche quantitative de l'intelligence artificielle qui, dans notre domaine, alors nous, sur la cartographie, on représente beaucoup de choses, mais qui nous intrigue aussi au niveau des questions éthiques. Et je me dis, jusqu'où on va dans... effectivement, ce qu'on connaît bien nous, protéger les femmes dans les transports en commun, où on est déjà très, très frileuse sur l'hypersurveillance par vidéosurveillance, etc. Et là, donc, j'ai des collègues de l'équipe de Barcelone qui travaillent, je ne sais pas si vous connaissez, sur Big Data et patterns de mobilité. Et donc, ils font de la reconnaissance faciale
ils vont jusqu'à la reconnaissance faciale pour voir, bon, il y a des modèles de mobilité femmes-hommes dans la ville, et donc ils proposent effectivement, pour sécuriser l'accès au transport, des systèmes de reconnaissance faciale dans l'accès au transport pour voir si la personne, potentiellement, je ne sais pas, hein, a effectivement des problèmes de comportement inappropriés dans l'espace public. Et c'est vrai que ce type d'objet est à la fois séduisant et en termes de planificateur urbain, on se dit bah, c'est super parce qu'on a accès à tout, on peut planifier, on peut faire des belles cartes. Et en même temps, éthiquement, cher Thierry, ça pose la question de l'individu, de la personne, de ses droits et de comment on fait par rapport à cette question du genre et aux effets contre-productifs. Et donc, je n'irai pas sur le CARE, mais je veux bien en parler, si tu veux. C'était quelques éléments pour débattre, hein, je ne sais pas du tout si ça... Non, merci Sophie pour tous ces éléments très riches qui ouvrent en effet le propos sur un horizon plus large, mais qui nous ramènent aussi à des questions tout à fait essentielles. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais donner quand même la parole à Violette, qui a quand même la chance d'intervenir aussi dans la table ronde suivante, n'est-ce pas? Donc Violette, je voudrais simplement que tu réagisses, parce que non seulement tu es donc toi aussi responsable de la mission égalité femmes-hommes, mais tu es aussi, ce que j'ignorais jusqu'à récemment, diplômé en informatique. Donc, je crois que ton témoignage est tout à fait important à partir de ces éléments de savoir et ces éléments problématiques. Et puis, tu as vu aussi dans l'espace conversationnel les questions vraiment intéressantes posées par Jocelyne, qui évoque le fait qu'il y a eu de nombreuses femmes dans le développement initial de l'IA et que cette mémoire a en quelque sorte disparu. Et alors, comment faire pour la ranimer? Merci Thierry. Oui, donc moi je suis informaticienne de formation et donc on a tout vu. Enfin, dans ton propos, dans celui de Sophie, on a vraiment balayé beaucoup de choses entre l'ethnologie du genre. Vous avez dit beaucoup de choses, l'anthropologie, etc. Et en fait, l'histoire de l'art pour les hommes, l'histoire du clavier pour les hommes et finalement du panier pour les femmes. C'est vraiment lié, je pense, à l'éducation, enfin à la société, aussi dans le milieu dans lequel on évolue, un peu comme ce dont mentionnait Sophie. Donc, moi, à la base, en fait, dans ma famille, le clavier, l'arc, c'était pour tous et toutes. Voilà, le panier n'était pour personne. Donc, je trouve que c'est vraiment ton anecdote sur les spécialistes du dur, la spécialiste du mou. La femme est chimiste, les hommes étaient physiciens. Donc ça me rappelle aux chiffres de la parité que je vais exposer tout à l'heure. Par exemple, dans la CNU en chimie, il y a une parité femmes-hommes à l'Université Grenoble-Alpes. On le voit dans les chiffres qu'on a exposés. Et pour relier à l'intelligence artificielle, donc comme le disait Sophie, du coup, je ne voudrais pas, j'en parlerai tout à l'heure pendant la table ronde sur les éléments. En fait, on a quand même une parité entre les hommes et les femmes au niveau des maîtres de conférences, si on prend toutes les disciplines. Mais par contre, si on fait un focus sur les maths applis et l'informatique, les mathématiques, on va être par exemple à 17% de femmes seulement au niveau de l'université. Donc ça va englober, je pense, MIAI. Les maths applis, 37% et l'informatique, 27%. Donc, du coup, tout ce que tu as évoqué là sur l'ethnologie du genre, tout ce dont Sylvie a parlé, moi, ça me fait penser au verrou de carrière chez les femmes et peut-être à la complexité de lever ces verrous, en fait, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas si simple que on va proposer beaucoup d'actions, on va être sur le mentorat, sur l'accompagnement, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers inconscients en fait, qu'on pourrait essayer d'actionner pour lever ces verrous? Ok, merci beaucoup. Et donc, la suite, la table ronde suivante, si j'ai bien compris. Alors, Sophie, tu vois, il y a une question de la part de Sophie aussi, d'une autre Sophie, sur les actions qui sont menées sur le site. Alors, est-ce que tu veux réagir? Oui, donc Violette, vas-y Violette. Je pourrais répondre, mais c'est vrai que du coup, on va en parler. On va en parler un peu plus tard. Donc, sur le site, dans le plan de formation de l'UGA, on a des formations qui s'appellent « Oser les carrières au féminin », en fait, qui vont permettre aux femmes si elles sont promouvables à des postes ou si elles ont envie de progresser dans leur carrière, en fait, de s'inscrire à ces formations.
Et après, pour accompagner les jeunes filles, c'est surtout accompagner les jeunes filles au choix des études scientifiques. Et ça, moi, je le relie plutôt au lycée et à la réforme du bac, en fait, la réforme Blanquer qui fait que les jeunes filles abandonnent beaucoup l'option maths et l'option physique entre la première et la terminale du nouveau bac, de nouveau bac dans son format actuel. Là, on est sur un bac qui est identique pour tout le monde. Et en fait, Jacqueline Été, qui est présidente de l'association Parité Sciences sur Grenoble, nous a démontré que en fait, 50% des filles abandonnent l'option maths entre la première et la terminale, contre seulement 20% des garçons. Donc, une fois que le vivier du coup s'épuise entre la première et la terminale en 2020 au niveau du lycée, et en fait, c'est ce qui fait qu'au DLST, dans les filières L1, L2, Maths Info, en fait, on a déjà un vivier moins conséquent d'étudiantes. Et du coup, on est en perte, on perd au fur et à mesure du cursus universitaire, en fait, on perd ces femmes. Donc l'association Parité Sciences, elle intervient dans des lycées de l'agglomération grenobloise pour sensibiliser les jeunes filles et leur démontrer quels sont ces métiers, leur expliquer quel est l'intérêt, le fait qu'on puisse devenir une femme scientifique. Et donc, on porte avec Sophie également, l'UGA accompagne l'association Parité Sciences, le CNRS et Grenoble INP dans la mise en place d'une exposition qui s'appelle Science XXL, qui a été initiée à l'Université de Toulouse, qui a eu lieu à Paris et à Lyon, et qui est composée de 20 portraits de femmes scientifiques renommées qui tiennent dans leurs mains un objet de leur recherche et qui montrent en fait ce qu'elles ont accompli et qui promeuvent les carrières scientifiques accessibles pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons. Voilà, pour dire que tout le monde peut avoir l'arc, c'est ça Thierry? L'arc, le clavier, l'arc, tout le monde peut l'avoir entre les mains. Ok, Sophie? Ça fait partie plus de la sensibilisation sur la mixité des métiers. Donc, effectivement, c'est un peu un vieux cheval de Troie, y compris côté rectorat, où on sait, alors que ce soit sur le niveau lycée, voilà, anté-bac et post-bac, les constats qui étaient faits par l'association Femmes Parité Sciences et par les collègues sur le domaine, c'est effectivement déjà aussi dans les choix au niveau des écoles d'ingénieurs, sur les choix de parcours, les choix d'options aussi de spécificité où on a des décalages ou en tout cas des pseudos interdits culturels qui apparaissent comme étant moins intéressants pour les filles ou autres. Peut-être, Violette, je ne sais pas si tu en parleras tout à l'heure, mais ce qu'on peut signaler, c'est que voilà, une fille qui sort diplômée de master ou d'école d'ingénieur, en fait, va mettre 2 ans à trouver une insertion professionnelle convenable, alors qu'un collègue de la même proportion va être inséré, même pas au bout de 6 mois, il aura déjà, avec un niveau de salaire aussi de 15% à 20% supérieur. Donc, il y a une insertion aussi sur le marché de l'emploi qui est plus compliquée. En fait, on peut juste avoir… Sophie, on ne t'entend plus. Donc, pour rebondir sur un petit peu… il y a des… Pardon? On t'entendait plus. Ah, vous n'entendez plus. Oui, c'est juste pour dire que les inégalités de genre, elles sont structurelles, en fait. Elles sont produites par les organisations et par la société. Donc, effectivement, c'est des actions correctrices et ça remonte loin aussi dans les schémas culturels. Donc, par exemple, la Maison Égalité aussi Femmes-Hommes de la métropole de Grenoble, dès l'école primaire, fait aussi une sensibilisation sur les métiers au masculin, au féminin, avec des communes partenaires pour justement qu'il n'y ait pas que les filles ou les garçons, parce que les garçons, c'est pareil, sur les secteurs social, santé, etc., n'aient pas d'interdit aussi par rapport à des choix de métiers en fonction de leur souhait. Mais c'est vrai que derrière, il y a des barrières structurelles, économiques, culturelles et ou politiques selon où on se situe dans certains pays du monde. Enfin, je crois que j'avais vu que sur l'Arabie saoudite, il y a énormément de femmes dans le milieu technologique, scientifique. C'est parce qu'il y a une promotion aussi qui est faite peut-être plus jeune. Et ça, effectivement, il y a
tout un travail qui est fait. Après, l'association Femmes Parité Sciences et l'UGA, on met beaucoup d'actions dessus, mais c'est toujours pareil, on cherche des financements, on cherche beaucoup de choses aussi pour conduire à bien ces actions. Et en fait, c'est une question aussi de formation des personnes qui peuvent accompagner le mentorat et aussi être dans des dispositifs où on ne soit pas juste sur, vous voyez, des photos des expos où on voit une fille qui a une éprouvette ou qui est dans le télescope. Enfin, vous voyez, où on ne soit pas aussi que sur de la com imaginaire, mais bien sur de l'information qui aide la personne, alors comme on dit nous dans notre domaine, à s'émanciper aussi si elle a envie de certains cadres éducatifs ou autres pour pouvoir s'autoriser à être dans ce qu'elle a envie de faire, quoi. Oui, alors juste, on a beaucoup évoqué les complexités sociales et culturelles qui verrouillent ou retardent en tout cas les transformations. Moi, j'aimerais terminer avec le temps qui nous reste là pour évoquer aussi une difficulté qui a trait à une sorte d'angle mort du sujet, qui est le fait de considérer que la technologie en général, et même la science, sont neutres du point de vue des valeurs qu'elles véhiculent. Or ça, en fait, c'est loin d'être le cas. Bon, c'est difficile à établir, mais c'est aussi loin d'être le cas. C'est-à-dire que s'il y a des valeurs associées par la société, par exemple, à tel ou tel secteur de l'ingénierie, c'est aussi sans doute que, par elles-mêmes, les technologies, qu'on le veuille ou non, sont porteuses d'un imaginaire. Alors, je le redis, c'est très difficile à établir. Et d'ailleurs, avec Fabienne Martin-Juchat, nous avons demandé à Sédic Benlaksira, qui a parlé ce matin, de s'intéresser à ce qui se passe dans les jeux vidéo par le biais des stéréotypes de genre. C'est très complexe à établir sur le plan scientifique, mais il n'en demeure pas moins que le travail, il est à faire, donc tant par nos politiques ou par nous-mêmes en tant que pédagogues, sur les énoncés culturels et contenus culturels. Alors, vous voyez, par exemple, je vais inscrire dans le chat une proposition qui est faite liée à des outils technologiques qui visent à débiaiser si vous voulez, l'ensemble des contenus. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus, sur la dimension, peut-être, c'est plus difficile de s'exprimer parce qu'on a moins de chiffres aussi, mais sur la dimension plus ou moins genrée des technologies d'IA ou de l'informatique. Tu veux commencer, Violette ? Je veux bien. En fait, ça m'évoque un e-café égalité que nous avions organisé avec Sophie, je crois, l'an passé, dans le cadre du DU égalité femmes-hommes. Donc, Sophie est responsable pédagogique, pour rappel, et moi, j'étais la responsable administrative en lien avec le DU. On avait organisé une conférence sur le caractère genré des jeux vidéo. Et moi, ça me rappelle, je revois notre conférencière qui présentait Lara Croft. Lara Croft, elle est habillée de façon assez dénudée. Elle est plutôt bien faite et elle me rappelle mes études enfin moi il y avait énormément d'hommes dans ma promotion, hein, on était très peu de filles, mais bon, on se posait pas de questions, on déroulait le parcours et nos copains, nos collègues, ils jouaient à Lara Croft. Moi j'ai joué à Lara Croft sans me poser aucune question. Je sortais mes flingues, je remplissais les missions. Voilà, j'étais très bien, j'avais des très beaux attributs et je ne me suis pas posé de problème. Et pendant cette conférence, en fait, notre invitée, elle a fait une transformation de Lara Croft en Laurent Croft, enfin Lara Croft, mais l'homologue homme. Donc, en fait, il était vêtu en string, tout nu, et en fait, du coup, ça ne marchait plus du tout. Au niveau de l'informatique et du jeu vidéo, ça ne fonctionnait pas. Donc, du coup, lorsqu'on en a parlé, Thierry, ensemble, je me suis posé la question de savoir si ces technologies, cette informatique, avait une notion un peu genrée. Je pense en effet que oui. Et j'aimerais avoir le sentiment de Sophie à ce sujet. Oui, alors c'est effectivement une conférence de Fanny Lignon qui travaille vraiment sur genre et jeux vidéo. Et donc, c'est tout un courant sur les médias, mais aussi sur la construction dans l'information et la communication des stéréotypes de genre. Oui, alors ce qui me paraissait très intéressant, c'est qu'elle avait fait l'histoire de l'évolution des jeux vidéo depuis... Aide-moi, Violette. Je sais, depuis le début, je pense, Sophie, oui, depuis la Nintendo. Je cherche le nom, tu sais, quand je jouais avec les trucs. Bon, bref, depuis les premiers jeux vidéo. Pac-Man, on te dit Pac-Man, on te souffle. Pac-Man, oui, mais c'était déjà plus vieux. Mais ouais, merci. Et du coup,
elle avait fait quelque chose d'intéressant qui renvoie toujours à la manière dont… Alors, chacun le lit avec voilà, ce qu'il a envie de voir. Alors, sur la programmation, mais aussi l'évolution du corps, comment le corps du héros et de l'héroïne qui était représenté, et comment, depuis 10 ans, dans les jeux vidéo, les femmes étaient arrivées aussi comme héroïnes dans le jeu. Et c'est vrai que c'était des figures un peu nouvelles. Et au départ… elle a montré que les filles étaient très stylisées avec un corps parfait, etc. Et qu'après, le corps était devenu plus épais. Après, le corps s'était outillé aussi, comme les garçons. Donc, elle avait retracé aussi l'évolution, quelque part, dans le jeu vidéo, de l'évolution aussi dans la société que les femmes prenaient, et qu'elles prenaient le pouvoir aussi dans la construction du jeu. Enfin, moi, c'est ce que j'avais compris. Et effectivement, elle examine tout ça, et également les impacts médiatiques, et sur notamment la construction des rôles de genre chez les ados au travers de l'usage des jeux. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais en tout cas, c'est une autrice, une chercheuse intéressante à entendre et à lire sur ce sujet-là, parce qu'elle a vraiment passé au crible beaucoup de jeux vidéo et leur construction en termes de stéréotypes de genre et leur évolution. Très bien. Et dernier point, puisque ça a été tellement annoncé qu'il faut que nous accomplissions ce geste, la question du care. Alors, cette question du care, elle est intéressante parce que, bon, tout à l'heure, j'ai forcé les choses, c'était aussi le but d'une introduction. Oui. Donc, il faut faire attention de ne pas trop féminiser le care. Bon, moi, j'ai rien contre le care. Est-ce que tu penses que les problématiques du care peuvent apporter quelque chose en ce qui nous concerne? Sophie. Alors, les problématiques du care, il y a plusieurs manières de les voir. C'est soit on prend la portée de Carol Gilligan, qui est sur… Voilà, les travaux de Carol Gilligan, c'est donner une voix. C'est donner une voix à quelque chose qui n'a pas de valeur, qui est considéré par la société comme n'ayant pas de valeur. Et donc, effectivement, elle prend toujours l'exemple de la petite fille qui va aider son papa et trouver une solution autre que le petit garçon qui était… Mais c'est surtout se dire là-dedans, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est de valoriser, non pas de manière essentialiste, hein, je tiens bien ça sur le care, ce qui a de la valeur. Et à un moment donné, c'est se dire, alors je ne sais pas dans votre domaine, tu parlais de la chimie, qui faisait plus de valorisation, ça a autant de valeur peut-être, à la fois économiquement, très certainement, tout autant de valeur qu'eux. Et les théories du care, moi, qui m'intéressent par rapport à ça, ce n'est pas uniquement pour… réessentialiser ou pour dire ah oui, les femmes sont plus dans les services à domicile, dans le soin, etc. Et tu veux m'amener sur le terrain de la philosophie, mais donc je citerai Sandra Logier. Donc effectivement sur la manière de se soucier des autres. Et effectivement dans le souci des autres, on va s'apercevoir que ce soit dans les grandes organisations des politiques publiques ou des entreprises que dès qu'il y a des stats qui sont faites, mais je peux vous passer ça de l'Institut Montaigne, il a fait tout un travail sur la performance et le genre, bon, voilà, qui pour moi me met dans un état, mais en tout cas qui montre bien là où les femmes sont performantes et la rentabilité économique qu'il y a dans cette compétence-là. Et donc effectivement, on va retrouver non pas des clichés sur l'empathie, c'est la capacité à manager, la capacité à écouter les autres, à faire la participation. Alors on sait bien que c'est quelque chose culturellement qui est induit par des valeurs effectivement éducatives. Moi, pour ma part, alors j'ai des collègues féministes qui se retourneraient derrière moi. So what, quoi, j'ai envie de dire. Et si c'est ça, tant mieux. Mais c'est valorisé et que ça, c'est de la valeur. Voilà, parce qu'effectivement, la neutralité peut-être dans la conception de l'intelligence artificielle, je ne pense pas qu'il y ait une neutralité, parce qu'à mon avis, sur le langage, sur ce qui est produit, on n'est pas dans une neutralité. Il y a bien du genre qui s'invite là-dedans. Voilà. Et effectivement, parce que ça a été pensé par des modèles masculins, ce qu'on se connaît bien de nous sur l'espace. Pour vous donner un exemple, dans mon domaine, dans les transports publics, le modèle, il doit être rentable de transport. Donc, on pense par l'usager actif, 35 ans, qui peut prendre le transport en commun, le tram, le métro, et qui va rentabiliser la ligne. L'handicapé, il embête. La femme âgée de 80 ans, elle embête. Elle n'est pas rentable. Ça prend trop de temps d'ouvrir les portes. Voilà. Donc, il y a plein de modèles économiques comme ça pour justement justifier par la technologie le fait que ce n'est pas intéressant d'aller gratter. Il n'empêche, derrière, ça pose la question de la société. Donc, les théories du care, si elles sont prises de manière basique, eh ben, ils vont vous sortir ce qui a été fait en France, plein d'études sur le soin, la santé, etc. Moi, je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est que ça permet d'accorder de la valeur à des compétences voilà, qui ont été invisibilisées et minorisées. Or, on s'aperçoit dans toutes les études que ces compétences-là,
c'est ce qui apporte le plus de valeur souvent à une entreprise ou dans une organisation publique. Voilà. Donc ça, c'est une manière de mettre à plat et de dire attention, peut-être que vous n'avez pas porté le regard totalement là où il fallait, et que la question de se soucier des autres, c'est une manière aussi de dire, voilà, ça a de la valeur. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, très bien. Juste en plus dans les temps, merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Moi, je vais juste dire que je crois que ce qu'on a montré, c'est que les uns et les autres, par nos apports divers et variés, d'un côté, que les sciences humaines et sociales ont depuis longtemps travaillé sur ces questions, qu'elles y travaillent, qu'elles sont désireuses de mettre ces recherches, ces méthodes et cette volonté à la disposition des différents terrains, d'une part. D'autre part, qu'il y a vraiment, grâce à vous, mesdames, à l'Université Grenoble-Alpes, un travail de fond qui est réalisé, très, très actif, vraiment très puissant. Je pense que pour ça, on a la chance de bénéficier de cet environnement et on fera appel à vous aussi, je pense, moi, à certains sujets qui peuvent très, très prochainement dans le cadre de la chaire dont je m'occupe. Je dirais, sur la question du CARE, donc je vais essayer d'être un peu plus juste que tout à l'heure, Sophie, en fait, cette manière que tu as de travailler le CARE, justement, qui est une manière vraiment nuancée et de nature, je crois, à transformer finalement notre arc, ce clavier que nous avons, de le faire évoluer. Donc, c'est ce à quoi je nous invite en vous remerciant de votre participation. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et oui, on sera réinvité de toute façon au travers du GISgenre. Donc, j'ai cité quelques axes, mais derrière, il y a des appels d'offres, il y a le prix de thèse, il y a le prix du master. Donc, vous pourrez être invité aussi à faire certainement des propositions. Si jamais vous travaillez sur genre et intelligence artificielle, dans le cadre du GIS, il y a une valorisation aussi de cet axe qui est important. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry, merci Sophie et Violette pour cette intervention. Et je vous propose de passer à la prochaine session qui est également une table ronde. Agnès. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Avec Manel, nous avons le privilège et l'honneur, mais également la lourde tâche en fait, de conclure cette journée qui a été très riche en enseignement, qui nous a proposé une approche à l'instant alors anthropologique et on va dire d'occupation de l'espace. Mais ce matin, on a eu également une approche empirique qui était tout aussi intéressante, avec notamment des témoignages de femmes scientifiques et entrepreneuses. L'objet de cette table ronde, en fait, ça va être peut-être de redescendre un petit peu sur Terre après ces considérations très intéressantes au demeurant. Donc, l'objet de cette table ronde, c'est vraiment de dresser un état des lieux, en fait, des femmes en IA, et tout particulièrement au sein des instituts d'intelligence artificielle. En effet, en préparant cette table ronde, on a été confronté à une difficulté qui est qu'il n'y a pas de chiffres au niveau national sur la place des femmes en IA. Donc, du coup, on s'est recentré sur nos propres communautés. Quand je dis nos communautés, ce sont donc les communautés des quatre 3 IA. Et donc, une fois cet état des lieux posé, nous allons en fait vous présenter, ou plus exactement nos intervenantes vont vous présenter les nombreuses mesures qui sont prises pour justement favoriser la parité, mais également l'égalité dans ce milieu. Nous envisagerons ensuite dans un troisième temps ce qui pourrait être fait pour aller au-delà et encourager encore davantage cette parité. Alors, nous allons traiter vraiment de la question de l'égalité et des moyens d'y accéder et non pas de comment l'IA pourrait finalement rendre plus égalitaire le secteur par manque de temps. Pourtant, c'est une question qui est très intéressante. On pourrait tout à fait le mettre à l'agenda d'une autre table ronde à venir. Je vais laisser la parole à Manel pour vous présenter nos invités, mais également
pour ceux qui nous rejoindraient le dispositif des 3 IA. Merci Manel. Merci beaucoup Agnès. Donc, oui, c'est une table ronde collaborative entre les 3 IA, les 4 programmes 3 IA nationaux. Donc, pour rappel, c'est dans le cadre d'un programme national pour l'intelligence artificielle que l'État a décidé de financer 4 sites en IA, dont celui de Grenoble, aux côtés de Nice, de Paris et de Toulouse. Nous sommes tous les 4 labellisés pour une période initiale de 4 ans. Donc, les 3 IA nationaux ont souhaité contribuer à la journée des droits des femmes en organisant cette table ronde commune. Et j'ai le plaisir de vous accueillir toutes. Je remercie par avance pour l'organisation et la participation. Donc, cette table ronde sera animée par moi-même, qui suis chef de projet, et de MIAI à Grenoble, et par Agnès Elmeduisan, qui est donc membre du bureau scientifique de MIAI et aussi du comité exécutif de notre institut. Donc aujourd'hui, je demanderai, on aura des participantes, comme je vous ai dit, des 3 IA nationaux, mais aussi des représentantes de la mission égalité hommes-femmes de l'Université de Grenoble. Donc je vais faire un rapide tour de table. Je demanderai à Violette Zeki de se présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Violette Zeki. En fait, je suis responsable de la mission égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations de l'Université Grenoble-Alpes. Et je travaille sur la levée des verrous de carrière des femmes dans notre université, entre autres. Merci Violette. Marjorie Alain-Moulet. Oui, bonjour à tous. Je suis Marjorie Alain-Moulet, donc je travaille chez une société de services du numérique CS Group et depuis 2019, je suis mis à disposition d'ANITI, donc l'Institut d'intelligence artificielle sur Toulouse, pour lequel j'ai un rôle de copilote industriel sur un des programmes intégratifs, donc au niveau scientifique. Et également, depuis novembre 2019, on m'a demandé de prendre en charge l'organisation d'une commission mixité que je vous présenterai tout à l'heure. Merci beaucoup. Chantal Soulet-Depuis, également pour Anity et parmi nous. Chantal... Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc, Chantal Soulet-Depuis, moi, je suis professeure d'informatique à Toulouse et membre de l'IRIT, de l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Et je suis là en tant que directrice de la Graduate School d'Anity. Et je suis aussi VP CFVU de l'Université Toulouse-Capitole. Et j'ai dirigé une école doctorale pendant 5 ans, mathématiques, informatique et télécom, de Toulouse. Merci beaucoup Chantal. On passe à Prairie, le 3IA de Paris, donc avec Stéphanie Alassonnière. Bonjour, je suis Stéphanie Alassonnière, je suis professeure de mathématiques appliquées à la faculté de médecine de l'Université de Paris. Je suis également professeure associée à l'école polytechnique au département de mathématiques appliquées et je suis à la fois j'ai à la fois une chaire de recherche dans Prairie et je suis directrice adjointe à la santé. Merci beaucoup. Donc, et enfin, notre invitée du 3IA Côte d'Azur, Madame Serena Villata. Bonjour à tous, je suis Serena Villata, je suis chargée de recherche au CNRS en informatique et je suis aussi titulaire d'une chaire de l'Institut 3IA Côte d'Azur et je suis la directrice scientifique adjointe de l'Institut. Merci beaucoup. Donc, petite mise en bouche par Agnès pour l'organisation de cette table ronde. Alors, auparavant, Manel, je voulais également inviter Céline Ternon à se présenter. Ah, pardon. Oui, bonjour. Donc, je suis Céline Ternon, je suis maîtresse de conférences en physique à l'école FELMA, Grenoble INP. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est au titre de chargée de mission égalité femmes-hommes pour Grenoble INP. Merci beaucoup. Alors, je voulais juste en 2 mots, mais je le ferai sûrement pas aussi bien que mes collègues précédents, simplement vous rappeler ce dont on parle et bien faire la distinction entre la parité, qui est simplement le fait d'avoir autant d'hommes que de femmes, et puis l'égalité, donc qui est un principe effectivement qui est inscrit dans la loi, selon lequel les femmes et les hommes doivent recevoir un traitement égal et ne doivent pas être victimes de discrimination basée sur leur appartenance à l'un ou l'autre genre.
Et puis également signaler que l'égalité des genres est un objectif de la Déclaration universelle des droits humains et constitue l'objectif de développement durable numéro 5 de l'Organisation des Nations Unies. Donc, on est ici sur un sujet qui n'est pas qu'un sujet MIAI ou un sujet de l'IA, mais une thématique plus globale et qui est d'importance. Alors, on a déjà dit beaucoup de choses justement sur cette égalité, sur le côté culturel aussi de ces discriminations de genre, les stéréotypes qui sont appris et qui sont appris dès le plus jeune âge. Mais je voulais aussi souligner un point que je n'ai pas beaucoup entendu ce matin, qui était finalement pourquoi c'est si important d'avoir en fait cette égalité entre les hommes et les femmes, et quels sont les bénéfices qu'on peut en retirer. Alors on a parlé de performance, et également de performance économique. On a dit que les équipes allaient être plus créatives, que ça allait permettre justement le renforcement de la stimulation, le renforcement de l'innovation, avec une étude assez intéressante qui a été faite par le JIT Hub et qui montre que globalement, quand on est sur du travail collaboratif, où chacun peut proposer justement notamment dans le domaine du codage, de proposer finalement des lignes de code. Globalement, les femmes sont évidemment moins nombreuses à contribuer, mais que leurs contributions sont le plus souvent choisies, valorisées, à condition qu'on ne sache pas que cela a été proposé par des femmes. C'est intéressant. Également, on a évoqué aussi cette question du fait que avoir une égalité homme-femme permettait d'avoir une diversité de points de vue et la limitation des biais de programmation. Je mentionnais ici l'exemple bien connu de TeiAI, donc qui était un chatbot de Microsoft qui a été victime de l'action de trolls et qui très rapidement s'est mis à avoir des propos sexistes et fascistes. Et puis, donc, je voulais aussi évoquer la question du bien-être au travail, puisqu'on l'a évoqué ce matin, notamment avec les témoignages en fait, des chercheuses et qui soulignaient que elles ont parfois dû faire face à de l'hostilité, parfois du dénigrement et dans tous les cas de remarques parfois déplacées. Donc cette égalité permettrait à toutes et à toutes de travailler dans de bien meilleures conditions. Donc ceci étant posé, je pense qu'on est tous et toutes convaincus des bénéfices qui peuvent être retirés de l'égalité entre les femmes, et pourtant... Oui, et pourtant, les chiffres nous interpellent beaucoup, même en se basant sur l'étude qui a été faite par la Commission européenne. On note que 57 des femmes réalisent des études supérieures et dans seulement à peine 25% qui poursuivent dans le domaine d'éthique lié aux sciences numériques. Et plus tard, on n'a que 13% qui poursuivent des carrières dans le domaine éthique lié toujours au secteur du numérique. Et elles finissent par complètement disparaître sur des postes de gouvernance et de management. Par rapport à la France, en s'appuyant sur le rapport Villani, on note à peine 15% de femmes dans le secteur de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, étant nous quatre des instituts labellisés en 3IA, on souhaite faire un petit état des lieux, un peu de chiffres, j'ai envie de dire, pour voir où on en est au niveau des effectifs, mais aussi plus tard, quels seront les outils, comment y remédier. Donc, Donc, on va faire un petit état des lieux, comme je le disais, et je passerai la parole aux 3IA de Côte d'Azur, à Serena, s'il vous plaît. Merci, Manel. Alors, j'ai résumé en quelques chiffres l'état des lieux, disons, de l'égalité entre femmes et hommes à l'Institut 3IA Côte d'Azur. Alors, nous avons 32 chaires et parmi ces 32 chaires, les 25% des porteurs de chaires sont des femmes. Après, j'ai regardé un peu quelle était la distribution sur les 4 axes scientifiques que nous avons dans l'Institut.
Et là, je pense que ça nous donne aussi déjà des éléments intéressants des discussions à ce sujet. Du coup, pour les éléments fondamentaux de l'IA, il y a une femme sur 12 porteurs de chair. Pour l'axe 2, il y a pour la médecine numérique, il n'y a aucune femme sur 7 chaires. Pour l'axe 3, il y a pour la biologie numérique et il y a bioinspiré 3 personnes. Du coup, on a la parité. Et après, axe 4, il y a pour les territoires intelligents et sécurisés, où on a aussi, disons, toute la partie les plus liée aux sciences sociales et humaines. Là, on a 4 chaires sur 7 qui sont portées par des femmes. Après, si on regarde les doctorants et les doctorantes, nous avons 26 doctorants et doctorantes et parmi eux, nous avons les 30% des femmes. Et après, en regardant les postdocs, 7 postdocs, 14% du femmes. Et après, pour terminer, on a l'équipe de direction. Là, c'est aussi, je pense, un autre élément à prendre en compte. Et là, nous avons 5 femmes sur 9 dans l'équipe de direction. D'accord. Donc, on passe à un état des lieux côté 3IA Paris, à Prairie. Alors, à Prairie, nous avons donc 36 chaires et 9 tremplins. Donc, ce sont des personnes plus jeunes à qui on a offert un poste de chaire junior, on va dire. Parmi toutes ces chaires, il y a 6 femmes dans les chaires, on va dire seniors, et 2 femmes dans les tremplins. De même, on a fait un peu le constat des différentes thématiques qui étaient le plus représentées par les femmes dans Prairie. Le cœur de l'IA et de l'intégration, on a essentiellement 3 personnes. Et puis, l'application médicale regroupe un peu plus de femmes, puisque en imagerie médicale, elles sont 2, en décision clinique 2, et en génomique, 1 personne. Ce qui fait un total assez faible du pourcentage qui est celui des laboratoires dans lesquels ont été on va dire, sourcées les candidatures de chaire. Par contre, la tendance, comme pour Côte d'Azur, s'inverse pour les doctorants, puisqu'on a 33% de nos doctorants qui sont des doctorantes. Dans les postdocs, c'est moins marqué. Les ingénieurs, par contre, c'est une parité, 50%. Et dans le comité de direction, nous sommes 5 et la directrice, Isabelle Ril et moi, sommes les 2 femmes sur les 5 membres. Merci. Donc, qu'en est-il à Amity? Alors, sur Amity, on a fait les comptages là dernièrement pour mettre à jour, puisqu'on n'était pas bon déjà en 2019, donc c'est ce qui nous avait conduit à construire la commission mixité. On a à peu près les mêmes chiffres finalement, parce que ce n'est pas en un an qu'on arrive à faire des progrès. Donc, sur les chaires, comme ça n'a pas bougé, on a 24 chaires et on voit sur les porteurs de chaires en bas à droite qu'on a 5 femmes sur 24. Si on regarde un petit peu le détail, comme on a 3 programmes intégratifs sur l'IA acceptable, là on a 2 femmes, dont une qui est dans le droit, typiquement. Sur l'IA certifiable, qui est plus orientée sur les systèmes critiques, les systèmes embarqués, puisque à Toulouse, on adresse les problématiques des véhicules autonomes ou de l'avion autonome, de tout ce qui est mobilité de manière générale. On a une femme qui s'occupe justement des aspects criticité et comment embarquer de l'IA dans un avion ou une voiture, par exemple. Et l'IA collaborative qui est un peu plus dirigée application, on va retrouver 2 femmes sur 8 chaires, dont une sur l'aspect diagnostic, une autre sur la compilation, qui ne sont pas forcément des choses où on va trouver le plus de mathématiques dures, contrairement à tous les autres chaires. Donc c'est un petit peu la différence, mais c'est moins opposable, comme on a pu le voir sur les 3 IA précédents. Mais au global, alors, si on regarde
au global, on a 200 personnes environ, et le petit diagramme montre un petit peu par profil. On voit que globalement, on a quand même beaucoup d'hommes. Alors même les doctorants, effectivement, on les a sélectionnés dernièrement, donc il n'y a pas encore eu beaucoup d'efforts et d'actions faites pour aller augmenter le vivier là-dessus. Donc on a 17% de femmes seulement. Et si on regarde le comité directeur, c'est-à-dire le comité de pilotage, en fait, je me suis trompée. Je croyais qu'il y avait une femme. C'est une erreur de ma part. Malheureusement, on a 0 femme. On a 100% d'hommes qui dirigent l'Institut Anity. Et dans le comité scientifique auquel je participe, on rattrape un petit peu la donne, mais on est dans la moyenne nationale, on est à 20%. Merci beaucoup, Marjorie. Donc, peut-être on passe la parole à Chantal par rapport au vivier des étudiants. Chantal? Allô? Oui, excusez-moi, j'ai oublié de remettre le micro. Vous n'aviez pas activé, oui. Pardon. Il n'y a pas de mal. Donc, sur la partie enseignement, sur la partie formation, on a labellisé un certain nombre de formations. Et sur l'ensemble de ces formations, dans les statistiques, là, c'est sur l'ensemble de ces formations, et en particulier donc, sur le cœur et sur l'intégration. Donc, si on regarde sur le cœur, c'est à peu près 19% de filles. Et sur l'intégration, 24%. Et sur les licences, on est à 32%. Sur les licences cœur, c'est 32%. Donc, ça veut dire que plus on monte, en gros, et moins il y a de filles. Si on traduit les stats toulousaines. Et plus on va vers les SHS et vers la santé, et plus il y a de filles aussi. Donc, si on regarde les formations, typiquement, Matinfo, c'est là qu'il y a le moins de filles, c'est 25%. Et après, Miage, c'est 35%. Et alors, SIAM, c'est un peu particulier. C'est une formation qui est sur l'imagerie médicale. Et là, il y a une grosse proportion de femmes qui contredit quasiment toutes les autres stats. Donc, c'est peut-être difficile de faire des stats comme ça, en gros. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et sur le personnel enseignant, peut-être, il y avait un aspect là-dessus, parce qu'on en avait parlé, ou vous voulez qu'on en parle tout à l'heure? Vous pouvez. Non. Sur les aspects, je regardais aussi sur les aspects équipe pédagogique, et en fait, on retrouve quasiment les mêmes proportions que sur les doctorats, c'est-à-dire une vingtaine de pourcents de femmes sur le doctorat. Sur les enseignants, pardon, sur les équipes pédagogiques master, pardon. En lien avec l'intelligence artificielle. Un lien avec l'intelligence artificielle sur le cœur intégration. D'accord. Mais de profs confondus. Si on va sur les profs, c'est 17%. D'accord. Voilà. Vous êtes dans vos stades, vous êtes plus avancés que nous. On ne les a pas fait, ces calculs. Alors, un petit point rapide aussi, côté 3IA de Grenoble. Alors, nous, coordination de projet, on s'appuie sur 3 bureaux de gouvernance. Le bureau scientifique est à une parité parfaite homme-femme, impliquant tous les axes AMIAI, qu'ils soient très cœur IA ou IA ou plus applicatifs en intelligence artificielle. Et sur le bureau formation, on a 33% de représentation féminine et pareil pour le bureau innovation. Nous comptons AMIAI 30 chaires et on a à peu près 21% de femmes shareholders, porteurs ou coporteurs des programmes de recherche. Nous comptons 31% de doctorantes à AMIAI, incluant les doctorantes financées sur les fonds ANR et les CIFRE, et 13% de postdoctorants. Donc, la remarque, nous, ce qu'on constate, c'est aussi au niveau des candidatures, on reçoit plus de candidatures masculines que féminines. Donc, peut-être que la solution serait de trouver les outils pour attirer plus de candidates en thèse et en postdoctorat. On essaye quand même de sensibiliser les chercheurs et les porteurs de chaires sur cette question. Donc, au total, communauté MIAI, en impliquant les thèses, les postdocs, les ingénieurs de recherche et tout le personnel de support,
on arrive à 34% de représentation féminine. Donc ça, c'est le constat côté MIAI. Donc, je passerai peut-être la parole pour faire un état des lieux au niveau de Grenoble INP et de l'UGA, parce que leurs chiffres seront beaucoup plus globaux par rapport à Grenoble. Donc, c'est si tu pouvais faire un état des lieux rapide. Merci. Donc moi, je vais vous présenter les chiffres en lien avec l'école d'ingénieurs NCMAG, puisque ce qui relève de l'IA à Grenoble INP, c'est l'NCMAG. Donc c'est le niveau ingénieur, il y a et master, il y a 3 filières ingénieurs et 3 master 2 qui sont approfondis sur l'intelligence artificielle. Au niveau de la féminisation, dans ces parcours qui en sont en lien avec l'intelligence artificielle, la féminisation est supérieure au global de l'école d'ingénieurs, avec presque 19% d'étudiantes dans ces parcours contre environ 15,5% si on prend tous les chiffres de l'NCMAG. Ça veut dire que l'intelligence artificielle attire un peu plus les jeunes filles que le reste de l'école, que le reste des filières. Au niveau du corps enseignant, enseignants-chercheurs, maîtres de conf, prof, tout mélangé, il y a 18% du corps enseignant qui sont des femmes, 9% des maîtres de conf et 27% des professeurs d'université. Je me suis aussi intéressée au salaire annuel brut avec prime en sortie de diplôme, donc c'est les résultats de l'enquête 2018. On se rend compte que à l'embauche, il y a un gros écart entre les femmes et les hommes, là, qui est de 10 000 € prime inclus. Donc à 6 mois, les hommes sont en moyenne à 52 000 € et les femmes à 42 000, diplômés de l'NCMAG. À 12 mois, l'écart se réduit, il est de 5 000. 48 000 € pour les hommes et 43 000 pour les femmes. Donc là, il y a un gros écart entre le 6 mois et 12 mois, probablement parce qu'il y a une différence dans la population. C'est une enquête à un moment donné, donc ce n'est pas la même promotion, ce n'est pas les mêmes personnes qui sont suivies. Et à 24 mois, l'écart s'est encore réduit et il est à 3 000 €. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe également sur toutes les écoles d'ingénieurs. Un gros écart à l'embauche entre les hommes et les femmes. Et déjà 24 mois, un écart qui est encore important, mais qui va en réduisant à ce moment-là, sur les 24 premiers mois. Et si on regarde maintenant au point de vue section CNU, 26 et 27, celles qui sont présentes à Grenoble INP, en 26, sur un effectif total de 19 personnes, il y a 15% de femmes. En 27, sur un total de 76 personnes, on a 21% de femmes. Sachant qu'à Grenoble INP, on a 29% de femmes enseignants-chercheurs. Donc, ça veut dire qu'on est en dessous de la moyenne pour l'intelligence artificielle. Manel, si tu permets, je voudrais juste poser une question à Céline. J'étais très étonnée du chiffre de la proportion en fait, des MCF et des PU. On se serait attendu à ce qu'il y ait plus de MCS femmes que de PU, comme on le voit dans beaucoup de disciplines. Or là, c'est l'inverse. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce chiffre? Est-ce que c'est lié à ce qu'on évoquait ce matin, à savoir la montée en puissance des geeks dans les années 90-2000 et finalement la représentation de l'informatique autour justement d'une virilité, ou en tout cas autour de ces jeux vidéo qui mettent en avant de la virilité, qui ferait que du coup, il y aurait moins de femmes MCF. Je pense que c'est plutôt lié à des petits nombres. Parce qu'en fait, en tout, il y a 10 enseignants dans l'école uniquement. Donc, maître de conf et professeur. Donc, comme c'est des petits nombres, le pourcentage, une femme de plus va augmenter fortement le pourcentage. Je pense que c'est vraiment lié à ça. Je suis en train de regarder si je retrouve les nombres exacts, mais ouais, c'est que 10 enseignants dans l'école. Donc, ça bouge vite les pourcentages comme ça. D'accord, merci pour ces précisions. Merci beaucoup. Et on continue avec le diagnostic aussi côté Université Grenoble-Alpes. Donc, Violette. Oui, au niveau de l'UGA, donc je rejoins tout à fait ce que Céline disait. On a un petit peu plus d'effectifs. Du coup, sur les sections CNU 25 mathématiques, on a 17% de femmes. Sur maths appliquées, la 26, on a 37%. Et sur la 27, en informatique, on a 27%. Donc là aussi, en fait, on est en dessous du domaine de mixité. Si on définit le domaine de mixité comme une proportion de femmes ou d'hommes entre 40 et 60%.
à l'UGA, sur l'ensemble de la population, en fait, on a une parité à peu près relative dans le corps des maîtres de conférence, avec 51,89% de femmes et 48,11% d'hommes. Par contre, au niveau des professeurs d'université, les hommes sont très majoritaires, 72,79%. Voilà, donc nous, quand on a rédigé le plan d'action égalité professionnelle, on avait juste testé de calculer le plafond de verre pour les professeurs, qui serait d'une épaisseur de 20,9. C'est le pourcentage de femmes dans le corps supérieur, moins le pourcentage de femmes dans le corps juste en dessous, pour voir quels sont les freins d'accès au corps des professeurs. Et donc, nous, on était à 20,9. Donc, voilà, c'est les chiffres qu'on a pu extraire du bilan social 2019 pour l'UGA. Merci beaucoup. Donc, par rapport à ces chiffres, justement, donc là, on fait un état des lieux. Clairement, il y a moins de femmes que d'hommes dans le secteur, enfin, dans les mathématiques appliquées, tout confondu, et puis en IA en particulier. Donc, là, on va essayer de voir quelles sont les actions menées dans les différents 3IA et aussi au niveau de l'université, des universités, des structures pour la mixité, pour pallier en fait à ces écarts. Donc, je demande à Marjorie de faire une présentation du contexte du groupe de travail mixité du 3IA de Toulouse. Oui, alors d'abord, le groupe de travail mixité, il comporte une dizaine de personnes, dont Chantal, ici présente pour leur représentation de l'école doctorale, mais également à noter le directeur scientifique d'Anity, Nicolas Hacher, le directeur opérationnel Nicolas Vialet et le co-directeur scientifique Mohamed Kanish, la secrétaire administrative, des personnes de la direction communication, du service communication, de la direction de la diffusion culture et scientifique. Donc derrière ce groupe mixité, il y a beaucoup de monde qui s'active, qui se réunissent en moyenne une fois par mois pour trouver quels sont d'une part, on a commencé à faire l'état des lieux, comme on vient de le faire à l'instant, et de mettre en place les actions. Donc, c'est le résultat aujourd'hui que je vous présente de presque un an et demi de travail, qui est d'une part que le constat était de dire qu'il faut travailler à tous les niveaux, depuis le primaire, l'école primaire, jusqu'à l'âge où la femme devient active, que ce soit au niveau académie ou industriel. Et en priorité, on s'est dit, aujourd'hui, pour avoir le vivier à l'université, il faut avoir déjà sensibilisé et alerter ou initier, sensibiliser les enfants à l'intelligence artificielle. Alors, d'une part au lycée, simple presque, et en premier lieu au primaire, si on peut. Et on avait l'opportunité, il y a un an, d'intégrer le dispositif ASTEP, donc je mets au-dessus de primaire. Donc au-dessus, vous voyez en vert les actions qui ont déjà été réalisées et en noir, donc les actions plutôt en cours. Donc la première action qu'on a mise, c'est le dispositif ASTEP qui permet à des étudiants en licence qui souhaitent étudier l'opportunité d'être professeur des écoles, d'intervenir dans des écoles au travers d'ateliers. Et on a aujourd'hui 6 classes qui vont recevoir un binôme homme-femme pour venir intervenir à l'école primaire et jouer avec eux, avec les enfants, garçons et filles, à des jeux qui vont les sensibiliser sans qu'ils le sachent forcément à l'intelligence artificielle. Donc autour de ça, on a pas mal d'actions avec le rectorat. Donc on a signé une convention avec le rectorat pour qu'il nous accompagne et qu'on travaille main dans la main sur les actions envers à la fois les professeurs et les élèves. Il y a des collaborations avec des associations. Donc, pour la boîte à métiers que je mets en bleu, la BAM, on a participé au comité de pilotage pour la mise en place d'une boîte à métiers du numérique, où il est interviewé, par exemple, une dame toulousaine qui fait de l'intelligence artificielle, où il y a des fiches, un petit peu, des questions sur les stéréotypes par rapport à l'IA. Et donc aujourd'hui, on est sur la journée du 8 mars, qui est une première action en collaboration avec 3IA, donc on est ravis.
Et on a commencé à adresser le grand public au travers, par exemple, de la revue Télécom avec un article présentant l'action et pourquoi on met en place une commission mixité. En dessous, donc sur la ligne en dessous, les actions qu'on a initiées, qui nous restent à mettre en place, ou qui sont en cours de mise en place, et comment intégrer des stages de troisième. Avec le confinement, ça a été un peu compliqué, donc, mais on a l'idée de faire un petit peu des stages, entre guillemets, en IT, pour faire venir les élèves de troisième qui voudraient découvrir l'intelligence artificielle, voir les robots, voir peut-être les industriels qu'on veut mettre, qu'on a commencé à associer avec nous, pour leur faire découvrir différents métiers. On a démarré l'initiation d'un réseau mentorat, donc on en a déjà discuté avec Manel et les autres personnes sur les autres 3 IA. Je pense que c'est très important d'aller faire bénéficier de notre expérience, que ce soit moi par exemple en tant qu'industrielle ou les chercheuses, de l'expérience qu'on a en tant que femme en intelligence artificielle, et avoir un contact individuel. On sait que les filles sont très sensibles d'une part à l'identification et à la rencontre. C'est-à-dire même les garçons ont souvent des perspectives où l'orientation va se décider des fois par des rencontres inspirantes. Donc notamment à travers le mentorat, ça va permettre de rencontrer, d'avoir la possibilité d'accéder à ces gens-là qui sont des fois sur les piédestals, surtout quand on va parler de grands chercheurs et chercheuses. Mais voilà, et donc on veut mettre en place des capsules vidéo pour justement bénéficier à beaucoup plus de monde que par des contacts un à un, via des témoignages, via des capsules vidéo. On devrait réaliser, être partie prenante de Reportage Arte qui va lancer l'an prochain une série de documentaires sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est dédié au grand public. Et the last but not the least, donc avec les industriels, on a lancé un réseau des ambassadeurs pour voir comment, voilà, main dans la main, faire en sorte que les industriels prennent conscience, nous aident à aller mentorer les jeunes filles, à proposer des stages et progressivement à de plus en plus pouvoir proposer des postes et des stages en interne et convaincre les salariés, les managers, les RH des entreprises qui vont être de plus en plus en demande de profils en intelligence artificielle, qu'il faut absolument avoir une parité sur ces postes-là, qui est loin d'être gagné, et voir, alors que c'est très important, et alors qu'aujourd'hui, si vous voulez, quand on dit aux industriels qu'il faut embaucher des femmes, je le vois bien chez nous, ils disent mais on n'a pas de candidat, donc on ne peut rien faire. Or, on sait aujourd'hui qu'il y a des choses à faire. Voilà en gros la liste de tous les axes où on va intervenir côté Aniki. Merci beaucoup, Marjorie. C'est extrêmement riche. J'avais une question par rapport au réseau des ambassadeurs. Donc, comment est-ce que vous articulez l'action? C'est avec vos partenaires industriels? Est-ce que l'idée, c'est de sensibiliser dans le secteur industriel ou que l'industriel soit invité pour témoigner aux académiques, aux étudiantes, les parcours existants en sciences numériques? Alors ça va être les deux, notamment, mais on veut les impliquer un petit peu, avoir un groupe de travail mixité élargi. Alors, ce qu'on va entendre par ambassadeur, ça va être pour l'instant réservé aux partenaires Anity, où l'on souhaite qu'il y ait là aussi des pairs hommes-femmes qui représentent leur société, qui soient les représentants et les porte-parole de notre parole à nous, d'aller vendre, entre guillemets, la mixité à l'intérieur de la société, parce qu'on n'est pas assez nombreux. On a dit qu'on était une dizaine et on a tous nos activités, que ce soit Chantal sur l'école doctorale, par exemple, les responsables d'Anity ne vont pas aller chacun individuellement rencontrer les salariés, les convaincre et inversement. Donc, on voudrait qu'ils soient un petit peu le relais de nos actions et qu'ils viennent travailler avec nous sur quelles actions ils peuvent faire, soit en interne, soit également mettre à disposition des bénévoles chez eux, dans les sociétés qui viendraient alimenter le réseau mentorat, par exemple. On voudrait aussi, on a parlé des stages troisième, les impliquer pour déjà nous faire bénéficier de ce qu'ils ont déjà mis en place. Certains, comme Airbus, bien entendu, c'est déjà invité des groupes de troisième pour faire des visites.
Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est bénéficier de ces dispositifs qui sont à l'intérieur de ces sociétés, d'une part, pour pouvoir dupliquer l'action, et ensuite, effectivement, les faire intervenir et également qu'il y ait des actions peut-être, alors c'est tout être inventé, au sein des entreprises où on ferait venir, par exemple, des écoles d'ingénieurs, des étudiantes qu'on mentorerait. Voilà. Mais on veut du coup faciliter ou favoriser exprès, hein, c'est une discrimination positive. Hein. Ce n'est pas qu'on ne veut pas des hommes, mais les hommes viennent spontanément donner leur candidature. On a l'embarras du choix aujourd'hui en data scientist, on a beaucoup de candidats et de candidates, mais quand même beaucoup plus de personnes. Donc on veut quand même avoir l'accent sur les filles pour leur aider, parce qu'on sait qu'elles ne savent pas forcément se mettre en valeur ou qu'elles n'osent pas, et les aider à accéder à ces gens-là. Et après, voilà, toutes les actions vont être inventées, à créer. On n'est qu'au début de l'histoire. D'accord. Merci beaucoup. Et bravo, parce que vous avez réalisé beaucoup d'actions, je vois, avec votre groupe de travail mixité. Donc, je merci Marjorie. Serena, au niveau du 3IA Côte d'Azur, quelles ont été les actions qui ont été mises en place pour recruter ou attirer plus de femmes dans le monde de l'intelligence artificielle? Alors, côté 3IA Côte d'Azur, je pense qu'on a été beaucoup moins actifs qu'Anity sur ces aspects. Du coup, ce sera bien de renforcer nos actions dans cette direction. Déjà, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment d'organiser des visites et des présentations dans les collèges et dans les lycées. Ça, c'était conjointement avec les partenaires tels que les CNRS, l'Université Côte d'Azur, pour vraiment essayer de présenter déjà aux lycéens et aux collégiens quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle et aussi toutes les problématiques liées au biais à l'intelligence artificielle, du coup les sensibiliser aussi à ces aspects-là, mais aussi pour vraiment leur montrer qu'il y a différents parcours possibles, qu'il n'y a pas qu'un parcours, et surtout que c'est vraiment, c'est à eux, elles peuvent y arriver, surtout les filles dans les collèges et les lycées, ils peuvent y arriver à faire de la mathématique, de l'informatique, et ainsi de suite. Du coup, en général, on avait des visites dans les écoles, et on avait aussi des rencontres au sein de l'Institut ou au sein du CNRS ou de l'université, où des chers 3IA, ils ont fait les marraines, et avec des partenaires industriels, on présentait vraiment, je peux parler à titre personnel parce que j'étais parmi ces marraines, on a présenté nos parcours et aussi toutes les alternatives que nous avons visées. Côté action, on est en train de créer un diversity committee. Du coup, là, c'est vraiment une action un peu plus directe. Et là, c'est aussi vraiment pour soutenir les efforts à l'échelle des établissements partenaires pour vraiment garantir des possibilités éducatives équitables pour tous les étudiants. Et là, ce n'est pas que la question homme-femme. Et l'idée est aussi de rassembler et analyser les données de l'Institut, telles que celles que je vous ai présentées avant, pour voir où on a où on regarde, on a moins de diversité et moins de parité pour rendre cet institut plus inclusif. Merci beaucoup, Serena. Maintenant, on va voir les actions qui ont été menées au 3IA de Paris, à Prairie. Stéphanie, s'il vous plaît. Oui. Alors, un peu comme Serena vient de le dire, nous aussi, on a un partenariat avec l'Académie de Paris pour essayer d'intervenir tôt et de faire des présentations dans les collèges et les lycées. On a un petit peu pâti du Covid, évidemment, comme tout le monde, ce qui fait que ce n'est pas encore complètement lancé et fluide. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'y aller, pas forcément que des femmes d'ailleurs, un binôme homme-femme pour montrer que les carrières sont possibles, quel que soit le genre et quel que soit le milieu dans lequel on évolue, soit en informatique, soit en mathématiques, soit en médecine, puisqu'on a dans nos chairs des médecins également.
Et donc, les médecins sont aussi conviés à montrer qu'on peut être professeur des universités et médecin hospitalier et réussir à faire de l'IA aussi, en plus de traiter des patients. On a parmi nos tremplins Chloé Agathe Azencott, qui est la co-créatrice de Paris Women in Machine Learning and Data Science, donc l'antenne parisienne de la Fédération Women in Machine and Data Science, qui fait énormément pour la communauté et essayer de promouvoir les femmes en sciences avec des meet-up, avec d'autres choses. Évidemment, Chloé est à la fois très soutenue et on essaye de participer à ces actions. Ensuite, on a des activités plus ponctuelles. On intervient dans différents médias, soit des expositions, soit des conférences grand public, la fête de la science, ce genre d'événements grand public ou plus ciblés. Et je voudrais juste mentionner la conférence Franciséaille, où on essaye d'inviter des Français partis à l'étranger qui font de l'IA. Et la question de la parité se pose beaucoup aussi. Et donc, on a eu jusqu'à maintenant Martial Hébert et Yann Lequin. Et la prochaine personne sera une femme qui permettra de montrer qu'il y a aussi des femmes brillantes qui sont à l'étranger, dans les instituts étrangers en IA. Et puis, en fait, on ne s'intéresse pas que à la parité homme-femme, mais plutôt à la diversité. Et avec ça, on a mis en place, par exemple, des bourses de master et des bourses pour l'école d'été. L'école d'été qui est co-organisée avec MIAI, d'ailleurs. On a des industriels de prairies qui ont proposé de donner justement de l'argent pour favoriser à la fois, évidemment, un équilibre homme-femme, mais aussi de permettre à des gens qui sont loin, dans des pays où l'activité scientifique ne leur permet pas de payer un voyage jusqu'à Paris, de venir et d'assister à l'école d'été. Donc, ce sont des doctorants qui viennent d'Afrique du Sud, alors j'ai plus en tête, du Brésil, je crois, l'année dernière, on a eu des Brésiliens, etc. etc. L'idée, c'est de parler de diversité aussi au sens des différents pays qui ont le droit à leur place dans l'écosystème de l'intelligence artificielle. Et enfin, pour nos industriels, on a certains industriels qui se sont manifestés, en particulier Forestia, pour organiser justement une conférence commune sur la mixité, la parité et les femmes dans l'IA. Et donc, ça a été repoussé à cause du Covid, mais ça va être mis en place et complètement organisé par nos partenaires industriels, et Forestia en tête, justement pour montrer que dans le milieu industriel aussi, la question se pose. Merci beaucoup, Stéphanie. On peut s'appuyer, comme vous le savez, nous, on a créé aussi à MIAI un groupe de travail mixité, diversité et inclusion. Agnès vous présentera tout à l'heure. Et en fait, nous, on s'appuie également sur la mission égalité hommes-femmes de l'université. Donc, j'aimerais repasser la parole côté Grenoble INP et UGA pour exposer les actions qui sont menées au sein de la mission égalité à Grenoble. Oui, merci Manel. Donc à Grenoble INP, les actions qu'on a commencé à mener, donc après avoir analysé la situation, donc fait le diagnostic comparé des situations professionnelles des femmes et des hommes, on a déroulé un plan d'action. Et une des premières actions qu'on a mis en place, c'est la formation. Alors j'ai mis information et formation des présidents et vice-présidents des comités de sélection, donc pour les recrutements maîtres de conf et professeurs à Grenoble INP. Et l'objectif, c'était de les sensibiliser, de mettre à leur disposition des ressources d'information et surtout leur faire comprendre que en fait, les indicateurs qu'on utilise pour l'excellence sont biaisés parce qu'en fait, il y a des biais de genre dans ces indicateurs. Il y a une illustration avec le petit dessin qui est présenté à côté où la personne qui recrute dit qu'on recrute uniquement sur l'excellence, peu importe l'origine. Mais en fait, l'excellence, là, dans ce dessin, c'est basé sur la capacité à grimper aux arbres. Donc, on fait à peu près la même chose. Chez nous, l'excellence, les critères d'excellence sont des critères biaisés. Et donc, nécessairement, on recrute plus d'hommes que de femmes suite à ça. Il y a également des actions affirmatives en faveur des femmes. Donc, action affirmative, c'est
c'est le mot que je préfère utiliser à discrimination positive, parce que dans discrimination, on lit quand même discrimination. Alors que action affirmative, c'est on affirme que l'on souhaite rejoindre l'égalité. Et donc, on n'a plus cette sensation de discriminer, même si c'est positif, il y a quand même discrimination. Et notamment, là où on a mis ça en place, c'est dans le comité PEDR, donc le comité qui attribue les bourses PEDR, les primes d'encadrement doctoral et de recherche, qui depuis plusieurs années fait bien attention à comment on attribue les dernières bourses PEDR, celles qui sont dans les B, et notamment à repêcher, sélectionner dans ces critères B les dossiers plutôt de femmes pour équilibrer. Et actuellement, on est arrivé à la même proportion exactement chez les professeurs et chez les maîtres de conf de titulaires de la PEDR. Et enfin, on est en train de réfléchir à la construction d'un mentorat. Et je voudrais aller sur les chiffres dont vous avez parlé tout à l'heure, quel que soit l'institut, quelle que soit la région, vous avez toutes mentionné le fait qu'en post-doctorat, il y avait un creux de recrutement, un pourcentage de femmes inférieur. Nous, à Grenoble INP, on observe la même chose à tout Grenoble INP. En fait, il y a un creux dans le recrutement des femmes en post-doctorat, alors qu'on n'a pas ce creux dans les ATER. Alors que le vivier est exactement le même. Le vivier des ATER est exactement le même que le vivier des post-doctorats. Par contre, ce sont les procédures de recrutement qui ne sont pas du tout les mêmes. Le vivier d'ATER, enfin le recrutement d'ATER se fait via le conseil d'école, via des commissions, et à l'issue de la commission, on classe les dossiers et on sélectionne. Le recrutement de post-doctorat, il est disséminé un peu partout dans les labos, avec des chercheurs qui recrutent et qui ont inconsciemment un certain nombre de biais de genre, qui, à mon avis, mènent à cette chute de recrutement au niveau des postdoctorats. Ça va être notre piste de réflexion sur l'année et les 2 ans à venir, comprendre pourquoi on a ce creux de recrutement au niveau des postdoctorats. Mais on soupçonne qu'il y ait quand même un gros biais au recrutement, parce que ça ne s'observe pas chez les ATER qui sont à peu près au même niveau que les doctorats, 30%. Voilà pour les actions actuellement en place. Merci beaucoup, Céline. Et les actions à venir, je vais passer aux actions à venir. Enfin non, des actions en place en termes d'éducation. Donc il y a la Maison pour la Science qui est commune UGA, enfin qui est portée conjointement UGA, INP, Rectorat. C'est le développement professionnel des enseignements du primaire et collège, donc c'est la formation continue tout au long de la vie de ces enseignants. Et la Maison pour la Science, en association avec l'industriel Never Labs, ont mis en place 2 journées de formation, une formation qui est labellisée MIAI, pour découvrir l'intelligence artificielle par le jeu et qui donne aux enseignants qui viennent suivre des formations des outils clés en main à transposer en classe ensuite. Donc ça leur met un pied à l'étrier, les rassure au niveau du contenu et de ce qu'il y a à faire, et notamment que beaucoup d'activités peuvent être faites en déconnecté, c'est-à-dire sans ordinateur, et ensuite ils peuvent retranscrire ça directement dans leur salle de classe pour l'intégrer à leur cycle, à leur programme. On a les cordées de la réussite, donc Grenoble Sciences, et ça c'est celle de l'INP, l'UGA en a également, Violette en parlera peut-être juste après, où on est associé avec des lycées. Et actuellement, une action en lien avec l'intelligence artificielle est en cours de réflexion, mais ça n'a pas encore eu le temps d'aboutir. Partenaire scientifique pour la classe, c'est ce qui s'appelle ASTEP ailleurs. Chez nous, ça s'appelait ASTEP et maintenant c'est devenu partenaire scientifique pour la classe. Ce sont des interventions d'élèves ingénieurs dans des classes primaires. Ils font un cycle de 6 interventions d'1 heure et quart. Ce sont des groupes de 4 en général qui viennent faire de la science et de la démarche scientifique en classe avec les élèves qui forment. C'est une formation à la pédagogie pour les étudiants et surtout, c'est pour accompagner les enseignants et les enseignantes dans la mise en place d'activités scientifiques au sein de leur classe pour qu'après, elles et ils soient en mesure de reproduire. Et enfin, on a les collèges pilotes de la Maison pour la Science. Donc, Grenoble INP, il a un collège, c'est le collège Jean Villard à Échirolles. Il y en a d'autres encore sur Grenoble, mais plus liés à l'UGA cette fois-ci. Et donc, globalement, c'est un ensemble de l'ordre de 1300 jeunes touchés par l'ensemble de ces actions. Merci beaucoup, Céline. Le grand public, on les met tout à la suite. Pour les actions grand public, donc là, si Violette veut se joindre à moi pour le présenter, là, c'est de rentrer dans le cadre de ce qu'on sait que les jeunes ont besoin de rôles modèles pour s'identifier et que notamment voir qu'il y a des femmes qui font ces métiers-là. Et donc, cette action, la science taille XXL, c'est un partenariat qui a été créé initialement par l'association Femmes et Sciences Toulouse
en lien avec le CNRS, en collaboration avec le CNRS. Et ça a essaimé, il y en a une à Paris, une à Lyon. Donc là, suivant la couleur du fond, c'est pas la même région. Et je vous ai présenté des portraits uniquement de femmes en lien avec l'intelligence artificielle. Et à Grenoble, on est en train d'en mettre une en place. On a commencé la sélection des participantes et on aura également des représentations de rôles modèles de femmes dans l'informatique et l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Céline. Et on espère que l'exposition sera visible pour la fête de la science 2021, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, du coup, à l'UGA, donc les actions existantes, en fait, beaucoup d'événements de théâtre, d'expositions, de choses un petit peu virtuelles à distance, mais qui marquent un mois de l'égalité, qui marque le mois de mars comme un mois de l'égalité, en fait, qui a démarré donc la semaine dernière. On a mis en ligne sur les médias de l'UGA. Des conférences, des bitrimestrielles qu'on appelle les e-café égalité. Donc, la dernière, elle concernait les métiers au féminin et les stéréotypes de sexe dans les métiers. Elle était animée par Jacqueline Été, qui est présidente de l'association Parité Sciences. Une nouvelle page un peu plus visible pour le signalement des violences sexistes et sexuelles, en fait, qu'on peut trouver sur notre Internet. Et pour lever les verrous de carrière des femmes, donc dans le plan de formation de l'UGA, on avait déjà quelque chose qui s'appelle Oser les carrières au féminin et un diplôme universitaire égalité femmes-hommes et des formations à la communication égalitaire, sachant qu'on veut rajouter, on aimerait enrichir, à mon avis c'est la diapo d'après, on aimerait enrichir notre plan de formation. Il existe aussi un ETC, un enseignement transversal à choix pour les étudiants de la L1, L3, M1, M2, enfin sur tous les parcours, qui s'appelle Égalité femmes-hommes. Une charte de communication sans stéréotype qui est présente, donc il y a des préconisations de communication sans stéréotype au niveau du langage, et une charte des temps, de la gestion des temps de vie, de l'articulation de la vie pro et de la vie perso, via les mails, le droit à la connexion, les réunions programmées dans les temps de travail des personnes, etc. etc. Je vais vite parce que je sais qu'il faut aller vite du coup. Diapo suivante. Non, pas tout de suite. Ouais. On va marquer. Oui. Donc, je vous remercie. On voit qu'il y a énormément d'actions. C'est vrai que tous les 3 IA, finalement, je note qu'on a des points en commun, c'est-à-dire que nous souhaitons tous intervenir très tôt au niveau des collèges et des lycées. Donc, finalement, pour parvenir à avoir des chiffres plus convaincants au niveau de nos instituts, l'action, elle est plus en amont. Donc, il faut vraiment qu'on forme les formateurs, mais aussi qu'on sensibilise aux sciences numériques et à l'intelligence artificielle dès les collèges et les lycées. Donc, c'est le point que j'ai noté à partir de vos différentes présentations. Je passe la parole à Agnès parce qu'on va passer du coup aux actions qu'on pourrait faire pour le futur et aussi peut-être conjointement les mener ou y réfléchir. Agnès? Oui, je veux bien, mais je ne sais pas ce que je dois dire. En fait, on passait vers les actions pour le futur. Oui, effectivement, on a déjà évoqué un certain nombre d'actions qui sont en cours. Et puis, on voulait aussi poursuivre cette discussion par maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin, finalement, dans les initiatives vers cet idéal qui serait une égalité homme-femme en IA. Donc là, la parole, c'est ouvert à vous toutes. Peut-être des idées côté Amity? Alors, des idées particulières, je pense que déjà, sans avoir d'idées nouvelles, il y a effectivement pas mal de choses à faire pour se coordonner, pour pas qu'on fasse les mêmes choses, mais qu'on se complémente, d'une part. C'est-à-dire, je pense aux vidéos, on en a parlé, si on a des témoignages, de pouvoir renvoyer sur les sites web qu'on a fait les uns les autres, sur les pages des témoignages. Donc, il y a à optimiser cela.
Il y a certainement à perpétuer les actions communes de ce type-là de table ronde, notamment lorsqu'on pourrait faire des conférences et d'avoir des workshops dédiés à l'intérieur d'une conférence en particulier, voilà, ou qui ciblerait le grand public. Je pense qu'on a clairement une difficulté majeure qui est de nous, en tant que chercheurs ou voilà, dans le personnel des 3 IA, d'aller directement nous-mêmes en face au grand public. Donc, on s'appuie sur les associations, on s'appuie sur nos services communication, nos partenariats avec le CNRS, etc. Il faut ça ne peut être que voilà, tous ensemble qu'on peut adresser ce grand public. Et ensuite, profiter du confinement pour aller plus dans les outils numériques, justement. On est dans le numérique, il faut savoir peut-être faire ça. On a parlé, j'ai évoqué les stages de 3e. Il y a des initiatives qui s'appellent Tous en stage, où un des partenaires industriels m'a posé la question de comment on pouvait faire intervenir des gens d'IA qui viendraient animer un atelier dans le cadre de Tous en stage. Et c'est vrai que si on veut là toucher le plus de stages de 3e et pas un stage ou 10 personnes par an, si on était capable d'avoir des offres dédiées à ce profil d'enfant qui en 3e, voire après en seconde, cherche son orientation, ça serait idéal, parce qu'il faut aller très très vite et on a des centaines de milliers d'étudiants à les sensibiliser. Voilà, c'est plus une réflexion, mais pour dire il faut lancer des groupes de travail, des discussions entre nous, mais voilà, plusieurs thèmes. C'est vrai qu'au niveau de Grenoble, c'est en organisant Women in AI et en faisant un premier état des lieux pour la réunion que nous avons tous eue d'ailleurs avec le MESRI et l'ANR, on s'est rendu compte qu'il fallait mener des actions parce qu'il y a un gap entre les doctorants et les doctorantes, les postdocs. Donc, en voyant ces chiffres, on s'est dit on va créer un groupe de travail. Et je pense que c'est intéressant de le faire au niveau des 3 IA, tous les 3 IA, pour trouver des actions et des outils pour répondre à la question de la parité, en tout cas à y remédier. Et puis, petit à petit, on s'est rapproché de la mission égalité. On se rend compte qu'on peut s'appuyer sur l'existant et mener des actions communes. Et, par exemple, tu évoquais tout à l'heure l'organisation de séminaires. Nous allons organiser à la rentrée, par exemple, un e-café sur la thématique de l'intelligence artificielle. Après, effectivement, peut-être qu'on pourrait organiser des ateliers ou des workshops communs aux 3 IA sur la question. Je ne sais pas comment vous l'imaginez, mais en tout cas, on pourra le faire, on pourra y réfléchir tous conjointement. Alors, il y a Stéphanie. Oui, Stéphanie, je vous ai parlé. Moi, j'ai beaucoup aimé l'idée d'avoir des représentantes. Alors, je crois que c'était à Grenoble, justement, où vous avez un peu fait des interviews, des portraits de femmes dans l'IA. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui, au titre d'une seule exposition, par exemple, pourrait recueillir les femmes des 3 IA, un peu à la manière que Marie-Hélène Leny avait fait pour Infinité Plurielle, où elle avait interviewé 130 ou 140 femmes dans les sciences. Elle avait fait un portrait et cette exposition continue à arpenter à la fois la France mais aussi le monde. Moi, j'en ai fait partie et finalement, ces portraits-là, alors c'est juste des portraits, une photo, un petit texte, mais s'il y avait un lien vers une interview un peu plus soit spontanée avec questions-réponses, soit une interview animée, enregistrée, mais en tout cas plus vivante, je pense que ça pourrait avoir un impact et justement, elle pourrait servir à
chacun d'entre nous qui allons dans les collèges, les lycées ou même dans les écoles primaires pour montrer que, regardez, il y a des profils un peu différents dans tous les 3 IA. Vous aimez la santé, et moi je vais vous montrer par exemple une radiologue ou une médecin de santé publique, mais il y a des gens qui font du véhicule autonome aussi, à Miaï, montrons la personne qui fait du véhicule autonome si c'est les voitures qui vous intéressent. Je pense que si on pouvait se coordonner pour faire une exposition de ce type, ça permettrait d'abord d'être pérenne et d'être un support pour les interventions qu'on ferait dans les différents endroits où on aimerait sensibiliser. Et la deuxième chose que je voudrais mettre en avant, c'est que la parité, c'est bien d'en parler, mais ce qu'il faut aussi, c'est changer les discours, pas que des collégiens, des lycéens, changer le discours de leurs profs. Moi, le premier à m'avoir, on va dire, montré une certaine réticence à ma carrière scientifique a été un enseignant de terminale qui pensait qu'il me fallait une petite prépa de province parce que quand même, je suis une fille, il faut y aller doucement avec les filles, et que je n'avais pas le droit à une grande prépa. C'était un prof de physique de terminale et c'était un homme. Et ça, c'est des discours qu'on ne doit plus entendre. Et à l'époque, il avait 30 ou 40 ans, c'est-à-dire que c'était quand même quelqu'un qui n'était pas vieux et qui continuait à avoir ce genre de discours. Et je l'ai revu en classe prépa où, parlant de sa propre fille, mon prof de maths sup a dit que le cerveau des filles n'était pas fait pour les maths et que sa fille ne ferait jamais de maths. Donc, c'est ça aussi qu'il faut faire. C'est-à-dire que oui, on va aller parler aux collégiennes, oui, on va aller parler aux enfants des écoles primaires, mais il y a aussi leurs enseignants et ceux qui créent finalement le discours de « si je fais des maths, je vais être une imposteur ». Et le syndrome de l'imposteur, il se crée très tôt à cause des stéréotypes véhiculés par les enseignants. Il faut éduquer les formateurs, en fait. Serena ? Oui, je rejoins en fait tout à fait Stéphanie sur ce qu'elle vient de dire. Parce que déjà, oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faudrait avoir des actions en commun, surtout avoir ce type de portrait, ça pourrait nous donner vraiment une façon simple pour donner un lien Internet vraiment juste aussi au directeur d'établissement pour vraiment diffuser cela auprès des lycéens et des collégiens. C'est aussi une façon vraiment de diffuser cette information simplement. Et je rejoins Stéphanie aussi sur le deuxième point, parce qu'en fait, ça m'est arrivé la même chose, et c'est pour ça que je disais avant, il faut montrer aux filles qu'il n'y a pas qu'un seul parcours possible. Parce que, par exemple, j'ai fait une licence en sciences sociales, et après j'ai fait un master en informatique, un doctorat en informatique, maintenant je suis là, d'accord? Du coup, il n'y a pas des choix qui vont prédéterminer, disons, notre vie pour disons, jusqu'à la fin. Et moi aussi, j'ai vécu une expérience très similaire. Du coup, un professeur, quand je suis arrivée en informatique, j'ai dit je voulais faire mon master en informatique. Et il m'a dit, vous avez fait des sciences sociales, c'est très difficile, vous n'allez pas y arriver, vous aurez beaucoup de cours de maths, d'autres choses à faire. Finalement, c'était faisable. Mais c'est vrai que s'il y a ce genre de discours du début, ça va pas motiver. Je vois que l'heure tourne. Je voudrais peut-être laisser la parole à la salle avant de prendre peut-être encore d'autres de nos réflexions. J'ai vu dans le chat Sophie Achard qui évoque l'exemple de Carnegie Mellon ou de Trondheim en Norvège. Et elle indique qu'en fait qu'en l'an 2000, ils avaient moins de 10% de femmes à l'entrée, qu'aujourd'hui, ils sont à près de 40%. Est-ce que vous connaissez cet exemple? Est-ce que vous souhaitez le commenter? Et dans le cas contraire, je pense que ça peut être effectivement une source d'inspiration sur les moyens qui pourraient être mis en place. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça? Un autre exemple également qu'elle cite, c'est l'exemple de l'INSA, qui est plus proche de nous et sur lequel vous avez peut-être davantage d'éléments.
Je peux peut-être réagir. Alors, c'est Céline Ternon de Grenoble INP. Je ne connais pas les deux exemples d'universités étrangères dont elle parle. Par contre, il y a l'université de Modène en Italie qui a également son département d'informatique qui, en 5 ans, est passé de 10, un petit peu plus de 10% à 20% de féminisation. Et pour arriver à ce résultat, en fait, ils ont mis en place une summer school de 6 semaines, je crois, entièrement gratuite pour des collégiennes, centrée sur l'informatique. Et en fait, c'est une activité à long terme, bien évidemment, ça va pas porter ses fruits tout de suite. Mais par contre, ce qu'ils ont constaté, c'est que suite à cette summer school, donc c'est une quarantaine de jeunes filles, je crois, de 15-16 ans, qui participent sur des actions. Ils rencontrent des chercheurs, des chercheuses, ils font des activités en lien avec l'informatique. Et ils se sont rendus compte que ce n'est pas forcément ces jeunes filles qui sont venues en plus dans leur département, mais que ça a créé de la communication avec les frères, les cousines, les familles, les amis, etc. Et que ça a fait une sorte d'émulation, ce qui fait que l'institution a pu changer également, parce que c'est pas aux femmes de changer et c'est pas à elles de faire tous les efforts. Et il faut surtout pas leur dire que c'est de leur faute si elles viennent pas parce qu'elles se sentent pas, qu'elles se censurent ou quoi que ce soit. C'est l'institution qui induit tout ça, et c'est à l'institution de changer. Et si globalement l'institution arrête de créer les conditions d'une discrimination, eh ben, ça va évoluer. Et donc le fait d'avoir créé cette summer school, ils ont vu que ça avait changé le regard de l'institution sur les femmes en informatique, et le fait de changer ce regard, bah, ça d'elles-mêmes, les jeunes femmes reviennent dans le département. Et pour l'INSA, Sophie me corrigera si je ne fais pas référence à la bonne chose, c'est leur système de recrutement qui a été adapté, je crois, pour pouvoir avoir plus de femmes, de jeunes femmes à l'entrée à l'INSA, et c'était possible grâce à leur recrutement sur dossier, et notamment en faisant des entretiens de recrutement préalables au recrutement, ce qui a permis en fait, de ne plus être sur les critères habituels de sélection, mais d'avoir des critères de sélection plus inclusifs et moins discriminants. Sophie, si vous voulez peut-être préciser, on n'est pas très nombreux, donc je pense qu'on peut laisser la parole également aux personnes qui nous écoutent. Oui, merci. Non, c'était l'INSA, c'est ce matin, il y a quelqu'un je crois que c'est Claudia, c'est pas d'accord. qui en a parlé, mais je ne sais pas au courant. Par contre, oui, le Carnegie Mellon et Trondheim, en fait, c'est deux exemples où d'un côté, il y a eu des quotas, et de l'autre côté, il n'y a pas eu de quotas, mais un travail au sein de l'école. Et du coup, ça fait penser à ce que tu disais, Stéphanie. Effectivement, ils ont travaillé sur le message des enseignants donné aux étudiants, où ils ont observé des biais un peu grands. Mais je ne suis pas spécialiste, j'ai juste lu des choses. Et ça serait peut-être bien de fouiller un peu plus et de voir un peu de quelle manière ils ont pu travailler là-dessus. Mais le message des enseignants, ça faisait partie d'une thématique. Donc, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Merci Sophie. Alors, en écoutant Stéphanie, justement, il y a quelque chose qui m'est venu, et puis également en lien avec un message dans le chat qui parlait des modèles, de ces modèles qui finalement disparaissaient. Donc, il y a eu les modèles des années 80 qui ont disparu, et puis il y a les modèles, en fait, aujourd'hui qui sont pas très connus, pas très médiatisés. Et je me disais que c'est une cible, en fait, les médias, c'est une cible qu'on n'a pas évoquée, et pourtant on connaît leur potentiel justement à faire changer les représentations. Donc je me demandais si ce ne serait pas des actions à envisager pour le futur, et si oui, sous quelle forme? Alors, tout à l'heure, moi, j'ai mentionné qu'il y avait potentiellement un reportage là d'Arte, mais ça sera sur les biais. Donc, clairement, si on a l'occasion, parce que c'est souvent, on ne choisit pas, hein, c'est la journaliste qui fait l'ordre du jour, etc. Mais elle nous a bien identifié en tant que mixité d'avoir des actions. Donc, puisque ce sera sur les sujets des biais, forcément, on pense aux biais de genre. Donc, il y a des fortes chances qu'il y ait un petit peu plus de médiatisation. Ensuite, je pense au petit film qu'on fait via le média de l'université Paul Sabatier, Explorer,
Et je pense que vous avez un petit peu la même chose, mais qui fit interviewer pendant 20 minutes un des chercheurs. Et c'est vrai que toutes les chercheuses qui sont dans l'IT ont eu un droit et ont fait des petites vidéos, et c'est très bien. Il reste encore à les faire connaître à l'extérieur, puisqu'effectivement, c'est l'université, donc il faut qu'il y ait la volonté de la personne, donc de l'étudiant, d'aller chercher l'information. Et ce n'est pas forcément encore publié, il n'y a pas du push vers les médias extérieurs, mais c'est clairement des choses où effectivement on n'est pas bon. Alors il y a les quais des sciences qui commencent à faire ça aussi vis-à-vis du grand public. Donc ça, je pense que tout ce qu'on entend parler des expositions, des séminaires classiques, faut penser à le médiatiser sur des supports grand public. Maintenant, il faut trouver le discours, parce que là, on est entre nous. C'est des gens qui parlent IA. Alors, on n'a pas du tout parlé d'intelligence artificielle et technique, mais très vite, ça devient très, très technique. Et je pense que c'est un peu le gap aujourd'hui, comme dans toutes les sciences, c'est d'arriver à parler de ce qu'on fait sans rentrer dans la technique. Et souvent, les femmes sont bonnes ont des compétences pédagogiques pour expliquer ça, donc c'est dommage de ne pas le faire. Merci. Est-ce que d'autres voudraient réagir sur ce sujet-là? Alors, je précise pour ceux qui nous écoutent que c'est totalement improvisé. Nous n'avions pas envisagé cette question, d'où le petit flottement, mais ça me paraît être important et vraiment une voie prometteuse, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'actions qui sont menées alors, au sein effectivement des formations, c'est important, mais le grand public est aussi celui qui potentiellement peut faire changer les choses. Et c'est pour ça que je voudrais revenir sur l'aspect industriel et ambassadeur. Pour moi, il y a une catégorie auquel on pense peut-être pas forcément. On a parlé d'aller former les enseignants qui sont au contact des jeunes, mais les premiers en contact des jeunes, c'est la famille, c'est les parents. Et finalement, les entreprises, il y a des salariés, mais ce sont des parents. Et c'est intéressant ce que disait Isabelle par rapport celui qui a parlé effectivement que ce n'était pas forcément les jeunes filles là, à Modène qui étaient directement formées, qui avaient répandu la bonne parole, mais c'était la famille. Je pense que si on adresse les salariés des entreprises en leur faisant comprendre et leur faisant passer le message que je fais passer souvent en premier, qui est l'IA, ça crée du boulot, il y a du boulot, il y a des emplois qui vont être créés, donc c'est un facteur important de croissance dans les années à venir. Les parents sont sensibles énormément à ça. Souvent, Florence Sed dit, quand on adresse un élève, il faut penser que derrière, c'est les parents qui pensent à l'orientation. Et ça a fait du chemin dans mon esprit. C'est vraiment clairement, moi qui ai eu des enfants qui ont récemment fait leur orientation, c'est vrai qu'on est derrière quand on est devant la bébé. Donc, je pense que si on arrive avec les industriels qui, typiquement, vous avez parlé de Forestia, qui organisait ses propres conférences, enfin ses propres événements, d'arriver via ce biais, sans avoir la lourdeur de nous-mêmes, organiser des conférences, des événements, mais d'interpeller les entreprises qu'elles créent des événements et dedans de dire, on y met un petit peu de message de casser les stéréotypes et de rappeler que l'IA est un métier pour les femmes et que c'est un métier d'avenir, on devrait toucher pas mal de mamans et de papas. Merci. Voire d'oncles, etc. Et qui vont se dire, quand ils vont rencontrer le petit neveu ou la petite nièce qui cherche, voilà, moi j'ai coaché il y a 3 jours une amie de ma fille qui se posait la question, qui a eu la possibilité de faire une thèse et qui se posait des questions. Est-ce qu'après ma thèse, je ne serais pas pénalisée pour trouver un boulot sur le marché de l'emploi? Donc, je l'ai rassurée et je pense qu'elle est sereine maintenant et elle va signer avec l'IRIT d'ailleurs. Voilà. C'est important ces réseaux à leur faire connaître l'IA. Voilà, donc des événements communs, ça serait intéressant. Je vous ai mis le lien vers l'exposition Infinité Plurielle qui, vous allez le voir, s'est promenée vraiment partout à Caracas, à Chicago, etc. Je pense que ce genre de choses, ce genre d'ouverture vers le grand public est assez parlante
vous rajoutez un QR code que quand les gens scannent, vous envoie vers l'interview ou vers une petite vidéo de la personne et tout de suite, ça devient concret, vivant, attractif. Voilà. Alors, je trouve que c'est bien ces expositions, mais tu vois, je suis passée dimanche devant Campan Caffarelli. Il y a les expositions en ce moment dans Toulouse, partout de portraits. Donc, j'ai trouvé ça très bien. Mais si on ne fait pas le geste d'y aller, d'aller regarder, de lire, on se dit, tiens, enfin, ceux qui sont sur leur position vont rester sur leur position. Il y a un effet un peu comme les enfants, il faut avoir un contact presque physique et un à un pour qu'ils soient sensibilisés. Parce qu'en allant aussi. Je pense que le titre est parlant. Si on met les femmes font aussi de l'IA et qu'il n'y a que des portraits de femmes, l'intelligence artificielle avec les femmes ou par les femmes ou faite par les femmes, rien que le titre, ça va interpeller. Ils vont retenir le titre. Exactement. Ils vont retenir le titre. Et même s'ils n'ont pas envie de lire tous les portraits, le titre sera percutant, il y aura quelques photos et ils vont en voir beaucoup, ils vont se dire bah, quand même. Donc, c'est une affaire de femmes aussi. Après, je ne suis pas excellente pour trouver un titre parlant, évocateur et accrocheur, hein, mais ce n'est pas mon travail, loin de là. Mais je pense qu'il y a des gens brillants qui peuvent s'y atteler pour que justement ça porte. Oui. Surtout qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, ce qui est ancré dans les cerveaux et dans les pieds de nous, notre culture en France ou en Europe, c'est qu'on associe l'intelligence artificielle avec les maths. Et on associe les garçons avec les maths. Et donc, forcément, il manque un lien entre filles et intelligence artificielle. Et que des études ont bien montré que dans d'autres pays comme la Malaisie, l'informatique est réalisée à 70% par les femmes. Et donc, c'est pas une question génétique. Et c'était le cas avant. En France, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, la majorité des personnes faisant de l'informatique, c'était des femmes. Voilà. On a remis de côté quand ils ont vu que c'était valorisant et ça va amener du pouvoir et de la reconnaissance. Merci pour ces échanges. Alors, je vois qu'il nous reste 8 minutes. Il me semble que on avait quelques propositions un peu plus formalisées par l'UGA. Voilà, quelques belles actions pour le futur. Céline, est-ce que vous voulez bien les commenter? Violette ayant dû s'absenter puisque l'UGA organise en parallèle un autre événement et qu'elle a dû rejoindre. Oui, tout à fait. Donc, les actions qui sont présentées ici font également partie du plan d'action égalité professionnelle pour les femmes et les hommes de l'UGA et Grenoble INP, donc les actions de site. Et donc, il y a le soutien à la parentalité avec l'ouverture d'une crèche à l'UGA à l'horizon 2023 avec 20 berceaux, je crois, à cette crèche. La mise en place du mentorat pour les femmes et les hommes, pas ciblé 100% sur les femmes, parce que ça stigmatise vraiment beaucoup, et que certains hommes peuvent aussi avoir besoin d'accompagnement. Donc ça, c'était en cours de réflexion. Donc sur les recrutements, donc je vous ai dit, on a déjà à Grenoble INP commencé à former les présidents de jury. Ça va s'étendre à tout le site. Sensibiliser la communauté UGA au sexisme et aux violences de genre qui, on le sait malheureusement, sont présentes dans tous les domaines à l'université et qui peuvent freiner la présence des femmes. Mettre en place une formation à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, donc en lien avec la sensibilisation précédente. Pour la communication, développer des médias universitaires inclusifs qui ciblent autant les femmes que les hommes, c'est-à-dire que tout le monde en le lisant se sente concerné. Le masculin neutre est quand même quelque chose qui n'est pas réel dans la réalité. C'est ce qui existe, c'est ce qui est dit, mais ce n'est pas ce qui se passe. Et un projet de charte du consentement à destination des étudiantes. Et au niveau des formations, on parlait tout à l'heure, donc ce n'est pas écrit sur cette diapo, mais on parlait tout à l'heure de la formation des enseignants. Avec la Maison pour la Science, Alpes-Dauphiné, on va mettre en place 2 formations. Une formation entière qui concerne justement les biais de genre et les stéréotypes et comment faire pour enseigner autrement. Sauf qu'on s'est dit que les
les enseignants qui viendraient à ces formations sont déjà sensibilisés et ont déjà conscience. Et suite à cette formation, on veut faire un module très bref qui sera introduit en début de toutes les formations de la Maison pour la Science et donc qui toucherait tous les enseignants qui viendraient faire ces formations sur les biais de genre et la discrimination, de sorte à toucher des personnes qui, a priori, ne seraient pas venues à des formations dédiées à ça. Donc l'idée, c'est bien de former les enseignants. Donc là, c'est la Maison pour la Science, ça touche principalement les primaires et les collèges. Et donc en espérant avoir une diffusion après petit à petit, mais une amélioration de tous ces biais de genre. Voilà. Merci. Pour les actions pour le futur. Merci. On va devoir conclure cette table ronde. Très rapidement, on voulait partager avec vous les résultats du petit questionnaire qu'on avait fait passer. Alors, on a eu quelques réponses. Alors, on ne le voit pas parce que c'est très petit, mais on a eu essentiellement des femmes qui nous ont répondu à 71%. Alors, je suis un peu embêtée parce que je n'arrive pas à lire mes diapos. C'est tellement petit que moi-même, je n'y arrive pas. Et que je ne les ai pas apprises par cœur. Mais voilà, disons qu'on a effectivement beaucoup de femmes qui nous ont répondu, essentiellement des universitaires. On a aussi des étudiants qui nous ont répondu. Et on voulait partager avec vous quelques suggestions faites. Donc, accroître la conscience des inégalités, ça peut passer par effectivement les différentes actions que vous avez présentées. Donner des preuves tangibles, des chiffres, ça m'a paru important de le souligner, puisque finalement, c'est vrai que c'est difficile quand on n'est pas directement dans le milieu d'avoir des points de repère. Je pense que cette table ronde nous a permis d'avoir des points de repère avec... Si je pense qu'il y a un chiffre à retenir, une vingtaine de pourcents en fait d'étudiants dans les différentes formations en sciences numériques et en IA. Mettre la lumière sur des femmes talentueuses, des modèles. Donc ça renforce effectivement cette idée de faire des portraits et puis les exposer. Travailler avec des experts en gender studies. Donc ce point-là n'a pas été nécessairement évoqué cet après-midi. Donc, finalement, ces personnes-là, qui ne sont pas du monde des sciences numériques, mais qui sont plutôt du domaine de la sociologie, peuvent finalement nous apporter un regard un petit peu différent sur des leviers sur lesquels on pourrait travailler à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau des institutions, pour justement lever un certain nombre des stéréotypes de genre. Éduquer depuis le plus jeune âge, encourager les femmes à emprunter le chemin des sciences, on en a très largement discuté, revoir l'enseignement des maths. Effectivement, on avait un assez long commentaire d'une personne qui nous disait finalement, moi le sentiment que j'ai, c'est que, alors cette dame était russe, c'était important de dire, voilà, moi ce que je constate en France, c'est que le système français est assez inégalitaire et que finalement les filles n'ont pas le droit aux mêmes maths que les garçons, dans le sens où le regard qu'on pose sur elles n'est pas le même, et finalement on ne les incite pas à aller vers des maths plus complexes et plus abstraites. Et enfin, on avait deux autres suggestions qui étaient d'ouvrir le domaine à plus de diversité, la diversité étant effectivement comprise comme étant inclure davantage de femmes, mais aussi, comme on l'a souligné précédemment, inclure en fait des personnes ayant des profils différents, que ce soit des profils socio-économiques, des profils de couleur, mais également des personnes qui soient handicapées également, qui devraient être davantage incluses donc, dans ces sciences du numérique. Et puis, une dernière recommandation, être attentif en fait à l'équité et à l'éthique. Ces deux points ayant été abordés, on pourrait évidemment encore développer, mais malheureusement, nous sommes arrivés au bout de cette table ronde. Donc, il nous reste à remercier en fait nos intervenantes,
qui ont répondu présentes très, très rapidement lorsqu'on a, avec le groupe de travail autour de la parité et l'équité, donc groupe de travail qui est composé de Siem Ayer, je vais manger son nom, de Siem Ayer Maya, de Manel, de Thierry Ménissier et de moi-même. Et en vue donc justement d'organiser cette table ronde commune. Ce n'est qu'une première. Il y en aura certainement d'autres. En tout cas, on l'a mentionné tout à l'heure, la nécessité d'avoir des actions conjointes pour porter justement la parole vers davantage d'égalité et mettre en place des actions concrètes, comme le soulignait justement un de nos répondants. Un petit mot sur ce questionnaire, on va le laisser ouvert si vous-même, vous n'y avez pas encore répondu ou si dans vos communautés, il y a des personnes qui n'ont pas encore répondu. N'hésitez pas à repartager le lien de manière à ce qu'on puisse étoffer les résultats de cette consultation. Merci. Merci à vous. Manel, le mot de la fin? Oh, la lourde tâche. Donc, je te remercie en premier, Agnès, toi, Siane et Thierry Ménissier, sans qui le groupe de travail n'aurait pas vu le jour finalement. Et grâce à cette journée, j'ai le plaisir de vous dire que nous avons recruté une personne. Donc, Sophie Achard se propose de rejoindre l'aventure de notre petit groupe de travail à MIAI. Je remercie vraiment beaucoup toutes les intervenantes, les participants et les organisatrices des autres 3 IA, nos collègues de Paris, d'Anity et de Nice, sans qui on n'aurait pas pu faire cette table ronde. Ça n'est qu'une première initiative, bien sûr. On va dire que c'est notre brouillon que nous allons améliorer et faire des actions communes ensemble pour recruter plus de femmes, plus de filles, plus de doctorantes et de post-docs en intelligence artificielle, démystifier un petit peu ce monde et dire que bon, c'est intéressant pour tous, c'est inclusif, c'est enrichissant. Sans la diversité, il n'y a pas de créativité et d'innovation. Donc, on va sur des pointes positives. C'était le but de cette journée d'ailleurs. Le but n'était pas d'être une journée militante, mais plutôt une journée pour sensibiliser et pour dire voilà où on en est. On a fait participer aussi nos doctorants à MIAI, doctorants et doctorantes. Merci pour la qualité de vos présentations et également tous les intervenants, Sophie Loargan et Violette Zeki pour la session lecture sociologique. Et je l'ai fait à l'envers, donc la première session qui était Femmes et diversité animée par Siam avec Laure Berti et Elisa Fromont. Donc merci beaucoup, j'espère à une prochaine fois. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci. Merci pour cette organisation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.